Alors, on continue à aller très doucement, hein, parce que pour suivre votre propre lecture, l'idée même que ça vous fasse rire, c'est très très inquiétant. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment aller presque par numéro, pour que vous compreniez la succession des problèmes. Et je dis donc, premièrement, pour aujourd'hui, eh ben forcément, où en sommes-nous? Là, ça va être très rapide, hein, où nous en sommes. Finalement, on a acquis vaguement au niveau, vous voyez, on est en train de chercher depuis plusieurs fois quel est le statut des modes. Puisque le statut des modes, c'est vraiment ça qui constitue l'éthique. Bon, eh ben, on commence à apercevoir, même confusément, un certain statut de ce que Spinoza appelle les modes, c'est-à-dire vous ou moi, ou la table, ou n'importe quoi. C'est-à-dire, le mode, c'est ce qui est, c'est l'étant. Ben, le statut de tout étant, finalement, c'est quoi? Ben, imaginons, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vrai, tout ce qu'il nous dit Spinoza, c'est évident que c'est vrai. C'est tellement beau, tellement profond, c'est vrai, ça ne peut pas être autrement. Ça se passe comme il dit, quoi, les choses. Alors, comment il dit que ça se passe? Il dit que ce qui constitue une chose, c'est finalement un ensemble extrêmement complexe de rapports. J'insiste sur la nécessité d'aller lentement parce qu'il faudrait presque à chaque phrase, on se dise, oh bon, ben oui, mais c'est pas formidable ce qu'il dit là, ça a été dit déjà, tout ça. Et puis qu'on pressente aussi que c'est pas vrai. Ce qu'il en tire, c'est quelque chose d'absolument nouveau, de très très curieux. Et vous comprenez, un corps, ou une chose, n'importe quoi, ou un animal, ou vous ou moi. Chacun de nous est constitué par un ensemble de rapports. Appelons ces rapports constitutifs. Hein. Là, je le dis par commodité, c'est pas un mot qu'il emploie, mais je dis des rapports constitutifs. Ces rapports, on a vu, et c'était très vague, on les a baptisés d'après les expressions même de Spinoza, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire, rapports de mouvement et de repos. Et de repos. Entre quoi s'établissent ces rapports? Des rapports impliquent des termes. On reste toujours très dans le vague pour le moment. Lui, il dirait entre particules. Nous, notre vocabulaire s'est enrichi depuis lui. On pourrait dire c'est des rapports entre molécules et puis composantes de molécules. Finalement, on tomberait aussi sur rapports entre des particules. On ne sait pas encore du tout d'où viennent ces particules. Ça, on n'a pas vu, on procède par ordre. Donc, je suis constitué par un ensemble de rapports dits constitutifs, rapports de mouvement et de repos qui s'établissent entre particules. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble de rapports? Ça veut dire que mes rapports constitutifs sont les miens en quel sens? Il n'y a pas encore de moi. Qu'est-ce que ça veut dire moi? Donc, qu'est-ce qui va définir l'ensemble des rapports constitutifs de telle chose comme un ensemble lorsque je dis un corps? Là, on n'a pas le choix. Il faut bien que d'une certaine manière, ce que j'appelle mes rapports constitutifs ne cessent de se composer les uns les autres et de se décomposer les uns dans les autres. C'est-à-dire, ils ne cessent de passer les uns dans les autres dans les deux sens. Dans le sens d'une plus grande complexité, dans le sens d'une analyse, d'une décomposition. Et si je peux dire, c'est mes rapports constitutifs, c'est parce qu'il y a ce mode de pénétration des rapports, d'interpénétration des rapports, tel que mes rapports les plus simples ne cessent de se composer entre eux pour former mes rapports les plus complexes, et mes rapports les plus complexes ne cessent de se décomposer les uns les autres au profit des plus simples. Il y a une espèce de circulation qui va définir ou qui va être définie par l'ensemble des rapports qui me constituent. Je prends un exemple d'après une lettre de Spinoza, pas une lettre à Bienberg,
D'après une lettre à quelqu'un d'autre, je crois que c'est la lettre 32. Ou Spinoza, c'est le seul texte de Spinoza, il me semble, où il va, non, c'est pas 32, si, c'est 32. C'est un texte où il va assez loin dans l'analyse des rapports, et oui, c'est 32. Lettre à Oldenburg. Il prend l'exemple du sang. Il dit, ben voilà, classiquement, on dit que le sang a deux parties. Le chyle, C-H-Y-L-E, et la lymphe. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Ça n'apporte pas aucune importance. Ce qu'au XVIIe siècle, ce que la biologie du XVIIe appelle le chyle et la lymphe, ça n'est plus ce qu'on appelle aujourd'hui le chyle et la lymphe. Donc, c'est pas grave. En gros, si vous voulez, pour une grossière analogie, disons que le chyle et la lymphe, c'est un peu comme globule blanc et globule rouge. Alors, très bien. Le sang a deux composantes, le chyle et la lymphe. Bien. Comprenez ce que ça veut dire. Et là-dessus, il explique bien. Je dirais, le chyle et la lymphe sont eux-mêmes deux systèmes de rapport entre particules. Ce pas des corps simples, il n'y a pas de corps simples. Les corps simples, c'est des particules, c'est tout. Mais lorsque je qualifie un ensemble de particules en disant ça c'est du chyle et ça c'est de la lymphe, c'est que j'ai déjà défini un ensemble de rapports. Donc le chyle et la lymphe, c'est déjà deux ensembles de rapports. Ils se composent l'un l'autre, ils sont de telle nature qu'ils se composent pour former un troisième rapport. Ce troisième rapport, je l'appelle sang. Donc, le sang sera, si vous voulez, un corps de seconde puissance, si j'appelle chyle et lymphe corps de première puissance. C'est arbitraire, parce que je commence là. Je dirais le chyle et la lymphe corps de première puissance. Ils sont définis par un rapport de mouvement et de repos chacun. Ces rapports conviennent. Vous voyez ce que ça veut dire? Deux rapports conviennent lorsqu'ils se composent directement, l'un avec l'autre. Ces deux rapports conviennent. Bon, s'ils conviennent, ils se composent directement. S'ils se composent directement, ils composent un troisième rapport plus complexe. Ce troisième rapport plus complexe, appelons-le corps de seconde puissance. Ce sera le sang. Mon sang. Après tout, mon sang, c'est pas celui du voisin. Mon sang, à son tour, corps de seconde puissance, se compose directement avec d'autres éléments organiques. Par exemple, avec mes tissus, qui, eux, sont aussi des corps, les tissus. Ils se composent directement avec des tissus, des corps tissus, pour donner un corps de troisième puissance, à savoir mes muscles irrigués. Les os, ils le sont. Vous me suivez, etc., etc. Je peux dire que, à la limite, je suis un corps de petite n puissance. Or, qu'est-ce qui assure finalement ma durée? Ce qui assure ma durée, c'est-à-dire ma persistance. Car une telle conception des corps implique qu'ils vont être définis par la persistance. Vous voyez déjà où le thème de la durée peut s'accrocher concrètement. C'est curieux comme c'est très concret tout ça. C'est une théorie du corps très simple, très sûre d'elle. La persistance, c'est quoi? Le fait que je persévère, la persévérance. Je persévère en moi-même. Je persévère en moi-même pour autant que cet ensemble de rapports
qui me constitue est telle que les rapports les plus complexes ne cessent de passer dans les moins complexes et les moins complexes ne cessent de reconstituer les plus complexes. Il y a une circulation des rapports. Mais en effet, il ne cesse pas de se défaire, de se refaire. Par exemple, je prends des notions vraiment élémentaires de biologie actuelle. Je ne cesse pas de refaire de l'os. C'est-à-dire, l'os, c'est un système de rapport, de mouvement et de repos. Vous me direz, on ne voit pas tellement que ça bouge, sauf dans le mouvement volontaire. Oui, si, ça bouge. Ça bouge, c'est un système de rapport, de mouvement et de repos entre particules. Mais ce rapport, il ne cesse pas de se défaire. J'emprunte des réserves à mes os. J'emprunte des réserves minérales à mes os tout le temps. Il faut imaginer l'os en durée et pas en spatialité. En spatialité, c'est rien, c'est un squelette, c'est de la mort. Mais l'os en persévérance, en durée, c'est simplement ceci, c'est que le rapport de mouvement et de repos entre particules que l'os représente ne cesse de se défaire, à savoir j'emprunte les réserves minérales de mes os pour survivre et de se refaire, à savoir les os empruntent aux aliments que j'absorbe des réserves minérales de reconstitution. Donc l'organisme, c'est un phénomène de durée, beaucoup plus que de spatialité. Et voyez ce que je peux appeler persévérance ou durée. Au moins, j'ai une première définition spinozienne, spinoziste de la persévérance. Et c'est pour ça que vous remarquez, ça je fais ça allusion pour ceux qui avaient suivi ce moment, dans les problèmes que Comtesse avait soulevés, moi je disais, mon cheminement, ce serait de comprendre une fois dit que dans Spinoza apparaît constamment la formule tendance à persévérer dans l'être. Je disais, moi je ne peux comprendre tendance que comme survenant en seconde détermination conceptuelle. L'idée de persévérance chez Spinoza est première par rapport à celle de tendance à persévérer. Comment la persévérance va-t-elle devenir une tendance à persévérer? Il me semble que c'est comme ça qu'on peut poser le problème. Mais, si j'avais bien compris, là on reviendra quand j'en aurai fini avec tout ça, un autre point de vue, peut-être le point de vue de Comtesse, qui lui tendrait à dire, ah ben non, dans Conatus, dans tendre à persévérer, ce qui est fondamental, c'est tendance et pas persévérance, ça peut être un point de vue de lecture très légitime qui donnerait une lecture un peu différente, je suppose pas opposée, mais un peu différente. Mais pour moi, si vous voulez, je suis ainsi fait, je sais pas, chacun a ses modes de lecture, que je comprends que dans l'expression tendre à persévérer dans l'être, je comprends persévérer avant d'avoir compris tendance. Et je dis la persévérance, vous voyez bien ce que c'est. C'est autant qu'un organisme dure, si peu qu'il dure. C'est le fait qu'il dure essentiellement. Et pourquoi dure-t-il essentiellement? Parce qu'il ne peut être défini par un ensemble de rapports de mouvement et de repos que si ces rapports de mouvement et de repos ne cessent de passer les uns dans les autres, de se décomposer, de se redécroyer, de se recomposer. Et c'est ça la persévérance. C'est cette communication des rapports. Alors, c'est toujours là où nous en sommes. Mais là-dessus, vous comprenez que je viens d'essayer de définir une espèce de persévérance, ou je pourrais dire de consistance de chaque chose. Je dirais chaque chose consiste ou persévère, dans la mesure où les rapports qui la constituent ne cessent de passer les uns dans les autres, c'est-à-dire de se décomposer du plus complexe au plus simple et de se recomposer du plus simple au plus complexe. Et voilà. Du coup, j'ai une certaine autonomie de ce que j'appelle une chose. J'ai défini le un de une chose. En quoi une chose est-elle une? C'est une définition, il me semble, originale de une. Voyez en effet pourquoi il est forcé de faire ça, Spinoza. C'est pour notre joie qu'il fait tout ça. Mais pourquoi il est forcé? Lui, il n'a pas le choix d'une certaine manière. Puisque en définissant les choses, les êtres, les étant comme des modes, il s'est interdit de les considérer comme des substances. Donc, leur unité, l'unité de chaque chose, il ne peut pas la définir de manière substantielle. Donc, son issue,
c'est qu'il va la définir comme système de rapport, c'est-à-dire le contraire d'une substance. Et sa force, c'est d'arriver si simplement, si avec vraiment une grande sobriété, une grande simplicité, à nous dire ce que peut vouloir dire un au niveau d'un ensemble de rapports multiples. Chaque chose est constituée par un ensemble de rapports multiples. Ah bon, mais alors en quoi est-elle une? Pas difficile. Réponse très stricte, très très rigoureuse. Ces rapports ne cessent de passer les uns dans les autres, c'est-à-dire de se décomposer, de se recomposer. C'est ça qui fait le un de une chose. Alors, toujours dans ce premièrement, nous en sommes. Mais cette chose, elle baigne dans un milieu lui-même modal, pas substantiel, un milieu modal d'autres choses. Il y a d'autres choses, il n'y a pas une seule chose. Pourquoi il n'y a pas un seul mode? Vous avez déjà deviné, parce que s'il y avait un seul mode, ce serait la substance. S'il y avait un seul étang, ce serait l'être. Il faut bien qu'il y ait des étangs, il faut qu'il y ait des modes, une infinité infinie de modes. Puisque l'être se dit de la substance. L'être se dit de l'étang, l'être se dit du mode. Mais le mode, lui, il est multiple. Donc il y a d'autres choses. Et ces autres choses, il y en a qui me sont complètement étrangères, avec lesquelles j'ai rien à faire, mais il y en a qui agissent sur moi. Et ces autres choses, elles sont exactement comme moi. Elles aussi pour leur compte. Elles sont systèmes de rapports qui passent les uns dans les autres. Ce parfois, la chose, toute chose persévère. Que toute chose persévère, c'est vrai de tout. Il n'y a pas que les organismes, c'est vrai de tout. La table persévère. Et la table aussi, elle est système de rapports de mouvement et de repos qui passent les uns dans les autres. C'est par quoi je dis une table. Bien. Donc il y a d'autres choses qui agissent sur moi. Eh bien, parmi ces choses, de mon point de vue, vous voyez ce que ça veut dire, mon point de vue. Quel est mon point de vue? Pourquoi je peux parler déjà de mon point de vue? Mon point de vue, on vient de le définir. C'est le point de vue de ma persévérance. C'est-à-dire, mon point de vue, c'est le point de vue de l'ensemble des rapports qui me composent et qui ne cessent de se décomposer les uns dans les autres et de se recomposer les uns les autres. C'est ça mon point de vue. De mon point de vue, je dirais que certaines de ces choses extérieures me sont bonnes, c'est pareil, et que d'autres me sont mauvaises. Ou, mot encore employé par Spinoza, que certaines me conviennent, que d'autres me disconviennent. Je vis sur le mode de tiens, ça me convient. Oh non, ça me convient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des jugements de goût, ça me convient pas. Qu'est-ce qu'une chose mauvaise? Une chose mauvaise, c'est une chose dont le rapport décompose tout ou partie de mes rapports constituants. C'est-à-dire, elle force mes particules à prendre un tout autre rapport qui ne correspond pas à mon ensemble. Ça, c'est mauvais. C'est poison. J'ai le modèle du poison, là, dès le début. Le poison décompose un de mes rapports constituants. Il détruit un de mes rapports constituants. Par là même, il est mauvais. Vous voyez que déjà, il faudrait dire, ah ben oui, on prend décomposer en deux sens, puisque du point de vue de la persévérance, les rapports qui me constituent ne cessent de se décomposer, de se recomposer. Mais ça veut dire
Le rapport complexe passe dans les rapports simples et les rapports simples redonnent le rapport complexe. Tandis que l'autre décomposition, lorsque le poison agit sur moi, là c'est une décomposition d'un type tout à fait différent, à savoir, un de mes rapports est détruit. Ou bien, à la limite, tous mes rapports sont détruits. C'est-à-dire, mes particules prennent de tout autre rapport. En d'autres termes, je suis malade ou je meurs. On a donc une définition assez stricte, même très stricte, du mauvais. Et mauvais, une chose ne peut être dite mauvaise que d'un certain point de vue, c'est-à-dire du point de vue du corps dont la chose décompose un rapport. Donc, lorsque Spinoza disait « Eh bien, c'est pas difficile, Dieu n'a absolument rien défendu à Adam. Dieu a simplement révélé à Adam que si Adam mangeait du fruit, Adam serait empoisonné. » Vous voyez ce que ça veut dire en toute rigueur spinoziste. Ça veut dire Dieu a révélé à Adam que s'il mangeait du fruit, un de ses rapports, ou même tous ses rapports constituants, serait décomposé, ce ne serait plus jamais le même Adam. C'est vous-même. Comme quand on a subi une épreuve ou qu'on est passé par un poison violent et qu'on dit « Ah non, je ne serai plus jamais le même. » Voilà, ça c'est le mauvais. Vous comprenez du coup ce que c'est que le bon. Le bon sera dite bonne, toute chose dont le ou les rapports se composent directement, j'insiste sur l'importance de directement avec les miens, directement ou avec peu d'intermédiaires. Par exemple, là, mais peut-être cet exemple nous entraînera dans une analyse plus subtile tout à l'heure. Je respire, l'air est bon pour moi. Quel air d'abord? Quel air? Ça dépend. Mettons, en gros, l'air est bon pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport constituant de l'air se compose, je mets entre guillemets, directement avec un de mes rapports constituants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, c'est pas si simple que ça, mais vous voyez ce que veut dire quand même, c'est pour que vous pressentiez ce que veut dire directement. Pas si simple que ça, parce que mon rapport constituant en question par rapport à l'air, c'est quoi? C'est le rapport constituant qui va définir les poumons. Par rapport à l'air, ce rapport constituant, ce rapport que j'appelle la commodité pulmonaire, les poumons, c'est un système de rapport de mouvement et de repos entre particules. Eh ben, les poumons respirent, ça veut dire, ils décomposent le rapport constituant de l'air. Ils le décomposent pourquoi? Pour s'approprier la partie de l'air qui leur convient. Mettons, pour ne pas compliquer, l'oxygène. Si je suis un poisson et que j'ai des branchies, là c'est avec de l'eau, c'est l'eau qui me convient, parce que les branchies, c'est un autre système de rapport de mouvement et de repos qui est capable de décomposer le rapport constituant de l'eau pour en extraire l'oxygène. Mais moi, je ne suis pas capable. Bien plus, là on voit que les choses sont extrêmement individuelles, tout dépend de l'état de vos poumons. Est-ce que vous pouvez supporter un air avec fort oxygène, avec grande proportion d'oxygène? Il y a des cas où vous ne pouvez pas supporter.
Trop d'oxygène. Ah, ça veut dire quoi ça? Trop d'oxygène, ça va être une chose bizarre. C'est que dans un air trop chargé d'oxygène, vous ne pouvez pas faire, dans certains cas, vous ne pouvez pas faire votre extraction. Bon, vous voyez, c'est tout un monde des modes qui est extrêmement varié. Mais vous voyez ce que veut dire bon, en gros, et mauvais. Ce dont le rapport décompose le plus directement possible un rapport est bon, ce dont le rapport se compose le plus directement possible, assez directement, avec un rapport. Très bien. La différence entre l'aliment et un poison, c'est ça. L'arsenic, mettons, je reviens à cet exemple puisqu'il y a un texte de Spinoza sur le fruit qui agit comme poison, un autre texte sur le sang. Prenez un poison qui décompose le sang. On voit comment il agit. Je disais, dans l'état de santé, vous avez chyle, lymphe, qui ne cesse de composer le sang qui ne cesse de se décomposer en chyle, lymphe qui reconstitue le sang. Très bien. Lorsque vous absorbez un poison qui décompose le sang, voilà que le rapport constituant du sang, il est détruit. Par exemple, excès de globules blancs, tout ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez vous-même inventer les exemples. Voilà. Il faudrait que ça ce soit très clair, parce que si c'est pas très clair, ça c'est... Mais ce n'est que le résumé de ce à quoi on était arrivé comme statut du mode. Et c'est très fort de définir une chose comme vraiment un complexe de relations. Vous me direz, de certaine manière, ça va de soi, mais ça implique un tel choix. Comprenez toute l'idée d'arrière-tête, à savoir les autres. Tout ce qu'il y a comme sous-entendu. Les autres philosophes ont cru qu'ils ne pourraient définir l'individu que comme substantiel. Et Spinoza nous dit, mais pas du tout, l'individu, c'est pas une substance. Ça, d'Aristote à Descartes, il y a au moins un point commun. Ils varient tous sur la compréhension et la définition de la substance, mais d'Aristote à Descartes, l'accord est absolu, y compris Leibniz après Descartes, jusqu'à Leibniz, l'accord de la tradition philosophique. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des penseurs étranges qui déjà avaient mis ce point en question, mais considérait qu'on ne pouvait définir un corps que par référence à la catégorie de substance. Un individu que par la substance. Chez Spinoza, est-ce qu'on peut dire que la substance ou le substrat supporte les relations, les rapports, ou bien non. Que les relations sont antérieures à la substance? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. À mon avis, ni l'un ni l'autre. Non. Il faudra une forme de relation complètement originale qui sera la relation des substances et des modes. De la substance et des modes. Mais ça, on ne pourra le voir alors que quand on passera au versant ontologie, puisque là, c'est l'éthique. Oui, ça, c'est une bonne question. Quel sera le rapport de la substance et des modes? Ça, oui. Mais ça dépasse de loin ce que je suis en train de... 32. Sur le sang, oui. Oui, très belle lettre. Où il parle de l'unité de la nature, puisqu'à la limite, il n'y a qu'une seule et même nature, la nature étant l'infinité des rapports, qui passent les uns dans les autres. Donc, c'est ça, la nature avec un grand N. Bon, je passe à mon deuxième point. Il va aller très vite. Je viens de dire, il y a deux sortes de décomposition lorsque je dis un rapport est décomposé. Il y a une décomposition circulation qui celle-là est bonne et appartient à la persévérance. Encore une fois, mes rapports complexes ne cessent de se décomposer en même temps que mes rapports simples ne cessent de recomposer le rapport complexe. Donc c'est une décomposition-recomposition.
qui appartient à la persévérance. C'est une décomposition, circulation. Mais on a vu que lorsque je dis le poison décompose un de mes rapports, il ne s'agit plus de ça du tout, il s'agit d'une décomposition, destruction. Un de mes rapports est détruit par le rapport constitutif du poison. Par exemple, mon sang qui est défini par un rapport, et ben voilà. Vous me suivez? Qu'est-ce que ça veut dire un rapport est détruit? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très rigolo. Chez Spinoza, il ne le dit pas, mais c'est comme s'il le disait. C'est des choses, il faut les savoir par cœur. Il faut que... D'ailleurs, c'est bon, ce serait très bon de savoir par cœur l'éthique. Hein. Apprenez-la par cœur. S'il y a des textes qu'on apprend par cœur, s'il y en a un en philosophie, c'est l'éthique. Apprendre Kant par cœur, aucun sens. Ça sert à rien. Apprendre par cœur Spinoza, ça sert pour la vie. Parce que vous vous dites, dans chaque condition de la vie, vous vous dites, ah bon, quelle proposition ça renvoie ça. Et il y en a toujours une dans Spinoza. Donc ça peut vous servir beaucoup. Alors bon, un de mes rapports est détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Très rigoureusement, ça veut dire ceci. Pourquoi un rapport, comment un rapport peut-il être détruit? Je vois pas un peu tout. Et en effet, là, on va faire quand même une remarque très importante, peut-être. Un rapport, ce qui peut être détruit, c'est les termes d'un rapport. Mais un rapport, où c'est? Comment ça pourrait être détruit? Où c'est un rapport? Si je dis Pierre est plus petit que Paul, c'est un rapport, Pierre est plus petit que Paul. Hein? Je vois bien que Pierre ou Paul, ils peuvent être détruits, à supposer qu'ils ne soient pas eux-mêmes des rapports. Mais plus petit que, comment ça pourrait être détruit, un truc comme ça? Comment une relation pourrait-elle être détruite? Vous voyez, c'est un abîme, ça. Oui, ça ne peut pas être détruit, une relation. Pourquoi une relation, ça ne peut pas être détruit? Réponse très simple, c'est parce que, comme chacun le sait, une relation, un rapport, c'est une vérité éternelle. Une vérité éternelle, ça ne peut pas être détruit. 2 plus 2 égale 4, ça c'est un rapport. 2 plus 2 égale 4, c'est un très bon, c'est un complexe de rapports. Puisque 2 plus 2 égale 4, c'est l'affirmation qu'il y a un rapport d'égalité entre 2 rapports. Le rapport de 2 plus 2 et le rapport de 4. Donc c'est un rapport entre 2 rapports. Ça ne peut pas être détruit. Les vérités éternelles sont indestructibles. Pierre et Paul peuvent mourir. Il n'en reste pas moins éternellement vrai que Pierre aura été plus petit que Paul. Hein? Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une chose très simple, ça veut dire, nécessairement. C'est par commodité qu'on dit un rapport est détruit. Manière de parler, il faut bien parler comme ça, sinon on s'encombre. Mais en réalité, ça veut dire un rapport cesse d'être effectué. Il n'est pas détruit, il cesse d'être effectué. C'est très important pour ce que Spinoza appellera la vie éternelle, quand il nous apprendra que nous sommes éternels. C'est ce que je suis en train de dire. C'est donc uniquement pour lancer un certain thème de l'éternité. En fait, lorsque je dis un de mes rapports est détruit, ça veut uniquement dire, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que un de mes rapports cesse d'être effectué. Ça veut dire quoi, effectuer un rapport? Effectuer un rapport, c'est très simple. Un rapport est effectué lorsque sont présents, lorsque se présentent les termes entre lesquels le rapport
s'établit avec vérité. Si je dis plus petit que, j'ai énoncé un rapport, mais c'est un rapport vide. J'effectue le rapport lorsque je trouve ou présente deux termes qui sont l'un avec l'autre dans la relation, conforme au rapport plus petit que. C'est pourquoi l'on peut faire une logique des relations. Et une logique des relations a toujours été considérée comme distincte de ce qu'on appelle une logique de l'attribution, la logique de l'attribution étant le rapport de la qualité à la substance. Je dis le ciel est bleu, à première vue, je ne suis pas sûr qu'il y ait une logique de l'attribution. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais à première vue, lorsque je dis le ciel est bleu, j'attribue une qualité ou un prédicat à un sujet. Le sujet, c'est le ciel bleu, c'est la qualité, ou le prédicat. Et comment est-ce que je peux dire le ciel est bleu? Ça, c'est le problème de la logique de l'attribution. Et ça veut dire, comment que je peux dire le ciel est bleu? C'est que ça ne va pas de soi. Je dis, d'une certaine manière, quand je dis le ciel est bleu, je dis A et B. C'est bizarre. Comment, de quel droit je peux dire A et B? Bon, c'est un problème. Dire que toutes sortes de logiques sont des logiques de l'attribution dans la mesure où c'est ça le problème qu'elles posent. Mais comprenez que lorsque je dis Pierre est plus petit que Paul, plus petit que n'est pas une qualité de Pierre. La preuve, c'est que Pierre, qui est plus petit que Paul, il est plus grand que Jules. La relation n'est pas une qualité attribuable à la chose. Même au niveau du sentiment, vous sentez bien que c'est un autre domaine, le domaine des relations. D'où la possibilité d'une logique des relations n'a jamais cessé historiquement dans l'histoire de la logique et de la philosophie, n'a jamais cessé historiquement de taquiner, de tourmenter la logique de la substance ou de l'attribution. Que faire des relations du point de vue d'une logique de la substance? C'est que les relations, elles vont poser des problèmes. Je ne peux pas dire, encore une fois, que plus petit que Pierre soit un attribut ou une qualité de Paul. C'est autre chose. Irréductibilité des relations de qualité. C'est un drame. Dès lors, comment penser? C'est ça qui a porté un grand coup à ce qu'on peut appeler le substantialisme. Et comprenez qu'au contraire, Spinoza, il se trouve particulièrement à l'aise dans une logique des relations, puisque justement, il n'a pas défini les corps comme substance. Lorsque j'ai défini les corps comme substance, je me trouve devant un sacré problème. Comment penser les relations entre les corps? Au moins, Spinoza, il s'est mis dans des problèmes très étranges, en refusant que les corps soient des substances. Mais, dès lors, il s'évite certains problèmes. Les relations, pour lui, c'est au contraire le domaine qui va le plus de soi. Nous sommes des paquets de relations, chacun de nous est un paquet de relations. Donc, ce n'est pas les relations qui l'étonnent, lui. Dès lors, encore une fois, un de mes rapports est détruit, cela veut dire il cesse d'être effectué. Qu'est-ce qui effectue mes rapports? On a vu la réponse, encore très insuffisante, puisque je n'ai pas analysé. Et ce n'est pas pour aujourd'hui que je vais analyser ça. De toute manière, il nous dit quelque chose pour le moment de aussi vague que ce qui effectue les rapports, de toute manière, c'est des particules. Des particules plus ou moins complexes. Et les particules, qu'est-ce qu'elles sont? Vous sentez elles-mêmes que alors, c'est rien d'autre à la limite que des supports de relations. Évidemment, elles n'ont pas d'intériorité, les particules. Elles sont uniquement supports de relations, termes de relations variables. Si bien qu'on pourrait presque faire une logique très formelle de la relation chez Spinoza. Mais enfin, c'est autre chose.
Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Des particules qui effectuaient un de mes rapports ne l'effectuent plus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ça devient limpide. Elle ne l'effectue plus, évidemment. Hein, évidemment qu'elle ne l'effectue plus. Pourquoi qu'elle ne l'effectue plus? Elle ne l'effectue plus parce qu'elles ont été déterminées à entrer sous un autre rapport, incompatible avec le mien. Donc elles effectuent plus mon rapport, elles en ont pris un autre. Et le nouveau rapport qu'elles ont pris n'est pas compatible, c'est-à-dire il ne circule pas avec les miens. Exemple, l'arsenic toujours. L'arsenic décompose mon sang. Bon, ça veut dire quoi? Les particules de mon sang qui constituaient mon sang en tant qu'elles entraient sous tel rapport, le rapport constitutif de mon sang, qui était lui-même un rapport de mouvement et de repos entre ces particules, ben voilà que sous l'action de l'arsenic, ces particules sont déterminées à prendre un autre rapport. Or, le nouveau rapport qu'elles ont pris ne circule pas avec les miens, ne se compose pas avec les miens. Et je peux dire, oh mon Dieu, je n'ai plus de sang. Peu après, je meurs. J'ai mangé la pomme. Voyez? Donc, cette deuxième remarque avait uniquement pour but de dire attention. Qu'est-ce que veut dire un rapport est détruit? Eh bien, ça n'empêche pas que les rapports ont des vérités éternelles, mais un rapport est détruit, ça veut dire qu'il n'est plus effectué. Il n'y a plus de particules pour actualiser le rapport, c'est-à-dire pour fournir des termes au rapport. Actualiser le rapport, effectuer le rapport, c'est fournir des termes au rapport. Termes tout relatifs, puisque ces termes seront des rapports à leur tour, mais des rapports d'une autre sorte. Si bien que tout rapport est rapport de rapport à l'infini. Les termes étant simplement des termes relatifs à tel niveau de rapport. C'est une belle vision du monde. Ça manque de substance, précisément. Plus de substance là-dedans. Voilà mon deuxième point. Donc, lorsque je dirais par commodité, un de mes rapports est décomposé ou détruit, il n'y aura plus de problème, je le dirai par commodité, parce que c'est plus rapide que dire ce rapport n'est plus effectué par des particules. Bon, jusque-là ça va, hein. Jusque-là c'est limpide. Très bien. Troisième remarque, ça va se compliquer. Ça va se compliquer et c'est pas ma faute, il faut vraiment que ça se complique. Il faut que ça se complique parce que je reviens à mon point de vue. Ce qui définit ma persévérance, c'est l'ensemble des communications de rapports. À savoir qu'entre mes rapports constituants, ça ne cesse de communiquer, et ça ne cesse de communiquer, ça veut dire, ça ne cesse de se décomposer du plus complexe au plus simple, et de se recomposer du plus simple au plus complexe. Je ne cesse de défaire mes os et de les refaire. Il y a une chronologie osseuse beaucoup plus importante que la spatialité osseuse. Eh bien, qu'est-ce que ça implique, ça? Ce système de la persévérance ou de la consistance, qu'est-ce que ça implique? C'est là que ça implique une drôle de chose. Parce que, je fais une parenthèse. Vous vous rappelez que dans la longue introduction que j'ai faite pour situer ce problème, j'ai parlé d'une doctrine de Spinoza, le parallélisme. Et que j'avais dit des choses très simples sur le parallélisme, je ne voulais pas le considérer pour lui-même, j'avais dit des choses très très élémentaires du type, ben vous comprenez, un corps c'est un mode d'un attribut de la substance, cet attribut de la substance étant l'étendue. Un corps c'est un mode de l'étendue.
Or, vous ou moi, ou toutes les choses que nous connaissons d'ailleurs, selon Spinoza, nous ne sommes pas seulement des corps. En fait, nous sommes des modes doubles. Nous sommes aussi des âmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, une âme? C'est pas difficile chez Spinoza. Une âme, c'est un mode de la pensée. Un corps, c'est un mode de l'étendue. Une âme, c'est un mode de la pensée. Et nous sommes indissolublement corps et âme. Spinoza va même jusqu'à dire « toute chose est animée », c'est-à-dire tout corps a une âme. Qu'est-ce que ça veut dire, tout corps a une âme? Ça veut dire qu'à tout mode de l'étendue corps correspond à un mode de la pensée âme. Donc, je suis un corps dans l'étendue, mais je suis une âme dans la pensée. Et la pensée est un attribut de Dieu, non moins que l'étendue est un attribut de Dieu. Donc je suis âme et corps. Vous voyez par parenthèse la très belle vision de Spinoza, à savoir il n'y a aucun problème de l'union de l'âme et du corps. Pourquoi? Parce que l'âme et le corps, c'est strictement la même chose, sous deux attributs différents. L'âme et le corps, c'est la même modification en deux modes. L'âme et le corps, c'est la même modification de la substance en deux modes d'attributs différents. Ils se distinguent par l'attribut, mais c'est la même modification. J'appellerais âme une modification rapportée à l'attribut pensée, et corps, la même modification rapportée à l'attribut étendu. D'où l'idée d'un parallélisme de l'âme et du corps. Ce que le corps exprime dans l'attribut étendu, l'âme l'exprime dans l'attribut pensé. Si vous comprenez le moins du monde ça, à peine on comprend, c'est ça qui a de gai dans la vie, c'est que dès qu'on comprend quelque chose, dès qu'on a évité un contresens, on risque de tomber dans un autre contresens. Et à peine on a compris ça, que pour Spinoza, l'âme et le corps, c'était la même chose. Et que l'âme et le corps exprimaient strictement la même chose. Que on risque d'avoir des difficultés à nouveau. Parce qu'on a presque envie de dire, ah bon, eh bien puisque un corps se définit par un ensemble de rapports de mouvement et de repos, une âme, elle aussi, aura des rapports de mouvement et de repos. Écoutez-moi ça. On a très envie de dire ça. Bien plus, Spinoza le dit parfois. Il le dit parfois. Il dit, bah oui, il y a des parties de l'âme, comme il y a des parties du corps, et les parties de l'âme entrent dans des rapports, tout comme les parties du corps entrent dans des rapports. Et il a raison de le dire, parce qu'il faut parler le plus simplement possible. Il y a des moments où il faut parler comme ça, quand c'est pas exactement ça le problème qu'on se pose. Ça va plus vite, ça permet de mieux cerner un autre problème. Mais pourquoi est-ce que sérieusement, en toute rigueur, il ne peut pas le dire? Au point que même s'il le dit, alors certes, on ne va pas se permettre de corriger Spinoza et dire là, il se trompe sur sa propre pensée. Je dis tout à fait autre chose. Je dis, il peut avoir l'air de dire ça, il ne le dit pas vraiment. Il peut avoir l'air de dire ça pour une raison très simple. C'est pour aller plus vite parce que le vrai problème qu'il pose dans ce texte-là est un autre problème. Mais en fait, il ne peut pas le dire en toute rigueur. Pour une raison très simple. Là, vous devriez déjà me donner la réponse d'avance. Il ne peut pas le dire pour une raison très simple, c'est que mouvement et repos,
C'est des modes de l'étendue. Ça appartient à l'étendue. Alors bien plus, je peux parler d'un mouvement de l'âme, mais c'est par métaphore. L'affaire de l'âme, c'est pas le mouvement. Le mouvement et le repos, c'est une pulsion des corps. Donc je peux dire, comprenez-moi, je peux dire, en vertu du parallélisme, il doit y avoir dans la pensée quelque chose qui est à la pensée ce que le mouvement et le repos est à l'étendue, mais je ne peux pas dire il y a un mouvement et repos dans la pensée comme il y a un mouvement et repos dans l'étendue. Car mouvement et repos ne se disent pas de la pensée, ça se dit de l'étendue. En toute rigueur, je ne peux pas conclure du mouvement et du repos, des rapports de mouvement et de repos tels qu'ils se présentent dans les corps situés dans l'étendue, je ne peux pas en conclure, en inférer qu'il y a donc aussi des mouvements et des repos, des rapports de mouvement et de repos dans l'âme qui est située dans la pensée. Alors, même s'il le dit, même s'il a l'air de le dire, il ne le dit que pour rire. Enfin, vous me comprenez, pour aller vite quand c'est pas le problème. Quand c'est le problème, il faudra bien qu'il dise autre chose. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Eh bien, il nous dit une chose bien intéressante. Car je trouve dans le livre quoi? Dans l'éthique, livre 2, proposition 13, Scoli, la partie qui s'appelle Scoli. Je lis ceci. Je dis en général, il précise, je dis en général, hein, c'est une proposition générale. Qu'est-ce qu'il dit en général? Je dis en général que plus un corps est apte par rapport aux autres à être actif ou passif, plus un corps est apte par rapport aux autres à être actif ou passif. Accordez-moi que ça veut dire plus un corps est apte à être avec d'autres dans des relations, avec d'autres corps dans des relations de mouvement et de repos. C'est-à-dire, plus un corps est apte à subir les effets d'un autre corps et d'être cause d'un effet sur les autres corps. Je suis actif si j'agis sur un autre corps, je suis passif si je reçois l'action d'un autre corps. Donc, d'après ce qu'on a vu, cette aptitude à être actif ou passif, c'est exactement l'aptitude que j'ai à entrer en rapport avec des corps extérieurs, rapport de mouvement et de repos. Donc je peux transformer la phrase là, sans aucune modification de fond. Je dis en général que plus un corps est apte à avoir des relations de mouvement et de repos avec d'autres corps. Plus son esprit, c'est-à-dire son âme, plus son esprit, en effet chez Spinoza, ces deux termes identiques, il préfère employer le terme latin esprit mince plutôt que le terme anima, plus un corps est apte à être actif ou passif, c'est-à-dire à avoir des rapports avec d'autres, plus son esprit est apte par rapport aux autres esprits à, il ne dit pas être actif ou passif, il dit à percevoir plus de choses à la fois. À percevoir plus de choses à la fois. Là, c'est un vrai problème. Il me semble. Il nous dit formellement ce qui correspond à action-passion dans le corps, ou si vous préférez mouvement-repos. Dans l'âme, c'est quoi?
C'est même pas action-passion, c'est perception. Plus encore, en toute rigueur, et ça je crois que c'est vraiment le fond, là Spinoza dit le fond de sa pensée. Ce qui correspond à l'ensemble des actions et passions d'un corps dans l'étendue, c'est des perceptions de l'âme. Ce qui correspond donc au rapport de mouvement et de repos dans le corps, ce sont des perceptions de l'âme. Du coup, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyez, le parallélisme ne met pas en rapport mouvement et repos dans l'étendue et mouvement et repos dans l'âme, mais mouvement et repos dans l'étendue, mouvement et repos étant des modes de l'étendue, et perception dans l'âme. Si bien que le parallélisme n'a rien à voir avec déjà. On n'a plus le choix, c'est ça qui est bien. Le parallélisme n'a rien à voir avec la manière dont on l'interprète d'habitude. Quand on pense qu'il y a des mouvements de l'âme qui correspondent aux mouvements du corps. Spinoza ne dit pas ça du tout. Ce qui correspond au mouvement du corps, c'est des perceptions. Alors vous me direz, mais ces perceptions, elles sont en mouvement. Peut-être que ça nous permettra de donner un sens à un mouvement propre à l'âme, la perception. Mais c'est parce que c'est des perceptions d'abord. Ce n'est pas des mouvements d'abord, c'est des perceptions. Qu'il y a un dynamisme de la perception, ça c'est autre chose. Alors, mais en même temps là-dessus, j'imagine, quelqu'un peut m'objecter, mais qu'est-ce que tu as déjà trituré ce texte? Parce que le texte dit une chose très simple, semble-t-il. Plus mon corps a des rapports de mouvement et de repos, par lesquels il entre en rapport avec les corps extérieurs, plus il perçoit de choses. C'est très simple, ça, on va me dire. C'est tellement simple. Tellement simple. Ça veut dire, et bien forcément, quand un corps a un effet sur le mien, je perçois le corps extérieur. C'est pas plus compliqué que ça, et puis après, c'est une évidence. La table agit sur moi, je me cogne, là, je heurte la table. Je perçois la table comme me heurtant. D'accord? Où est le problème? Eh bien, bon, d'accord. Le problème, il est là. Ce qui correspond à un mouvement repos dans l'âme, c'est une perception. Un mouvement repos dans le corps, encore une fois, c'est une perception dans l'âme. Bien, ça a l'air tout simple. Mais non. Parce que c'est tout comme tout à l'heure. Si j'ai des rapports complexes du point de vue de mon corps, c'est aussi parce que j'ai des rapports très simples. Le rapport complexe est composé par des rapports plus simples, etc., à l'infini. Et il y a un système de circulation. Si j'ai des perceptions globales qui correspondent au rapport complexe, à savoir je perçois la table, il faut bien que j'ai des perceptions comme élémentaires ou plus simples. Qu'est-ce que c'est que ces perceptions élémentaires et plus simples? Il faudra qu'il y ait aussi un circuit de communication des perceptions entre elles. Et ce circuit de communication définira la persévérance de l'âme. Qu'est-ce que je veux dire? Faites encore attention, très fort, puis on va se reposer après parce que vous en pouvez plus. Eh bien, santé, ce que ça veut dire, c'est revenons au sang. Et on va voir qu'il s'agit de bien autre chose que la perception au sens ordinaire du mot. Le chyle et la lymphe ont des rapports qui se conviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chyle et la lymphe ont des rapports qui se conviennent. Cela veut dire que
Ces rapports se composent directement. Ils se composent directement pour quoi faire? Pour constituer un troisième rapport, le sang. Bien. Tous ces rapports, en tant que je persévère, sont effectués par des particules. S'ils cessaient d'être effectués, je serais détruit, ou mon sang serait détruit. Bien. Imaginez un instant. Vous êtes une particule de lymphe. Ça veut dire, vous effectuez un rapport, ou vous entrez dans l'effectuation d'un rapport qui se compose directement avec le rapport qu'effectuent les particules de Scheele, ou l'inverse, je ne sais plus ce que j'ai dit. Vous me suivez? Ça implique quoi, ça? C'est que le Scheele est un pouvoir de discerner la lymphe. Que la lymphe est un pouvoir de discerner le Scheele. Les particules de Scheele et les particules de lymphe s'unissent pour constituer le sang. Comment s'uniraient-ils s'ils ne se distinguaient pas? Si le Scheele n'avait aucun pouvoir de discernement, qu'est-ce qui empêcherait ces particules de s'unir aux particules de l'arsenic? Tandis que l'arsenic détruit le rapport constitutif du Scheele. Il faut que les particules de Scheele et les particules de lymphe aient un pouvoir de discernement réciproque. Là qu'il faudra bien prêter à toutes les particules, si infimes qu'elles soient, un certain pouvoir que j'appelle, ce commode, un pouvoir de perception. Lorsque deux rapports se composent, il faut bien que les particules qui effectuent ce rapport aient sous ce rapport le pouvoir de discerner les autres particules de l'autre rapport avec lequel le premier rapport se compose. Ce discernement fait que les particules de lymphe et les particules de Scheele iront à la rencontre l'une de l'autre, si rien ne les empêche. Pour s'unir et composer le rapport du sang. En d'autres termes, aux particules dans l'étendue répond un discernement dans la pensée. Les particules, si humbles qu'elles soient, particules d'oxygène, d'hydrogène, etc., c'est une pensée chimique très prodigieuse qu'il élabore, Spinoza. Les particules, c'est des modes du corps. C'est des modes de l'étendue, d'accord. Les modes de la pensée, c'est des perceptions. Toute particule est animée, toute particule a une âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme d'une particule? Est-ce que Spinoza là, va déconner, délirer sur tout a une âme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire une chose extrêmement rigoureuse, très très positiviste. Je ne sais pas si c'est vrai. On va voir tout à l'heure, on va essayer de trouver. Mais en tout cas, il veut dire une chose très rigoureuse quand il dit tout a une âme. Ça veut dire à tout corps, si simple qu'il soit, même la particule la plus élémentaire, vous ne pouvez pas la séparer d'un pouvoir de discernement qui constitue son âme. Par exemple, une particule d'hydrogène se combine avec une particule d'oxygène, ou bien deux particules d'hydrogène se combinent avec une particule d'oxygène. Les affinités chimiques sont sans doute le cas le plus simple du discernement moléculaire. Il y a un discernement moléculaire. Eh bien, le discernement moléculaire, c'est ça que vous appellerez une perception, tout comme vous appelez, mode de l'étendue, le mouvement et le repos moléculaire. Le mouvement et le repos moléculaire ne sont possibles dans l'étendue que dans la mesure où en même temps s'exerce un discernement dans la pensée. Tout est animé, toute particule a une âme, c'est-à-dire toute particule discerne.
Une particule d'hydrogène ne confond pas, la lettre ne confond pas une particule d'oxygène avec une particule de carbone. C'est la base de la chimie. Donc j'insiste là-dessus parce que là je suis sûr d'avoir raison. C'est pas du tout, vous savez, c'est pas du tout une pensée géométrique, Spinoza. Là, je crois très fort que c'est une pensée, c'est même pas une pensée physique. Chaque fois que je lis sa théorie des corps, j'ai très l'impression d'une espèce de pensée chimique, très chimique. C'est pour ça que dans les lettres, ceux parmi vous ceux qui me confirmeraient, ce qui me donnerait une raison de fait pour dire ça, c'est que dans les lettres, il a une très longue correspondance avec un grand chimiste de l'époque et il s'intéresse énormément à la composition chimique des corps. Vous verrez, c'est une série de lettres avec un chimiste anglais qui s'appelait Boyle, où il parle notamment énormément des problèmes de la composition du salpêtre. Comment le salpêtre est-il constitué et qu'est-ce qui fait qu'est-ce que c'est que les particules de salpêtre? En sens donc, je dirais, au mouvement repos du côté du corps répond le discernement, et c'est le discernement qui constitue l'âme de la chose. Vous voyez, ça devient très simple. Dire toute particule, si petite qu'elle soit une âme, ça veut dire uniquement. Dans l'étendue, elle bouge, elle reçoit des mouvements et elle donne des mouvements, elle est en mouvement, et par là même, dans la pensée, elle est en perception, elle est en état de discernement. En d'autres termes, elle est, comment on dirait aujourd'hui, on dirait sans doute beaucoup de choses. On pourrait dire elle est potentialisée, elle est valorisée, elle a des valences, c'est ça l'âme. Elle a des potentialités, elle a des affinités. Ou bien même on sortirait du domaine des affinités chimiques pour dire quoi? Là, aujourd'hui, mais j'insiste, je le fais qu'avec beaucoup de répugnance, parce que je ne veux surtout pas dire que Spinoza prévoyait des choses qu'il ne pouvait pas prévoir. Le thème du précurseur, beaucoup de gens l'ont dit déjà, le thème du précurseur, c'est un des thèmes les plus dangereux qui soit. Ça. Et en fait, on s'aperçoit chaque fois que c'est complètement faux. Vous savez, il ne faut surtout pas tomber dans l'idée, l'évolutionnisme, il était déjà dans Empédocle, etc. C'est des stupidités, enfin. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je ne veux pas dire que... Mais en revanche, si je pense qu'en effet, il n'y a jamais de précurseur, que c'est complètement idiot de chercher des gens qui auraient déjà soutenu une espèce d'évolutionnisme avant Darwin, etc. En revanche, je crois fort que se passe un phénomène dans l'histoire de la pensée qui est très très curieux. Que quelqu'un, avec des moyens déterminés, dans le cas de Spinoza, avec des concepts, découvre à son époque quelque chose qui, dans un autre domaine, ne sera découvert que bien après avec de tout autres moyens. Si bien qu'il n'est pas du tout précurseur. Mais il y a des phénomènes de résonance. Et la résonance, ça ne se fait pas seulement entre les divers domaines à une même époque. Ça se fait entre un domaine, par exemple au XVIIe siècle, et un domaine du XXe siècle. Car en effet, d'après ce que je dis, Spinoza participe pleinement d'une théorie il n'est pas le seul à la soutenir, cette théorie des petites perceptions, des perceptions moléculaires. Leibniz, contemporain de Spinoza, fera toute une théorie admirable et beaucoup plus poussée, beaucoup plus explicite que celle de Spinoza concernant les petites perceptions ou perceptions moléculaires. Bon, mais ça, ils le font avec leurs concepts philosophiques, leurs concepts mathématiques, leurs concepts chimiques de l'époque. Ils sont précurseurs de rien. Mais je dis aujourd'hui au XXe siècle, domaine absolument différent. Nous sommes remplis, et même on nous épargne peu, avec cette discipline relativement récente, la biologie moléculaire. Et la biologie moléculaire
célèbre pour son usage d'un certain modèle informatique. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Donc, je fais une parenthèse, je fais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le modèle informatique dans la biologie moléculaire? On interprète le code génétique en termes d'information. Mais dans ce cas, qui reçoit l'information, qui émet l'information? Le code génétique contient de ce qu'on appelle des informations entre guillemets. Elles sont transmises par certains corps du type protéines. Elles sont reçues par des corps, des molécules, etc., qui se composent, qui sous ces informations composent des ensembles de plus en plus complexes. Qu'est-ce qu'implique la conception informative, informationnelle du code génétique? Elle implique ceci, qu'à plusieurs niveaux, il y ait, et c'est le mot même que certains auteurs emploient aujourd'hui, un pouvoir de discernement des molécules. Pouvoir de discernement qui va très loin, parce que tantôt il est chimique. Une molécule discerne la molécule avec laquelle elle a des affinités chimiques. Mais parfois, le pouvoir d'élection-discernement déborde l'affinité chimique. Et toute la théorie actuelle des enzymes, vous voyez, les enzymes, cette chose qui est si importante du point de vue du code génétique. Les enzymes sont des corps ou des substances, enfin pas des substances, pour rester spinoziste, sont des corps qui, à la lettre, comme on dit, choisissent quelque chose, un corps qui va leur servir de substrat. Peu importe en quel sens c'est pris, enzyme, substrat, je prends ça uniquement comme exemple abstrait. Or, l'enzyme a le pouvoir de discerner son substrat, dit-on. Bien plus, ce pouvoir de discernement est extraordinaire, puisque entre deux corps dits isomères, mettons entre deux corps extrêmement proches l'un de l'autre chimiquement, l'enzyme élit toujours un seulement, un des deux isomères et pas l'autre. Curieux ça, ce pouvoir de discernement qui correspond à l'action de la particule. Spinoza, il dirait, j'imagine comme ça, je dis, c'est ça qu'il appelle l'âme, lui. Le pouvoir de discernement d'une particule, c'est l'âme, ou c'est l'esprit. Pas grave, on peut appeler ça autrement. On peut appeler ça information, par exemple. Pourquoi pas? Ça ne serait pas gênant, il ne verrait aucun inconvénient, Spinoza, à appeler ça information. Sans tape, aucune importance. À l'époque, ça s'appelait âme. C'est une question de mots, vous comprenez aussi. Mais retenez pas de Spinoza que c'est un auteur qui nous parle de l'âme, parce que les lecteurs de l'époque qui disaient Spinoza, quel drôle de type, il est complètement matérialiste. Alors évidemment, Spinoza répondait, ça c'est de bonne guerre, écoutez, ouvrez mon livre, je ne cesse de parler de l'âme ou de l'esprit. Et évidemment, il avait intérêt à ne pas se faire remarquer. Mais ce qui compte, c'est pas si quelqu'un parle de l'âme et de l'esprit. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il met sous le mot. Je peux faire des déclarations sur Dieu et être quand même brûlé. C'est même ce qui se passait à la Renaissance, généralement. Les gens, ils ne cessaient pas de parler de Dieu, seulement ce qu'ils mettaient là-dessous, c'était tel que l'Église reculait d'horreur en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec un homme Dieu ?» Bon, je peux parler de l'âme très longtemps, je peux faire des cours et des cours sur l'âme, tout dépend ce que je mets là-dedans. Encore faut-il que j'ai une raison d'appeler ça âme. Vous voyez la raison qu'avait Spinoza, à savoir, si le discernement, c'est ce qui répond dans la pensée, dans l'attribut pensée, si c'est ça qui répond dans l'attribut pensée à ce qu'est le mouvement et le repos dans l'attribut étendu, il y a toute raison de dire la particule, en tant qu'elle a du repos et du mouvement, se rapporte à l'étendu, mais en tant qu'elle discerne, elle se rapporte à la pensée.
Et la particule en tant qu'elle se rapporte à la pensée. C'est là. C'est une merveille, là, l'appareil système. C'est beau, c'est beau. Alors, ceci, je ne le dis que très vite parce qu'on n'en est pas encore là. Et moi, ce que je suggère à Comtesse, tu vois, c'est que mon idée, ce serait que c'est seulement dans la mesure où ce thème du discernement apparaît que l'on pourra comprendre comment la persévérance va devenir une tendance à persévérer. Car c'est par là, en effet, que je peux dire, en tant qu'elle discerne la particule avec laquelle elle peut se composer, une particule tend à s'unir. Là, la notion de tendance découle directement du pouvoir de discernement de la particule. La particule tend dans l'étendue, elle tend à quelque chose dans l'étendue, parce que elle discerne dans la pensée. C'est le pouvoir de discernement qui va déterminer le mouvement comme tendance au mouvement. Mais enfin, voilà où nous en sommes. Donc, il y aura ce discernement qui fait que, il n'y a plus ce discernement, il va devenir extrêmement compliqué. Je reprends mes exemples. Jusqu'à maintenant, quand je parlais de l'arsenic et du sang, je mettais du côté du sang, c'est-à-dire de mon côté. Je disais, l'arsenic décompose le rapport constitutif du sang. Mettons-nous du côté de l'arsenic. Je suis une particule d'arsenic. J'avais un domaine là, de grande richesse d'expérience imaginaire. Constituez-vous là en imagination comme particule de ceci ou de cela. Votre point de vue, il va changer. Hein? Vous tous, là, on est tous des particules d'arsenic, sauf un d'entre nous. Hein? Vous voyez, il y en a qu'un qui reste là. Et puis on est tous des particules d'arsenic, on arrive. Hein? Et on se trouve dans le sang de l'autre. Hein? Et là, en tant que particule, bon, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve? D'autres particules qui obéissent à un rapport de sang. Alors, on est là, bon. Et on a le pouvoir de décomposer. Mais ce n'est pas un pouvoir de décomposer global, alors il faut toujours décomposer d'une manière précise. Quand on détruit, quand on décompose, c'est minutieux. On peut imaginer deux sortes de poisons. L'un qui attaque les globules blancs, l'autre qui attaque les globules rouges. Il doit y avoir ça dans la nature est si riche. Hein? Donc, de toute manière, même dans les rapports de décomposition, il y a bien un discernement. Je suppose, j'en sais rien du tout, j'imagine. Le poison, je l'appelle souvent, j'ose pas dire arsenic parce que c'est un mot qui existe. Imaginez un mot imaginaire. Hein. Ce poison-là, qui détruit les globules rouges, bien évidemment, il faut bien qu'ils les reconnaissent. Il faut bien qu'ils les reconnaissent dans le sang. D'une certaine manière, il est en contre-affinité avec elle. Très bien. Le pouvoir de discernement, il s'étend aussi loin que s'étendent les mouvements et les rapports. Il me semble qu'on a beaucoup gagné. Voilà que je peux dire, les actions et réactions de corps sont inséparables du discernement des âmes. Et il n'y a pas de mouvement et de repos dans le corps sans qu'il y ait aussi discernement dans les âmes. Discernement pour le bon ou pour le pire, pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur dans le cas des compositions de rapports, pour le pire dans le cas des destructions de rapports. Les particules se reconnaissent les unes les autres, c'est par là qu'elles sont animées, comme dit Spinoza. Les particules se reconnaissent les unes les autres à travers les rapports. Et sous les rapports,
qu'elles effectuent. Voilà. D'où je peux passer à un quatrième point. Encore une fois, ça me paraît très proche aujourd'hui d'une théorie de l'information. Simplement, la théorie de l'information reprend, il me semble, des notions de ce type en leur donnant un tout nouveau contenu grâce précisément aux techniques d'information. Mais la différence est énorme. Donc je passe à un quatrième point de vue, à moins que vous vouliez un repos. Un petit repos, hein? Petit repos. Non, pas de repos. C'est sûr, hein? C'est eux qui ont besoin de repos. Un court repos, hein? Très court repos. Tout ceci. Tout ceci doit nous donner des points de départ. Je veux dire par là que je ne veux pas envisager l'ensemble de la question là, sur le moment, mais il doit nous donner des principes pour des problèmes comme ceux de ce que c'est que la maladie ou ce que c'est que la mort selon Spinoza. Voyez, parce que finalement, toute cette histoire des modes, nous sommes tous des modes, c'est-à-dire nous ne sommes pas des êtres, nous sommes des manières d'être. C'est ça qu'il ne faut pas que vous perdiez de vue. Mais généralement, les autres philosophes, ils ont toujours été très tourmentés par Spinoza. Spinoza, c'est, dans toute l'histoire de la philosophie, c'est celui, je crois, qui tantôt enthousiasme le plus, qui donne un enthousiasme que quand même les autres ne donnent pas, tantôt agace le plus. Et il agace parce que... il agace. Ouais. Et les gens qui l'agaçaient beaucoup, les cartésiens, les thomistes, enfin tout, à commencer, il agace tous ceux pour qui les êtres sont des substances. Tous ceux pour qui les étangs sont nécessairement des substances, ceux-là sont éminemment agacés par Spinoza. Et ils vont lui lancer une espèce de pari diabolique. Ils vont lui dire, écoute Spinoza, de deux choses l'une. Si tu dis que les êtres ne sont pas des substances, forcément, tu auras beau le cacher, tu dis par là même que les êtres, toi et moi, nous ne sommes que les rêves de Dieu. Que nous sommes des créatures imaginaires, que nous sommes des fantasmes, ou bien, à la rigueur, si tu nous donnes un être, comme de toute façon, ce n'est pas un être de substance, alors tu n'auras le choix qu'entre ceci et cela, ou bien tu nous feras de nous des espèces d'êtres géométriques, ou bien des fantasmes de l'imagination. Et c'est très curieux que Leibniz, par exemple, dans sa critique de Spinoza, du spinozisme, Leibniz étant obsédé par Spinoza, comme beaucoup de penseurs à son époque, ne cesse de dire tantôt, vous voyez ce que Spinoza fait des créatures. Il assimile des créatures, il leur donne exactement le statut de figure géométrique. La figure géométrique, en tout cas, ça réunit les deux, parce que si je considère la figure géométrique tracée sur le sable, c'est comme un fantasme de l'imagination. Si je la considère en elle-même, c'est une série de conséquences nécessaires qui découlent d'axiomes, de principes. Donc, on dit à Spinoza, en déniant aux étangs la qualité de substance, le statut de substance, forcément, vous n'avez plus le choix qu'entre les assimiler à de simples figures géométriques ou les assimiler à des rêves de l'imagination. Donc, des deux manières, vous leur refusez toute consistance propre.
Nous ne serons dès lors que ou bien les rêves de la substance unique, ou bien les propriétés nécessaires qui découlent de la substance unique. Et Spinoza, lui, il est très tranquille. Il estime qu'il a trouvé tout à fait une autre voie. Il y a une consistance des modes, et pourtant les modes ne sont pas des substances. Et cette consistance n'est pas substantielle, c'est une consistance de rapport. Mais alors au point où on en est, vous comprenez, tout ça c'est un peu théorique, qu'est-ce qui change pratiquement? Mais évidemment, c'est pour ça que j'en viens à ce quatrième point, à savoir que ce qui change pratiquement, c'est pas de la même manière. Si vous vous traitez comme une manière d'être, et c'est pas une question de réflexion, il faut avoir le goût pour ça, vous savez. Il faut avoir, c'est affaire de sensibilité. Il y a des sensibilités substantielles. À ce moment-là, ceux qui ont une sensibilité substantielle, je rêve de faire vraiment un truc sur la sensibilité philosophique. Les sensibilités, c'est comme ça que vous trouverez les auteurs que vous aimerez chacun. Je ne suis pas en train de vous dire soyez spinozistes parce que je m'en fous. Ce dont je ne me fous pas, c'est que vous trouviez ceux qui vous faut. Que chacun trouve les auteurs qu'il lui faut, c'est-à-dire les auteurs qui ont quelque chose à lui dire, et puis à qui il a quelque chose à dire. Et je dis que ce choix, moi, ce qui me tourmente dans la philosophie, c'est ceci. De la même manière qu'on parle d'une sensibilité artistique, par exemple, sensibilité musicale, etc., eh bien, la sensibilité musicale, elle n'est pas indifférenciée. Ça ne consiste pas simplement à dire j'aime la musique. Ça veut dire aussi j'ai affaire bizarrement pour des choses que je ne comprends pas moi-même. J'ai affaire particulièrement avec un tel. Moi, je suppose, moi, c'est Mozart. J'ai quelque chose. Mozart, il me dit quelque chose. C'est curieux, ça. Parce que tout le monde c'est pas ça. Il y en a d'autres qui disent non. Bon. En philosophie, c'est la même chose. Il y a une sensibilité philosophique. D'où vient que quelqu'un... C'est une affaire de molécules, là aussi. Si on applique tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il se trouve que les molécules de quelqu'un seront attirées, seront déjà en quelque sorte cartésiennes. Bon, il y a des cartésiens. Lorsque je comprends un cartésien, c'est quelqu'un qui a bien lu Descartes et qui écrit des livres sur Descartes. Mais ça, c'est pas très intéressant. Il y a des cartésiens quand même à un niveau meilleur. Ils considèrent que Descartes leur dit quelque chose à l'oreille, à eux, quelque chose de fondamental pour la vie, y compris la vie la plus moderne. Bon, moi, je prends mon exemple. Vraiment, Descartes, ça me dit rien, ça me tombe des mains, ça me fait chier. Et pourtant, je ne vais pas dire que c'est un pauvre type, c'est évident qu'il a du génie, Descartes. Bon, d'accord, il a du génie, j'ai rien à en faire. Moi, pour mon compte, il m'a jamais rien dit. Bon, voilà, comment ça s'explique, ça, ces affaires de sensibilité? Hegel, quoi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ces rapports moléculaires? Je plaide là pour des rapports moléculaires avec les auteurs que vous lisez. Trouvez ce que vous aimez. Ne passez jamais une seconde à critiquer quelque chose ou quelqu'un. Critiquez jamais. Et si on vous critique, vous dites d'accord, passez. Rien à faire. Trouvez vos molécules, quoi. Si vous ne trouvez pas vos molécules, vous ne pouvez même pas lire. Lire, c'est ça, c'est trouver vos molécules. Elles sont dans les livres, vos molécules cérébrales. Elles sont dans des livres. Et ces livres, il faut que vous les trouviez. Je trouve que rien n'est plus triste chez des jeunes gens doués, en principe, que pour eux, vieillir sans avoir trouvé les livres qu'ils aimaient vraiment. Et généralement, ça donne un tempérament de ne pas trouver les livres qu'on aime, ou n'en aimer aucun, finalement. Et du coup, faire le savant sur tous les livres, c'est un drôle de truc, on devient amer. Vous savez, l'espèce d'amertume de l'intellectuel, là, qui se venge contre les auteurs de ne pas avoir su trouver ceux qu'il aimait. Alors, l'air de supériorité qu'il a à force d'être débile, tout ça c'est très fâcheux. Mais il faut que vous n'ayez de rapport à la limite avec ce que vous aimez. Bon, et ben, alors, si vous vivez, je pose, quel rapport y a-t-il entre la sensibilité tout court et la sensibilité philosophique? Quel rapport y a-t-il aussi bien entre la sensibilité tout court et la sensibilité musicale? Lorsque je dis, par exemple, à moi, en musique, je mets au-dessus de tout des formules de con, pas des formules idiotes, mais qui sont faciles, qui expriment ce qu'on dit. Lorsque quelqu'un me dit, par exemple, moi, je mets au-dessus de tout Mozart.
Qu'est-ce qui, dans sa sensibilité, vibre tellement à Mozart? Qu'est-ce qui me fait dire? Et puis alors ça se différencie extrêmement. Tel moment de Mozart, au-dessus de tout, de tous les autres moments de Mozart. Ah, les petites timbales, les petites timbales. C'est ça la musique. C'est curieux ça. Philosophie, c'est pareil. Hein? Être spinoziste, ça veut pas dire du tout avoir la doctrine de Spinoza, ça veut dire avoir eu ce sentiment, avoir vibré à certains thèmes de Spinoza en se disant ah, bah oui, on peut rien dire d'autre, on peut rien dire d'autre. Alors là, que la philosophie, ça fait partie de la littérature et de l'art en général, ça donne exactement les mêmes émotions. Alors, je dis, vous comprenez, dans ces histoires de sensibilité, c'est évident que là, c'est pas oublier les mots compliqués, mais si vous vous vivez comme substance, comme être, c'est une certaine manière de vivre. Vous dites, oh, ben moi je me sens un être. Il n'y a pas de mal à ça. Je dirais simplement, bon, d'accord, laisse Spinoza, lis pas Spinoza. Ou viens pas à Stuvela. Enfin, c'est pas la peine, puisque ça peut vous intéresser, alors, mais très, très extérieurement. Votre vrai intérêt, vous êtes en train de perdre du temps, alors que votre vrai intérêt, ce serait aller écouter des choses sur des gens, ou écouter des gens qui pensent vraiment qu'on est des êtres. Et ça veut dire quelque chose. C'est tout, encore une fois, c'est toute une sensibilité, et même très variée, puisque je dis, ça peut être une sensibilité aristotélicienne, ça peut être une sensibilité cartésienne, ça peut être une sensibilité chrétienne, toutes sortes de sensibilités très différentes qui font qu'on se vit un peu comme des êtres. Alors faire de la philosophie, ça voudra dire de la philosophie selon votre goût. Si vous vous vivez comme un être, dès lors, ça revient à dire qu'est-ce que c'est que l'être au sens de « je suis un être ». Il faut vous renseigner là-dessus, il faut lire des gens qui ont parlé de ça. Si vous avez la moindre émotion devant Spinoza, j'ai l'impression que c'est en fonction de ceci, que dans votre sensibilité, il y a quelque chose en vous qui vous fait vous dire, même si vous y réfléchissez pas, non, je ne me vis pas comme un être. Alors bon, est-ce que je me vis comme un rêve? Ça peut arriver, mais à ce moment-là, je dirais, c'est pas Spinoza qu'il vous faut. Si vous vivez comme un rêve, il y a sûrement de grands auteurs qui sont un peu vécus comme un rêve. Il faut les trouver. Je suppose qu'il y a de grands Allemands qui sont vraiment vécus comme un rêve. Des grands romantiques allemands, oui. Ça, allez les voir, c'est ça qu'il vous faut. Vous comprenez, moi je ne crois pas, je pense à un auteur que je suppose beaucoup d'entre vous aiment profondément. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Beckett représente toute une sensibilité vraiment de notre époque? Il a inventé cette sensibilité et il lui a donné son expression littéraire. On ne peut pas dire que les personnages de Beckett se vivent comme des êtres. Comment ils se vivent? Ils ne vivent pas non plus comme Spinoza. C'est difficile de dire qu'ils sont spinozistes. C'est qu'il y a tellement de manières de se vivre. À moins qu'ils se vivent un peu d'une certaine manière spinoziste, je ne sais pas. Ils ne vivent pas non plus comme des rêves. Bon. En tout cas, moi, je définirais la sensibilité spinoziste comme une sensibilité telle que je me vis comme une manière d'être. Je me vis comme un mode, c'est-à-dire comme une manière d'être. C'est très différent d'être un être ou une manière d'être. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que peut m'apporter Spinoza? C'est que si je me vis un peu spontanément comme une manière d'être, mais sauf qu'à ce moment-là, je peux pressentir que Spinoza a à me dire quelque chose si ça m'intéresse, quant à la question, mais qu'est-ce que ça veut dire une manière d'être? Et qu'est-ce que c'est vivre à la manière d'une manière d'être? Vivre en tant que manière d'être. Et qu'est-ce que c'est que la vie et la mort pour une manière d'être? Et qu'est-ce que c'est que la maladie et la santé pour une manière d'être, etc. Il ne faut pas que ce soit la même chose que pour un être. Par là que ça a des conséquences pratiques, tout ça. Alors, d'où ma question. Et là,
Quelque chose comme ça. Oui, tous ces cliquetis. Oui. Il va s'arrêter aussi. Il n'a Et il y en a plus, encore un. il n'a plus, hein. Il est cassé. Oui, alors, j'essaie de faire une espèce de typologie des cas. Qu'est-ce qui peut se passer de mauvais? Vous vous rappelez, dans mon premier point, j'avais bien dit, qu'est-ce que c'est? Ce qui arrive de mauvais, de mon point de vue, ce qui m'arrive de mauvais, c'est en gros, quand un de mes rapports est détruit. Ça, c'est mauvais. En effet, ça supprime ma persévérance. Oh, mais c'est hallucinant. J'ai l'impression d'être à prise unique. C'est du Jerry Lewis. Oui. Ah ouais, tu crois? Alors, oui, je fais une espèce d'étude de cas avec cette formule générale. Ce qui est mauvais, c'est quand un de mes rapports est détruit. Et voilà le cas le plus simple, duquel je ne reviens pas parce qu'on le connaît bien maintenant. Adam et la pomme ou l'arsenic et le sang. Tout simple. Un corps extérieur, sous son propre rapport, détruit un de mes rapports. Vous voyez, la formule est très simple. Elle est très très simple. Donc, tout ou partie de mes rapports sont détruits. Voilà un premier cas de mauvais. Mais ma question part de là. Est-ce que ce n'est pas le cas le plus simple? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de considérer d'autres cas quand même plus compliqués? Je dirais deuxième cas. Imaginez ceci. Mes rapports sont en gros, c'est très délicat tout ça, c'est pour faire sentir qu'en fait, le deuxième cas mord déjà sur le premier. En gros, mes rapports sont conservés. Tout ou partie, la plupart de mes rapports sont conservés. Mais voilà, ils ont perdu leur mobilité ou leur communication. C'est un autre cas, ça. Ça peut arriver. Je me dis concrètement, ça arrive, ça, tous mes rapports sont conservés en gros et du dehors. Mais ils ont perdu cette espèce de propriété qui leur appartient en tant qu'ils sont rapports de mouvement et de repos, à savoir leur propriété de communiquer les uns avec les autres. On l'a vu et c'est pourquoi j'insistais tellement dans mon 2 d'aujourd'hui, dans mon article 2, sur cette communication. Non, oui, non dans 1, dans mon point de départ d'aujourd'hui. Je disais forcément des rapports qui me composent sont perpétuellement en communication les uns avec les autres, puisque mes rapports complexes ne cessent de se décomposer dans les plus simples et les plus simples ne cessent de recomposer les plus complexes. C'est même par là que j'ai une durée. Or là, imaginez, la plupart de mes rapports est conservé. Mais tout se passe comme s'ils étaient solidifiés. Ils ne communiquent plus très bien, ou certains ne communiquent plus avec d'autres. En quoi c'est intéressant là? Je dis, moi, ça m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, le premier cas, hein, la pomme et l'arsenic, le poison, c'était tout simple. Je reviens à mon thème, mon problème qui était de tirer une théorie de la maladie de Spinoza. Je dirais, c'est un cas très simple, c'est la maladie intoxication.
C'est la maladie intoxication. Je dirais, ce sont des maladies d'action. C'est des maladies d'action. En sens, un corps nocif, puisque son rapport ne se compose pas avec le mien, agit sur le mien, donc détruit mon rapport. Un corps étranger agit sur moi dans des conditions mauvaises, égale maladie d'action ou maladie d'intoxication. Vous voyez, toutes les maladies à virus, à bactéries, etc., sont de ce type. Mon deuxième cas, il me semble, est déjà tout autre. Il peut y avoir intervention de bactéries et de virus, mais ça n'est plus l'essentiel. Il peut y avoir agent extérieur. Mais cette fois-ci, cet agent extérieur se définit moins par ceci qui détruirait mon rapport. Il en détruit certains au besoin. Vous voyez qu'il y a des franges entre les deux cas. Mais c'est moins ça qui compte, c'est moins les rapports qu'il détruit que la communication intérieure de mes rapports qui est compromise. Au besoin, chaque rapport continue à fonctionner, mais les phénomènes de co-fonctionnement, de métabolisme, de transformation de rapports les uns dans les autres ne se font plus. Je dirais beaucoup, là, c'est un tout autre domaine, c'est des maladies alors de métabolisme ou de communication qui affectent la communication des rapports entre eux. Et à la limite, comprenez, je peux avoir, à la limite, tout ça c'est des cas, j'essaie d'indiquer des limites de cas, à la limite, je peux avoir conservé tous mes rapports, mais en fait, je suis déjà mort. Une espèce de mort prématurée. Voilà que je respire, d'accord. Mon sang circule, d'accord. Mais il n'y a plus de communication entre la circulation du sang et le circuit respiratoire. Ça ne marche plus, ou du moins la communication se fait mal. L'oxygénation du sang ne se fait pas. Bon, groupons ça vraiment. Alors, il y a un mot, en effet, je vois le mot parmi le mot en sciences modernes, en biologie, c'est ce qui renverrait à ce domaine de la communication des rapports qui se décomposent et se recomposent au sein de ma persistance. C'est ça qu'on appellerait aujourd'hui le milieu intérieur et le métabolisme. Je dirais donc ce second cas de maladie, c'est des maladies du milieu intérieur et du métabolisme. Très différentes des autres. Et c'est très intéressant parce qu'il disait à la limite, d'où mon appel à ce que vous lisiez les deux textes du livre 4 que je vous indiquais, ce si beau texte de Spinoza qui consiste à nous dire, mais vous savez, on peut même, au moins d'apparence, rester le même. Et en fait, on est déjà mort. Et cette question qui me semblait soulevée par ce texte de ce qu'on appelle les survies artificielles. Vous maintenez un circuit respiratoire, mais la circulation sanguine est foutue. L'électroencéphalogramme montre qu'il n'y a plus de communication cérébrale. Vous maintenez un pauvre type, vous maintenez un cadavre à l'état de vivant. Voilà, le cas récent Tito, le cas récent Franco, etc. Vous maintenez de systèmes articulés, là, qui n'ont absolument plus rien de vivant, mais vous les maintenez comme ça. Simplement. Vous maintenez chaque circuit, mais il n'y a plus aucun métabolisme, c'est-à-dire il n'y a plus de communication des circuits entre eux. Donc voilà un second cas de maladie, il me semble tout à fait. Troisième cas. L'essentiel de mes rapports subsiste. Vous voyez, on va dans des cas de plus en plus compliqués. L'essentiel de mes rapports subsiste.
au moins en apparence, du point de vue du mouvement et du repos. Et mon deuxième cas, c'était les rapports subsistent en gros, mais ils ont perdu leur souplesse, c'est-à-dire leur métabolisme ou le pouvoir de communiquer. Leur communication dans le milieu intérieur. Là, j'imagine un autre cas. L'essentiel de mes rapports subsiste. Mais ce qui est perdu en apparence, mais ce qui est perdu, c'est le pouvoir de discernement sur les corps extérieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce cas? Je respire, oui, mais j'ai de plus en plus de mal à décomposer l'air, c'est-à-dire à capter l'oxygène qu'il faut. Un autre cas, vous voyez, mon rapport respiratoire subsiste, mais il subsiste dans de telles conditions qu'il manque de discernement et que j'ai de plus en plus de peine à m'unir à la lettre, à m'unir aux molécules d'oxygène dont j'ai besoin. En d'autres termes, ce qui est compromis là, c'est les réactions qui découlent des rapports. En effet, les rapports ne peuvent orienter des réactions que par l'intermédiaire du discernement moléculaire. Je me demande, question, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que là, il y a un troisième groupe de maladies, alors d'intolérance. Ce serait même un schéma intéressant des maladies d'intolérance, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un a une intolérance, une allergie, par exemple, à une poussière, à la poussière, ou bien qu'est-ce qui se passe dans une respiration asthmatique? Tout ça, c'est des sujets très difficiles. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça? Mon rapport pulmonaire, il subsiste bien, mais ce qui ne fonctionne pas bien, c'est le pouvoir de discernement. À savoir le discernement des molécules d'oxygène, le discernement moléculaire des molécules d'oxygène, là, il y a quelque chose qui craque là-dedans. Peut-être que je m'unis même dans l'air, peut-être que mon système est assez déréglé pour que je m'unisse dans l'air à des molécules qui sont précisément pas celles d'oxygène. Mais ça nous mettrait peut-être dans un autre cas. En tout cas, là, c'est la réaction, c'est des maladies de réaction. Ça groupe toutes les maladies qui ont pris de plus en plus d'importance à la suite des découvertes liées à ce qu'on a appelé le stress, qui sont des maladies non pas d'action du type intoxication, mais des maladies de réaction, où ce qui constitue la maladie, c'est la réaction. Vous voyez, ça ferait un troisième groupe de maladies. Et alors j'ai gardé pour la fin, évidemment, le plus beau, le plus troublant. Allons plus loin encore. Cette fois-ci, ce qui est brisé, c'est à l'intérieur de moi-même. À savoir, c'est un nouveau pas, déjà au niveau de 3, il y avait une affection du pouvoir de discernement, du pouvoir de discernement moléculaire. Là, au niveau de ce dernier cas, de mon quatrième cas, c'est le pouvoir de discernement interne qui va être brisé, pas le pouvoir de discernement externe, mais le pouvoir de discernement interne. Qu'est-ce que j'appelle discernement interne? C'est que des molécules de mon corps reconnaissent, distinguent des molécules de mon... C'est que des molécules de mon corps sous un rapport donné distinguent d'autres molécules de mon corps sous un autre rapport donné et les distinguent comme appartenant à un seul et même corps. C'est ce qu'on a vu, c'est constitutif de la persistance. Par exemple, mes molécules pulmonaires
reconnaissent d'une certaine manière, discernent mes molécules sanguines. Donc ça, cette fois-ci, vous voyez, le troisième cas mettait en question le pouvoir de discernement extérieur. Là, je parle du pouvoir de discernement intérieur, à savoir, dans mon organisme, sous tous les rapports qui me composent, les particules qui effectuent ces rapports se reconnaissent les unes les autres. C'est le domaine de la perception. On va supposer cette fois-ci que ce soit ce régime-là. Voilà que certaines molécules sous un rapport donné vont traiter d'autres molécules miennes sous un autre rapport comme des étrangères. Comme des étrangères dont elles vont décomposer le rapport. Et c'est pour ça que je vous convie à lire ce second texte du livre 4 sur une chose étonnante, c'est ce qui me paraît vraiment très très bizarre. Où Spinoza dit, mais c'est ça le suicide. C'est-à-dire, il propose un modèle typiquement maladif du suicide. Et là, je crois qu'il voit quelque chose de tellement profond que ça touche à des points. Comprenez ce qu'il nous dit sur le suicide? Il dit c'est très simple. Et là, je n'avais pas besoin de forcer les textes. Si vous avez lu pendant les vacances, c'était votre tâche. Ces deux textes, au moins, le texte sur le suicide, étonnant, assez. Puisque ça consiste à nous dire, eh ben oui, certaines parties de nous-mêmes sous un rapport se comportent comme si elles étaient devenues l'ennemi des autres parties de nous-mêmes sous d'autres rapports. Si bien qu'on assiste à cette chose étonnante, un corps dont toute une partie va tendre à supprimer les autres. Comme s'il prenait à la lettre, si vous voulez, le geste suicidaire de, par exemple, je tourne ma propre main contre moi-même en me tirant le revolver ou quelque chose comme ça. C'est comme une rébellion des parties, de certaines parties, qui va entraîner une destruction des autres parties. Jamais je n'ai vu penser le suicide d'une manière aussi intense et aussi moléculaire. Car enfin, quand nous lisons aujourd'hui le texte, je vous le disais déjà la dernière fois, on a une toute autre idée. Mais si Spinoza ne trouvait que le suicide à invoquer, c'est parce que la biologie de son temps ne lui donnait pas les moyens. Mais nous, lorsqu'aujourd'hui la médecine nous parle et découvre ce quatrième type de maladie, qui n'est ni d'intoxication, ni de métabolisme, ni d'intolérance, mais qu'on appelle les maladies auto-immunes, et qui semblent précisément produites au plus brillant avenir, c'est-à-dire une expansion très grande, et découvrir que toutes sortes d'autres maladies qu'on ne savait pas bien traiter font précisément partie de cette nouvelle catégorie. Les maladies auto-immunes, c'est quoi? Je vous le disais, si on a un système immunitaire, il est aujourd'hui défini le système immunitaire comme ceci, c'est que c'est précisément des molécules génétiques qui ont le pouvoir de discerner les autres molécules comme faisant partie de mon corps. C'est ce que les biologistes actuellement appellent précisément quelque chose comme les molécules du soi. Quand ils se mettent à se servir de concepts presque métaphysiques. C'est les molécules du soi, puisqu'elles ont pour fonction biologique de reconnaître mes molécules composantes. C'est le système immunitaire. Donc elles vont trier les molécules composantes et les molécules étrangères. Elles vont entraîner notamment les phénomènes de rejet dans les greffes. Ah, ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi, on rejette. Très bien. Et je vous disais, supposez que le système immunitaire, d'une manière ou d'une autre, soit atteint. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que deux cas possibles. Ce qui va être atteint, c'est le pouvoir de repousser les molécules étrangères. C'est un cas possible. Ou bien ce qui va être atteint, et ça va être encore plus curieux, ça va être le pouvoir de reconnaître ses propres molécules. Voilà que mon corps ne reconnaît même plus, dans certaines zones, dans certaines parties, ses propres molécules. Donc il les traite comme des intrus, comme des molécules étrangères faisant intrusion.
C'est une maladie de quoi? Je veux dire, à la limite, les maladies auto-immunes, c'est des maladies de la perception. Les biologistes actuellement diront que c'est des maladies de l'information. Or que ça constitue un groupe de maladies énorme. Par exemple, un type de maladie auto-immune relativement connu, c'est la sclérose en plaques, et des maladies extrêmement graves. Bon, et c'est une conception de la maladie très nouvelle. Pourquoi? Parce qu'à la limite, c'est quoi? Canguilhem y a consacré un texte à ces maladies. Mais il n'a pas encore, c'est un texte qui précède les développements récents sur les maladies auto-immunes. Et il dit, ça revient à quoi? Il y a une très belle page, il y a une dizaine de pages très belles de Canguilhem. Il dit, ben oui, ça revient à quoi ça? Ça revient à traiter la maladie d'une manière tout à fait nouvelle, prétend-il, à savoir la maladie comme erreur. La maladie comme erreur génétique. C'est un certain modèle de maladie qui vaut pour certaines maladies. La maladie comme erreur génétique, c'est quand même un concept très intéressant, qui en effet regroupe toutes les données de la biologie et de l'informatique actuellement. Tout le point d'union de la biologie et de l'informatique aujourd'hui, c'est ce groupe de maladies qu'on peut considérer comme des erreurs génétiques, c'est-à-dire des erreurs par rapport au code génétique. Soit que, alors là, elles sont infinies, soit que le code génétique comporte lui-même une erreur, soit que sa transmission comporte des niveaux d'erreur. Vous voyez que c'est déjà un domaine très très varié. De toute manière, la maladie comme erreur, l'erreur consiste en quoi? Là, j'ai pas besoin de forcer pour dire, bah oui, pour Spinoza, il y a bien tout un type de maladies qui sont des erreurs. L'erreur consiste en quoi? C'est que qu'est-ce qui est affecté? C'est le système de discernement perceptif moléculaire. Et la maladie consiste en ça, un trouble de la perception, à savoir, voilà que mes molécules de discernement se mettent à faire et à multiplier les erreurs. Or aujourd'hui, comment on interprète la vieillesse? On a formé un mot pour le concept de vieillesse, tellement il prenait d'importance biologique, c'est celui de sénescence. Comment on interprète? Parmi les interprétations de la sénescence, de la vieillesse, du vieillissement, aujourd'hui, une des plus intéressantes, c'est précisément celle-ci. C'est une hypothèse comme ça, hein, mais ça me paraît une des plus belles parmi les spécialistes de la sénescence, du vieillissement. Ils disent des erreurs, au sens d'erreurs génétiques, erreurs de transmission dans les informations du code génétique. Les cellules, elles en font constamment. Simplement, ces erreurs sont compensées. Donc, les erreurs, là, et les petits troubles dus aux erreurs de lecture du code génétique, c'est conscient. Mais ils disent, une cellule, eh ben, elle a une moyenne d'erreurs. Il y a une moyenne d'erreurs possible. Puis, il y a bien un moment où il y a un seuil qui est atteint. Et c'est quand le seuil d'erreur possible est atteint qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose d'irréductible, à savoir un phénomène de sénescence, de vieillissement de la cellule, comme si elle pliait elle-même sous le nombre de ses erreurs. C'est un beau concept, l'erreur pathologique. Alors vous comprenez, il ne faut pas exagérer, hein, quand Spinoza dit mais le mal c'est l'erreur, il ne peut pas vouloir dire complètement ça. Mais quand c'est un philosophe qui a fait vraiment toute une théorie explicite de la perception, de la petite perception, du pouvoir de discernement des particules, les particules font des erreurs, elles se reconnaissent. Et la vieillesse, ce serait le franchissement du seuil de tolérance d'une cellule, d'une particule, vis-à-vis de ses erreurs. Voilà donc un quatrième type de maladie, les maladies d'erreur ou de perception.
Et alors, ce qui me paraît très curieux, c'est la manière dont, dans le texte auquel je vous renvoyais, Spinoza ramène le suicide à une maladie d'erreur. À savoir, toute une zone de particules sous des rapports donnés ne reconnaissent plus les autres particules sous leurs autres rapports comme étant les miennes ou comme étant les leurs et se retournent contre elles. Si bien qu'il faudrait dire des maladies auto-immunes à la lettre que ce sont des suicides organiques. Tout comme les suicides sont des espèces de maladies auto-immunes psychiques. Ouais, bon. Voilà ce que je voulais dire sur ce schéma possible que donne au concept de maladie le statut précisément des modes et des manières d'être. Et alors, ça tombe bien, parce que je vais arrêter bientôt. Ça tombe bien parce que maintenant, on dispose quand même d'une meilleure grille d'interprétation pour revenir tout à fait à la correspondance Blienberg et Spinoza. Car maintenant qu'on dispose de cet ensemble, je vous rappelle la réaction immédiate de Blienberg. Et toute cette correspondance va, j'espère, prendre une autre signification pour nous plus concrète. Car Blienberg, c'est précisément du point de vue de la sensibilité. Je crois que c'est profondément quelqu'un qui se vit, et on n'en fera pas des morts. Lui, Blienberg, il se vit comme un être. Et c'est pour ça que tout le spinozisme, à la fois l'attire comme un truc très, très bizarre, et lui répugne très profondément. Et il interroge Spinoza, avec beaucoup d'exigence, sur le mode de « mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors quoi, vous n'êtes pas un être ?» Et tout le thème du bien et du mal, c'est là et au niveau de cette grille que je vous propose aujourd'hui qu'il faut le recycler. Et à ce niveau, voilà, il me semble que Blienberg a deux objections très fortes. Les deux objections très fortes, vous allez sentir qu'elles s'enchaînent complètement avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Je dirais la première concerne la nature en général. Elle consiste à dire, de votre point de vue modal, du point de vue d'une telle conception des modes, vous ne pourrez pas vous en tirer, la nature ne peut être qu'un chaos. Vous vous rappelez que Spinoza vient de définir la nature en général comme l'ensemble de tous les rapports qui se composent et se décomposent. Pas seulement de mon propre point de vue, mais de tous les points de vue. Riposte de Blienberg, qui paraît très intéressante. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais alors cette nature, c'est un pur chaos. Pourquoi c'est un pur chaos? Parce que vous remarquerez que chaque fois qu'un corps agit sur un autre, il y a toujours composition et décomposition à la fois. C'est pas à ce niveau-là que je pourrais dire il y a du bon et du mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément composition et décomposition, les deux l'un dans l'autre. Si l'arsenic agit sur mon corps, c'est un cas de mauvais. Il décompose certains de mes rapports. Mais pourquoi? Parce qu'il détermine mes particules à entrer sous un autre rapport. Avec cet autre rapport, le rapport de l'arsenic se compose, lui. Donc, il n'y a pas seulement décomposition, il y a composition aussi, dans le cas de l'empoisonnement. Mon organisme meurt, mais justement, détruire quelque chose. Par exemple, je mange et je dis c'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je mange du bœuf ou du blé? Je décompose le rapport des particules sous lequel elles appartenaient au blé. Et, comme je dis, je les incorpore. C'est-à-dire, je les soumets à mon rapport à moi. Là aussi, il y a décomposition et composition. Mais je ne cesse pas de décomposer et de recomposer. Bien plus, j'imagine mal que je puisse avoir une composition qui n'entraîne
ou qui n'est comme envers ou comme endroit des décompositions. Donc la nature, c'est l'ensemble des décompositions, autant que des recompositions. Et je ne pourrai jamais distinguer des compositions pures et des décompositions. Elles sont complètement l'une dans l'autre. Donc la nature est pur chaos. Et en effet, lorsque Spinoza avait dit « attention, il n'y a ni bien ni mal », il y a du bon et du mauvais, mais il y a du bon et du mauvais. Il avait précisé « il y a du bon et du mauvais » de mon point de vue, c'est-à-dire du point de vue d'un corps déterminé. Mais du point de vue de la nature en général, il n'y a pas de bien et de mal, mais il n'y a pas non plus de bon ni de mauvais. Toute composition implique des décompositions, toute décomposition implique des compositions. C'est le chaos. Et là, l'objection est très très forte. Comment la nature ne serait-elle pas chaos? Et deuxième objection de Bienberg. Bienberg dit cette fois-ci, d'accord, je me place au point de vue du point de vue. C'est-à-dire, du point de vue d'un corps précis, par exemple, le mien, il y a du bon et du mauvais. Le mauvais, c'est ce qui décompose mes rapports. Le bon, c'est ce qui se compose avec mes rapports. Donc d'accord, il y a du bon et du mauvais. Du point de vue d'un corps. Il distinguera l'arsenic et l'aliment. Arsenic mauvais, aliment bon. Mais, nouvelle objection, vous voyez qu'elle est très différente de Bienberg, cela ne donne aucun contenu objectif aux notions de vice et de vertu. Ça ne donne aucun contenu objectif aux notions de vice et de vertu, puisque si vous distinguez l'arsenic et l'aliment, c'est parce que l'un vous convient et l'autre ne vous convient pas. Et allez-vous dire que le vice, c'est ce qui ne vous convient pas, et la vertu, c'est ce qui vous convient. En fait, la morale nous a toujours dit l'inverse, à savoir que la vertu, il fallait un rude effort pour le faire, c'est-à-dire que ça ne me convenait pas spécialement, et que le vice, au contraire, il pouvait très bien me convenir, qu'il n'en était pas moins vice pour ça. En d'autres termes, la morale commence à partir du moment où l'on n'assimile pas le vice et la vertu à de simples goûts. D'où l'objection de Bienberg. Vous n'avez qu'un critère de goût pour distinguer les actions, et vous, Spinoza, si vous abstenez du crime, si vous vous abstenez de faire des crimes, c'est uniquement parce que pour vous, ils auraient mauvais goût. Et en effet, Spinoza avait dit lui-même dans une lettre antérieure, « Je m'abstiens des crimes parce que ma nature en a horreur. » Mais c'est complètement immoral, s'abstenir des crimes parce que la nature en a horreur. C'est pas ça que la morale vous demande. La morale, elle commence à partir du moment où elle vous dit de vous abstenir des crimes, même si vous en avez envie. Parce que qu'est-ce qui me garantit que la nature de Spinoza, elle va continuer à en avoir horreur des crimes? D'où, formule encore plus insolite de Spinoza, que veut-il dire lorsqu'à la fin de la correspondance, il dit « Si quelqu'un voyait qu'il convient à son essence de faire des crimes ou de se tuer, celui-là aurait bien tort de ne pas se tuer ou de ne pas faire des crimes. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc les deux objections de Bienberg, vous voyez qu'elles sont très différentes et qu'elles sont très fortes. Or, pour comprendre comment Spinoza va pouvoir tenter de répondre à ces objections, je crois qu'il faut juste faire un dernier, après je vous laisse, un dernier regroupement. Ce dernier regroupement, c'est un regroupement concret. Parce qu'on s'y perd dans tout ça. C'est très subtil, c'est très facile à comprendre et très subtil. Revenons alors à des exemples de mal. Et en quoi est-ce que ça concerne bien le même domaine que celui dont nous parle Spinoza, concrètement? Je prends 3 exemples de mal incontestables.
le vol. Voilà, ça c'est mal. Le crime, c'est mal. Et, exemple qui court tous les manuels de morale et de théologie de l'époque, l'adultère. Ce qui m'intéresse, je prends ces trois exemples parce que c'est Spinoza qui les prend dans la correspondance avec Guillenberg. Et c'est des exemples très concrets. Or, tout ce que je demande pour en finir aujourd'hui, c'est en quoi ça concerne tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le vol, le crime, l'adultère. Écoutez Spinoza qui dit, eh bien, qu'est-ce qui n'est pas bien là-dedans? D'accord, je parle comme tout le monde. C'est mal. Qu'est-ce qui est mal dans le crime? Là, ce qui est mal, dit Spinoza, c'est très simple. Là, il n'y a pas tellement de problème. Je décompose, par mon acte, je décompose les rapports constituants d'un autre corps. Voilà. C'est-à-dire, je tue quelqu'un. Je décompose les rapports constituants d'un autre corps. Vous voyez, c'est intéressant pour le crime parce que ça paraît plus difficile pour le vol et pour l'adultère. Et en fait, c'est évident que Spinoza, il tient quelque chose déjà et qu'il n'a pas choisi ces exemples par hasard. Mais quel que soit l'exemple, ça marche. Ils font du bruit en mangeant. Le vol, imaginez. Le vol, qu'est-ce qui est mal dans le vol? Encore, on nous dit c'est mal, mais on ne peut pas le croire si on ne voit pas ce qui est mal dans le vol. Alors, il faut voir ce qui est mal. Donc, plus personne ne volera s'il voit bien ce qui est mal dans le vol. C'est parce que les gens ne voient pas ce qui est mal dans le vol. Or, vous vous rappelez la formule de Spinoza. En gros, le mal, le mauvais, en tout cas, ça consiste en une chose, c'est toujours un rapport est détruit. Un rapport est décomposé, un rapport est détruit. Et bien, dans le vol, il y a bien un rapport qui est détruit. C'est que, comment se définit la propriété? Il faut faire du droit. C'est la propriété, là, c'est très intéressant pour tous nos problèmes, parce que tout ça, c'est des problèmes très concrets, substances, modes, etc. C'est très, très concret, ces histoires-là. Est-ce qu'on est des substances? Est-ce qu'on est des modes? La propriété, est-ce que c'est une qualité? Je veux dire, la propriété, c'est quoi? Je dis le plus obscurément possible. C'est du type le ciel est bleu ou c'est du type Pierre est plus petit que Paul? C'est une qualité attribuable, la propriété, ou bien c'est une relation? Des relations entre quoi et quoi? Moi, je vais vous dire, je crois que c'est une relation, la propriété. Mais je conçois très bien des théories de la propriété qui montreraient ou qui essaieraient de montrer que la propriété, c'est une qualité attribuable à quelqu'un. Mais je crois pas, je crois que c'est une relation. C'est une relation entre deux termes. Un terme qu'on appellera la propriété, un autre terme qu'on appellera le propriétaire. Quelle est cette relation? En quoi consiste la relation de propriété, si c'est une relation? La relation de propriété, elle est très intéressante, mais il me faudrait longtemps pour essayer de définir ce type de relation qu'on appellera propriété. Encore une fois, c'est pas sûr. Il y a des gens qui pourront traiter la propriété comme un attribut. Bon, j'en suis pas sûr. En tout cas, ils ont tort. Je me demande si saint Thomas, je veux dire, si les théologiens ne traitent pas la propriété comme un attribut, mais là, alors, j'y ai pas pensé, alors il faudrait que j'aille voir des textes, comment ils font. Mais enfin, un peu après. Nous autres, nous ne traitons pas la propriété comme un attribut, nous la traitons comme une relation. Je veux dire, vous et moi. Et voilà. Cette relation, bon. Par exemple, voilà un texte d'un autre philosophe. Il dit, il y a un droit de propriété. Il faudrait étudier tous les droits de propriété pour voir quel type de relations sont en jeu dans la propriété. Voilà un cas que je vous cite parce qu'il est tellement émouvant, ce cas, un cas classique qui a fait jurisprudence dans l'Antiquité. Il y a une cité abandonnée. Une cité est abandonnée. Il y a deux types qui courent vers la cité.
court très très vite. Et il y en a un qui va toucher la porte avec son doigt, sa main. Et l'autre, qui est derrière, il envoie une flèche dans la porte, pas sur le type, dans la porte. Problème juridique. Qui est propriétaire? Quel est le droit de propriété, là? C'est propriété des choses non occupées, le droit d'occupation. Sur les choses non occupées, vous avez un droit de propriété par occupation. Qu'est-ce qui va définir l'occupation? Premier cas, la jurisprudence disait, il faut toucher la chose. Nous avons fait notre empire en plantant notre drapeau sur des terres qui sans doute étaient occupées, mais on l'oubliait, et n'étaient pas occupées par les autres Européens. Bon, on plantait son drapeau. C'était un acte de propriété par droit du premier occupant, comme on disait. Hein? Non, ça faisait problème. Mais... Bien. Voilà la question. La main sur la porte de la cité vide instaure une relation. Cette relation est, dès lors, conventionnellement. Vous voyez, j'introduis l'idée qu'il y a des relations par convention, ce qui va être très important, il me semble, pour la suite. Il y a des relations naturelles et des relations conventionnelles. Le droit, le système du droit décide par convention que ce rapport, qui est un rapport de contiguïté, ma main touche la porte. Puisque l'autre cas, le type qui tire la flèche, il n'a pas de rapport de contiguïté. Il a un rapport de causalité. Il a tiré la flèche. Et la flèche, elle, est en contiguïté avec la porte quand elle s'est plantée dessus. Faire du droit et aimer faire du droit, c'est aimer des problèmes de champ. Qui est propriétaire? Est-ce que le rapport flèche-tireur suffisait à induire par convention une relation de propriété ou pas? Voyez, être juge, c'est décider dans des cas comme ça. Pas facile. Ou bien, est-ce que seule la relation de contact main-porte induisait la relation conventionnelle de propriété? Voyez que dans ces cas, une relation naturelle est élue, une relation naturelle est choisie pour signifier une relation conventionnelle. La propriété. Donc c'est un très beau problème, le problème de la propriété du point de vue d'une théorie des relations. Or, je dis juste, voyez en quoi le problème de la propriété, le problème du vol rentre en plein dans le schéma de Spinoza. Lorsque je vole, je détruis le rapport de convention entre la chose et son propriétaire. Et c'est uniquement parce que je détruis un rapport que je fais du mal. C'est une bonne idée de Spinoza, ça. À chaque fois que vous détruisez un rapport, vous faites du mal. Et vous me direz, comment éviter de faire du mal? Quand je mange, je détruis un rapport. Je détruis les rapports du bœuf pour m'incorporer des molécules de bœuf. Bon, d'accord, il dira, d'accord, laissez-le aller son train, son chemin. Et l'adultère, alors? Tout s'explique, ça devient merveille. Eh bien, c'est mal, parce que vous décomposez un rapport. Ah bon, alors si je ne décompose pas de rapport, je peux être adultérin. Oui. Spinoza pense, parce que son entendement est borné, que c'est pas possible. Que de toute manière, dans l'adultère, on décompose un rapport. C'est pas sûr. On peut apporter des aménagements au spinozisme. Car qu'est-ce qu'il veut dire par décomposer un rapport? Il veut dire que le mariage, et là, il en rajoute, parce que d'une part, il était célibataire, lui, et d'autre part, ça ne se souciait pas tellement. Là, il en rajoute au sens où il prend les choses à la lettre. Il dit, vous dites vous-même que le mariage est l'instauration d'un rapport sacré entre la femme légitime et le mari. C'est un rapport de convention. Ça, il dira, le rapport de sacrement, il est de convention. Il a écrit le traité théologico-politique pour raconter tout ça très bien.
Mais les rapports conventionnels sont parfaitement fondés et finalement sont fondés sur des relations naturelles. Bien, c'est très important. Donc, dans l'adultère, ce que vous détruisez, c'est le rapport conventionnel qui unit l'un des deux partenaires, ou les deux, à leurs conjoints respectifs. Vous détruisez un rapport. Et là, à nouveau rebondit les objections de Bienberg. Quoi que je fasse, je détruis des rapports. Parce qu'après tout, même l'amour avec ma femme légitime détruit des rapports. Quel rapport? Le rapport, par exemple, qu'elle avait avec sa mère. Alors je détruis, en me mariant, je détruis quand même le rapport éminemment naturel que ma femme légitime avait avec sa mère. Est-ce que je le détruis ou est-ce que je le compose? Alors bon, il faut faire intervenir la mère de ma femme légitime pour voir si c'est une composition de rapport ou s'il y a destruction de rapport. Dans chaque acte de la vie, c'est pas compliqué, il faut tenir compte de tout ça. Qu'est-ce que je décompose comme rapport et qu'est-ce que je compose comme rapport? Comprenez-vous où il veut en venir? Il va y avoir une drôle de chose dans l'éthique. Ça va être tout le temps, vous comprenez rien à la vie. Et être une manière d'être, c'est ça. Il vous dit rien de plus au besoin. Regardez, chaque fois que vous faites quelque chose, discernez un peu. Voyez quel rapport vous composez, vous êtes en train de composer, et quel rapport vous êtes en train de décomposer. Donc une espèce de prodigieux calcul des relations. Prodigieuse composition, décomposition de rapports. Et Bienberg arrive avec son objection. Mais tout est à la fois composition, décomposition, donc de toute manière, vous serez dans un pur chaos parce que vous-même, dans la mesure où vous vous traitez de manière d'être, vous n'êtes qu'un pur chaos. Vous vous êtes déjà réduit à l'état de pur chaos. Vous comprenez? Et voilà que Spinoza va répondre. Là, il atteint une de ses limites. Spinoza, il n'aime pas qu'on traite de chaos. Il atteint une de ses limites. Il va dire non. Non, sur ce point. Vous avez peut-être raison sur tous les autres points, il dira bien. D'ailleurs, ça lui est égal. Mais il y a un point sur lequel il ne veut pas lâcher, c'est que l'éthique n'est pas une pure bénédiction du chaos. Qu'au contraire, l'éthique nous donne le moyen de distinguer le bon et le mauvais, ça il n'y renoncera pas. Et qu'il y a deux sortes d'actes, c'est-à-dire des actes qui ont comme dominante de composer des rapports, et qui ceux-là sont des actes bons, et des actes qui ont comme dominante de décomposer des rapports, et ceux-là sont des actes mauvais. Mais comment? Mais par exemple, alors si je vole un livre dans un supermarché, c'est-à-dire un rapport qui est, enfin je compose un rapport, et le vol dans ce cas-là est un acte positif dans la mesure où je compose un rapport ensuite avec le livre, plus intéressant que le rapport avec le supermarché. Spinoza dirait non, parce que le rapport du livre avec le supermarché, qui en est le légitime propriétaire, ne vaut pas seulement par la nature du supermarché et du directeur du supermarché, mais par la sainteté des rapports conventionnels, des rapports symboliques. C'est-à-dire, lorsque tu as fait cet acte, enfin, lorsque quelqu'un a fait cet acte abominable de voler le livre dans le livre, l'acte n'est abominable que dans la mesure où il consiste à détruire, mais l'intégralité de tous les rapports symboliques. Parce qu'après, si on te dit, bah oui, tu as volé un livre, et puis, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est tous les rapports. Est-ce qu'il y a des rapports conventionnels que tu respectes, ou est-ce que c'est tous les rapports conventionnels que tu détruis? Or, il y a certains voleurs de livres qui, en volant un livre, détruisent l'ensemble de tous les rapports conventionnels. Il y en a même qui détruisent l'ensemble des rapports conventionnels et naturels. C'est pour eux qu'on a dit qui vole un livre vole un œuf. Voilà. Alors nous en sommes à ceci exactement. Comment Spinoza va-t-il maintenir sa position? Il y a bien une distinction du bon et du mauvais. Voilà, essayez de vivre la semaine prochaine. Landaise.
Ce texte s'appelle L'œil écoute. C'est un mauvais titre, mais ça fait rien. L'œil écoute contient des analyses de Rembrandt, de Vermeer, qui sont d'une beauté, d'une très très grande beauté. Alors, justement, comme c'est presque une transition, car Claudel lui-même, dans son texte, suggère des rapprochements très curieux entre un certain spinozisme et la peinture hollandaise, notamment la lumière dans la peinture hollandaise. Alors ce serait intéressant si vous pouvez vous procurer le texte. Il a paru, pour ceux qui l'ont, il a paru dans la Pléiade, dans le tome de Claudel intitulé Œuvre en prose. Hein. Mais si vous pouviez lire ce texte de Claudel, ça ferait une très bonne transition entre nos deux sujets cette année. Très très beau. Oui, il y a des analyses de Rembrandt admirables. Voilà, eh bien, nous revenons à Spinoza. Est-il 10h30? Oui. Ouais. Oui. Comment dire, dans l'œil écoute qui a voulu dire évidemment, il ne parle pas de faire des tableaux d'Amsterdam, sa ronde de nuit. Il parle beaucoup de la ronde de nuit. C'est pas que je sois intelligent, mais vous Mais si. Vous avez trouvé que dans la ronde de nuit, il y avait tous les bourgeois d'Amsterdam, et la petite figure dorée dans un coin. Ouais. C'était un unité d'Amsterdam. C'était un peu, comment dire, mystérieux, bizarre, antinomie aux petits bourgeois installés, des bourgeois d'Amsterdam. Cette dualité dans ce mystère, cette rationalité. Vous voyez pas le texte de Oui, peut-être. Non, je ne l'ai pas présent. Hein. Moi, j'ai présent deux sortes de pages très très belles, dont une a un sens philosophique immense, il me semble. Il dit ceci à un moment. Il dit, vous comprenez, ce qu'il y a d'essentiel dans la peinture, c'est que ils ont pris conscience, et il en fait gloire à la peinture hollandaise, mais là, je doute qu'il ait tout à fait... Il a quand même raison. Il dit, les Hollandais, ils ont particulièrement pris conscience de ceci, que l'œuvre en tant qu'œuvre actuelle ne se rapportait plus à l'essence, mais se rapportait à l'accident. Le petit accident. La manière dont un verre est un peu en déséquilibre, dont une nappe a un pli qui indique qu'elle a été froissée, dont un fruit est en train de mûrir. Et il dit, eh ben c'est ça, il dit la peinture c'est vraiment rapporter, n'est-ce pas, ce que l'on est censé reproduire à l'accident. Je me dis en effet c'est très important un truc comme ça parce que si on remonte alors très loin, L'Orient, je crois, il a eu un tout autre problème parce que pour lui, les catégories essence-accident n'avaient pas grande importance. Mais nous, si à notre tour on dit n'importe quoi sur une pseudo-peinture occidentale, la peinture occidentale, il me semble, elle commence précisément avec une espèce de non-peinture, à savoir avec le bas-relief égyptien. Or, le bas-relief égyptien, c'est quoi? Avec le contour, vous voyez, la proximité égale de la forme et du fond, le contour qui cerne le personnage, et le personnage donc, que le contour soustrait vraiment à la variation. Là, la figure, si vous voulez, dans l'art égyptien, la figure qui est comme planifiée, entourée de son contour, est rapportée à l'essence, l'essence soustraite à la variabilité. Or, et ça marquera, il me semble, tout l'art occidental, parce que même pour en prendre le contre-pied, je dis en Orient, l'idée d'une essence qui serait au-delà de l'apparence, c'est pas une idée de l'Orient. Mais c'est bien une idée qui déjà agit en Égypte fondamentalement, passera chez les Grecs, et comme on dit, déterminera tout notre Occident. Hein? Or, tout notre Occident, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va s'apercevoir que la figure ou la forme
ne peut plus être rapporté, vu le chaos du monde, ne peut plus être rapporté à l'essence égyptienne, mais doit être rapporté à l'accident. Le petit truc qui déraille, le petit truc qui penche. Et je crois que qu'est-ce qui a été fondamental dans cette histoire? À savoir, vous ne rapporterez plus les figures à l'essence, mais à l'accident, au changeant, à l'événement, et non plus à l'éternel. Et bien là aussi, on s'aperçoit que les choses sont très compliquées, parce qu'à mon avis, ce qui a été un facteur décisif, c'est le christianisme. C'est le christianisme, en effet, avec le christianisme, les choses, c'est pour ça que, moi, c'est ça qui fait mal droit, c'est que le christianisme, il n'a pas cessé d'ouvrir de formidables possibilités à l'athéisme. Fantastique. C'est le christianisme, il commence par nous dire, ben oui, la mesure des choses, plus que l'essence et l'événement. Et en effet, il y a une espèce de geste de Dieu, c'est-à-dire l'incarnation, la crucifixion, la résurrection, etc. Bon, c'est une série d'événements. Dieu n'est plus pensé en fonction de l'essence, il est vraiment pensé en fonction de l'événement. Or, à partir de là, est-ce qu'on pouvait s'arrêter? Difficile. C'est pour ça que je reprends un thème que j'avais esquissé à propos de, au tout début, à propos de Spinoza vaguement. Je lui ai dit, ben oui, vous comprenez, dans la peinture dite chrétienne, c'est très curieux. On ne peut pas s'arrêter. Dans la mesure où la figure du Christ et celle de Dieu n'est plus rapportée à l'essence, mais à des événements. Ces événements ont beau être très codés dans une histoire sainte ou d'après des règles de l'Église, ils vont être triturés dans tous les sens. D'où vous aurez toutes les descentes de croix que vous voulez, vous aurez la folie de peindre. La folie de peindre va s'emparer de ça en rapportant la figure à tous les accidents imaginables. Vous allez avoir des Christ qui tombent la tête en bas, vous allez avoir des Christ dont le bras a une attitude, comme on dit, maniériste extraordinaire. Vous allez avoir des Christ complètement homosexuels, vous allez avoir tout ce que vous voulez, à force de rapporter la figure à l'accident. Si bien qu'il va y avoir, au sein de cette peinture chrétienne, une véritable joie de ce qu'il faut bien appeler la déformation. À savoir, la figure rapportée à l'accident, c'est la déformation. Là, j'emploie un mot lorsque, par exemple, Cézanne se réclame précisément d'une déformation des corps, en distinguant très bien la déformation de ce qu'on pourrait appeler la transformation, et également la décomposition. La déformation proprement picturale du corps, qui n'est ni transformation, ni décomposition. Évidemment que le christianisme a été, du point de vue de la peinture, une des premières possibilités. Alors, comment on l'appliquait au Christ? Ensuite, ça va de soi qu'on l'applique à tous les objets. On peut d'abord l'appliquer à tous les objets qui entourent le Christ. Mais on peut aussi l'appliquer à une nature morte, aux fruits. Chez Rembrandt, la Claudel parle admirablement du citron à moitié pelé, où il y a une spire de citron, on dit un ou une spire. Oui, une spire, je ne sais pas, enfin vous complétez vous-même. La spire de citron qui pend en faisant une spirale là, et qui montre le citron déjà à moitié découpé. Et l'impression que, ou bien la pomme de Cézanne, l'impression qu'il y a une force de mûrissement, etc. Il y a un texte de Lawrence, le romancier anglais, sur Cézanne qui, il me semble, est le plus beau texte. Enfin, c'est le plus beau texte que j'ai lu sur Cézanne. Il dit quelque chose de très beau, là aussi, qui est... Vous savez, il peignait aussi, Lawrence. Il faisait des gouaches. Il tenait beaucoup à ses gouaches. Et c'est à propos d'une exposition de ses propres gouaches qu'il a écrit ce texte sur Cézanne, très très beau. Et il dit, ben oui,
C'est difficile la peinture, il en savait quelque chose, il se prenait pas pour un grand peintre, mais il avait besoin de peindre. Il dit c'est très difficile, vous savez, la peinture, parce que comprendre picturalement quelque chose, même un très grand peintre, c'est forcément très limité. Il dit, vous voyez, Cézanne, par exemple, qu'est-ce qu'il a compris en 40 ans de peinture, en 50 ans de peinture, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a compris? Et Laurens a une formule splendide, il dit, il a compris une pomme et un ou deux vases. Et il dit, eh ben, quand on a fait ça, quand on est peintre et qu'on est arrivé à ça, en 50 ans, on peut se dire qu'on est bien heureux. Et en effet, là, il devient très brillant, il dit, vous savez, Cézanne, de toute manière, bien sûr, c'est un grand génie. Mais, par exemple, picturalement, les femmes, il n'a jamais bien compris. D'abord, il était tellement tourmenté de ce côté-là, tellement puritain, tellement... Il n'a pas compris. La preuve, dit-il, dit Laurens, et c'est vrai, quand on voit une femme peinte par Cézanne, il est peint comme des pommes. C'est des pommes. Les femmes de Cézanne, c'est des pommes. Et il dit, et ça tombait bien parce que sa propre femme à lui, Cézanne, c'est une femme, sa propre femme, c'était une pomme. Hein, et c'est ce qu'il appelle l'être pommesque de la pomme. Le coup de génie de Cézanne, dit Laurens, ce serait d'avoir saisi l'être pommesque de la pomme. Alors, il l'a appliqué, parfois ça marche. Sur une femme, il y a des femmes pommesques. Hein. Sa femme était pommesque, alors ça va très bien. Et puis, il a compris d'autre part 2 ou 3 vases, hein, 1 ou 2 vases, oui, quelques vases. Quelques vases et pots. Et il dit, c'est fantastique, ça. Fantastique. Ça veut dire, ça n'empêche pas que le reste est génial aussi. Mais, c'est là la source. Alors, on peut dire ça, moi, il me semble, on peut dire ça vraiment de tous les peintres. Hein. On peut dire ça de tous les gens qui tentent de créer quelque chose. Hein. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut être tellement modeste. Hein. Pour moi, c'est exemplaire ce que dit Laurens. Si vous êtes peintre et que en 50 ans, vous avez compris une pomme dans sa réalité picturale, ben, vous dites, formidable ce que j'ai fait. Alors, Mondrian avec ses carrés, Mondrian, oui, très bien. Combien de temps il lui a fallu pour comprendre, alors, l'être pictural d'un cadre? On croirait que c'est facile, ben c'est pas facile du tout. Tout ça, c'est pour que les philosophes aussi soient modestes. Hein. Combien de temps il faut pour comprendre un petit bout de concept? Hein. Le concept de pomme, si j'arrivais à comprendre le concept de pomme philosophiquement, c'est prodigieux, ça. Mais ça se fait pas tout facile. Spinoza, qu'est-ce qu'il a compris? Lui, il en a compris, alors. Sûrement qu'il a compris. Mais, vous voyez, c'est une transition rapide. Alors, voilà. Il y a un écrit sur le rapport de la peinture de Cézanne et Paul Klee avec l'ontologie. C'est un des derniers écrits de Merleau-Ponty, qui s'appelle L'œil et l'esprit. Ah oui. Oui. Ça peut faire une transition avec, quand il essaie de pencher le visible et l'invisible, penser l'être brut et l'esprit sauvage. Ouais. Et à ce moment-là, il s'est mis à interroger la peinture. Ouais. Je vais dire, moi ça me paraît très frappant que Cézanne était pour, en général, les phénoménologues, le peintre par excellence. Si on comprenait ça, c'est un tout petit aspect, trop technique et sans grand intérêt, mais si on comprend ça, on comprend peut-être un petit quelque chose de Cézanne. Parce que qu'est-ce que c'est les très belles pages sur Cézanne aujourd'hui? Bizarrement, ça ne me paraît pas tellement des pages de critique d'art. Il y a un texte très bon de Merleau-Ponty. Il y a un texte très beau, alors admirable. Non, il y a 2 ou 3 textes de Maldinet. Il y a des textes de Erwin Strauss.
Or, ils ont en commun d'être précisément des phénoménologues. Alors là, il y a une partie liée, c'est pas étonnant, puisque c'est une phénoménologie qui se centre sur la sensation, qui est une phénoménologie du sentir, et que Cézanne, c'est celui qui sans doute a poussé aussi bien pratiquement que théoriquement, a poussé le plus loin le rapport de la peinture avec ce qu'il appelle lui-même la sensation. Alors à ce moment-là, ça ne m'étonne pas que des philosophes comme Merleau-Ponty ou Maldinet se soient trouvés particulièrement inspirés ou aient eu un rapport particulier avec Cézanne. Ouais. Donc alors on revient à Spinoza. Voilà. Vous vous rappelez certainement le point où nous en sommes. Lequel point est le suivant? On se trouve devant les deux objections d'Oldenburg. Devant les deux objections de Blienberg. Et la première, elle concerne le point de vue de la nature en général. Elle revient à dire à Spinoza, c'est très joli ça, vous venez d'expliquer que chaque fois qu'un corps en rencontre un autre, il y a des rapports qui se composent et des rapports qui se décomposent. Tantôt à l'avantage d'un des deux corps, tantôt à l'avantage de l'autre corps. Bon. Mais la nature, elle combine tous les rapports à la fois. Donc, dans la nature en général, ce qui n'arrête pas, c'est que tout le temps, il y a des compositions et des décompositions de rapports. Tout le temps. Puisque les décompositions de rapports sont finalement l'envers des compositions, ou l'inverse. Mais vous n'avez aucune raison de privilégier la composition de rapports sur la décomposition, puisque les deux vont toujours ensemble. Exemple, je mange. Je compose mon rapport avec la nourriture que j'absorbe. Mais ça se fait en décomposant les rapports propres de la nourriture. Autre exemple, je suis empoisonné. L'arsenic décompose mon rapport. D'accord? Mais il compose son propre rapport avec les nouveaux rapports dans lesquels les parties de mon corps entrent, sous l'action de l'arsenic. Donc il y a toujours à la fois composition et décomposition. Donc, la nature, dit Blienberg, la nature telle que vous la concevez, n'est rien qu'un immense chaos. Vous voyez? Quelle objection Spinoza vacille. Que répondriez-vous à sa place? Ça, c'est la première objection de Blienberg. Eh bien, il répond, la réponse, vous allez voir que suivant les cas, c'est très différent. Il y a des... Là, Spinoza, il me semble, ne voit aucune difficulté. Aucune. Et sa réponse, elle est très simple, très claire. Vous pourriez la faire, si vous êtes spinoziste, vous la faites, vous l'avez faite déjà dans votre tête. Il répond ceci, rien du tout. Rien du tout. Il dit, ben non, c'est pas comme ça, pour une raison simple, c'est que du point de vue de la nature entière, on ne peut pas dire qu'il y a à la fois composition et décomposition, parce que du point de vue de la nature entière, il n'y a que des compositions. Il y a des compositions de rapports. En effet, c'est du point de vue de notre entendement que nous disons. Du point de vue de notre entendement à nous, nous disons tel et tel rapport se compose au détriment de tel autre rapport qui doit se décomposer pour que les deux autres se composent. Mais c'est parce que nous isolons une partie de la nature.
Du point de vue de la nature tout entière, il n'y a jamais que des rapports qui se composent. Eh bien, m'achève bien cette réponse. La décomposition de rapports n'existe pas du point de vue de la nature entière, puisque la nature entière embrasse tous les rapports. Donc, il y a forcément des compositions, un point, c'est tout. C'est bien, satisfaisant. Enfin, pour moi. Donc, si vous dites « je ne suis pas convaincu », il n'y a pas lieu de discuter, c'est que vous n'êtes pas spinoziste. Voilà. Mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. Voilà. Mais vous êtes convaincu. Je le sens. Et vous comprenez que cette réponse très simple, très claire, très belle, elle prépare une autre difficulté. Elle renvoie en effet à la seconde objection de Blienberg. Supposons à la limite que Blienberg lâche sur ce problème de la nature entière. Alors, venons-en à l'autre aspect, un point de vue particulier, mon point de vue particulier, c'est-à-dire le point de vue d'un rapport précis et fixe. En effet, ce que j'appelle moi, c'est un ensemble de rapports précis et fixes qui me constituent. Et bien, de ce point de vue. Alors là, de ce point de vue, et c'est uniquement d'un point de vue particulier déterminable, vous ou moi, ou n'importe quoi, que je peux dire, ah oui, là, il y a des compositions et des décompositions. À savoir, je dirais qu'il y a composition lorsque mon rapport est conservé et se compose avec un autre rapport extérieur. Mais je dirais qu'il y a des compositions lorsque le corps extérieur agit sur moi de telle manière que un de mes rapports, ou même beaucoup de mes rapports, sont détruits, au sens qu'on a vu la dernière fois de détruire, à savoir cesse d'être effectuée par des parties actuelles. Donc là, il y a bien, autant du point de vue de la nature, je pourrais dire, ah ben oui, il n'y a que des compositions de rapports. Dès que je prends un point de vue particulier déterminé, je dois bien dire, ah ben oui, il y a des décompositions qui ne se confondent pas avec les compositions. D'où l'objection de Blienberg, là, consiste à dire, eh bien finalement, ce que vous appelez vice et vertu, c'est ce qui vous arrange. Vous appellerez vertu chaque fois que vous composez des rapports, quels que soient les rapports que vous détruisiez. Et vous appellerez vice chaque fois qu'un de vos rapports est décomposé. En d'autres termes, vous appellerez vertu ce qui vous convient et vice ce qui ne vous convient pas. Vous direz que l'arsenic est vicieux parce qu'il vous tue. Bon, d'accord, parce qu'il vous décompose. En revanche, vous direz de l'aliment qu'il est bon. Mais enfin, ça revient à dire que l'aliment, ça vous convient et que le poison, ça ne vous convient pas. Or, quand généralement on parle de vice et de vertu, on se réclame d'autre chose que d'un tel critère du goût, à savoir ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Dans cette objection, vous voyez, elle se distingue de la précédente puisqu'elle se fait au nom d'un point de vue particulier et non plus au nom de la nature entière. Et elle se résume en ceci que Blienberg ne cesse de dire, ben oui, vous réduisez la morale à une affaire de goût. Alors là, bon, qu'est-ce qu'il va répondre, Spinoza? Il va se lancer dans une chose très très curieuse.
il va se lancer dans une tentative pour montrer que il conserve un critère objectif pour la distinction du bon et du mauvais, ou de la vertu et du vice. Il va tenter de montrer que le spinozisme nous propose un critère proprement éthique et non pas simplement de goût, un critère éthique du bon et du mauvais, du vice et de la vertu. Et il va le montrer alors dans deux textes, qui à ma connaissance sont les textes les plus étonnants, les plus étranges de Spinoza. Vraiment là, les textes les plus étranges. Au point que l'un semble incompréhensible, on ne voit pas ce qu'il veut dire, je crois, et l'autre est peut-être compréhensible, mais semble très très bizarre. Enfin, tout se résout dans une limpidité merveilleuse. Mais il fallait passer par ces deux textes étranges. Le premier, c'est dans les lettres à Blienberg. Et Spinoza veut montrer, dans la lettre du texte, là il faut que je les lise, les textes, parce que c'est la lettre 23. Il veut montrer que non seulement il a un critère pour distinguer le vice et la vertu, mais que ce critère s'applique dans des cas même très compliqués en apparence. Et que bien plus, c'est un critère de distinction non seulement pour distinguer le vice et la vertu, mais que si on comprend bien son critère, on peut même distinguer dans les crimes. On peut faire des distinctions au niveau des crimes même, qui ne sont pas du tout semblables les uns aux autres. Et je lis ce texte qui paraît très curieux. Il dit, ben voilà, il dit à Blienberg, prenons deux cas, prenons un même acte qui vraiment passe pour très mauvais, un cas de matricide. Quelqu'un tue sa mère. Et voilà le texte de Spinoza, lettre 23. Le matricide de Néron, en tant qu'il contient quelque chose de positif, n'était pas un crime. Ouais, vous voyez, en tant qu'il contient quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous vous rappelez, vous voyez vaguement, confusément ce que Spinoza veut dire. Le mal n'est rien. On a vu quelle nuance il donnait à cette proposition. Le mal n'est rien. Donc, en tant qu'un acte est positif, ça ne peut pas être un crime, ça ne peut pas être mal. Alors, un acte comme un crime, si c'est un crime, ce n'est pas en tant qu'il contient quelque chose de positif, c'est d'un autre point de vue. Bon, soit on peut comprendre abstraitement ça, on se dit où il veut en venir. Mais... Le matricide de Néron, en tant qu'il contient quelque chose de positif, n'était pas un crime. Au reste, Néron a tué sa mère. Oreste a tué sa mère aussi. Oreste a pu accomplir un acte qui extérieurement est le même, tuer sa mère. Oreste a pu accomplir un acte qui extérieurement est le même, et avoir en même temps l'intention de tuer sa mère. Voyez, non seulement identité d'acte de tuer la mère, mais identité d'intention, à savoir meurtre prémédité. Oreste a pu accomplir un acte qui extérieurement est le même et avoir en même temps l'intention de tuer sa mère sans mériter la même accusation que Néron.
Bon. Et en effet, pour ceux qui se rappellent ce qu'ils ont appris à l'école, nous traitons Oreste d'une autre manière que nous traitons Néron. Bien qu'ils aient tué tous les deux leur mère avec l'intention de la tuer. Oreste a pu accomplir un acte qui extérieurement est le même et avoir en même temps l'intention de tuer sa mère sans mériter la même accusation que Néron. Quel est donc le crime de Néron? C'est là où le texte devient quand même très bizarre. Quel est donc le crime de Néron? Il consiste uniquement en ce que, dans son acte, Néron s'est montré ingrat, impitoyable et insoumis. On se dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? L'acte est le même, l'intention est la même. Il y a une différence au niveau de quoi? Dans son acte, Néron s'est montré ingrat, impitoyable et insoumis. C'est qu'alors ce n'est ni l'intention ni l'acte. C'est une troisième détermination, c'est une troisième dimension de l'acte. Quelle dimension? Il n'en dit pas plus. Et il termine là triomphant. Il est formidable là. Aucun de ces caractères n'exprime quoi que ce soit d'une essence. Donc je me montre impitoyable, ingrat et insoumis. Aucun de ces caractères n'exprime quoi que ce soit d'une essence. On reste songeur, hein? On a beau là être tout prêt à être spinoziste, on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est une réponse à Blienberg? Et on se dit ce texte, il y a urgence. Il faut bien en tirer quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un texte aussi à la fois bizarre et vague? Oh, ingrat, impitoyable et insoumis. Alors, si l'acte de Néron est mauvais, c'est pas parce qu'il tue sa mère, c'est pas parce qu'il a l'intention de la tuer, c'est parce que Néron, en tuant sa mère, se montre ingrat, impitoyable et insoumis. Et Oreste, lui, il tue sa mère, mais il n'est ni ingrat, ni impitoyable, ni insoumis. Alors quoi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Non. Bon. Alors on cherche. Et puis, à force de chercher, forcément, comme il faut lire toute l'éthique, on tombe dans le livre 4 sur un texte qui paraît ne rien avoir à faire avec. Un texte, alors là, lui, il nous laisse pas hésitants à cause du vague, il nous laisse hésitants parce qu'on a l'impression que Spinoza est pris d'une espèce, ou bien d'humour diabolique, ou bien de folie. C'est dans le livre 4, la proposition 59, et c'est le scoli de la proposition 59. Et je le lis doucement, espérant que vous aurez des étonnements. C'est le scoli. Le texte de la proposition, lui, paraît pas simple. Il s'agit de démontrer pour Spinoza que toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par un sentiment qui est une passion, nous pouvons être déterminés à les faire sans lui, sans ce sentiment, nous pouvons être déterminés à les faire par la raison. Tout ce que nous faisons pousser par la passion, nous pouvons le faire pousser par la raison. On se dit, ah bon, ben alors en effet, pourquoi pas tuer sa mère? Si je ne le fais pas de passion, je peux le faire par raison. C'est curieux cette proposition. Et le scoli nous dit, la démonstration est assez abstraite, on se dit, ah bon, mais on aimerait bien un peu de concret, vous lirez le texte. Et le scoli arrive qui commence par, expliquons cela plus clairement par un exemple. On se dit, enfin, c'est ce qu'on demandait. Hein? Et il continue. Écoutez bien. Expliquons cela plus clairement par un exemple. Ainsi, l'action de frapper. Bon. Hein? Vous allez voir pourquoi je fais ça. Je pourrais frapper autrement, mais d'après la lettre du texte, c'est ça. Hein? Ça, et j'abaisse.
Ainsi, l'action de frapper, en tant qu'elle est considérée physiquement, donc, voyez, hein, en tant qu'elle est considérée physiquement, et que nous considérons le seul fait qu'un homme lève le bras, serre le poing, lève le bras, alors, dans l'ordre. En tant que nous considérons le seul fait qu'un homme lève le bras, lève le bras, serre le poing, et meut son bras tout entier avec force de haut en bas. Hein? C'est une vertu, virtus. C'est une vertu qui se conçoit par la structure du corps humain. Là, il faut prendre tout à la lettre. Vous comprenez en quel sens il prend vertu, là, il ne triche pas. En effet, c'est une effectuation de la puissance du corps. C'est ce que mon corps peut faire. C'est une des choses qu'il peut faire. Ça répond à la question que j'ai essayé de commenter déjà, à savoir cette question de Spinoza, mais on ne sait même pas ce que peut le corps. Ça, c'est plutôt une chose que tout le monde sait. On sait que le corps humain peut faire ça. Un chien ne peut pas. Un chien, il peut faire autre chose. Mais il ne peut pas faire ça. Donc, c'est quelque chose que le corps humain peut faire. Ça fait partie de la potentia du corps humain, de cette puissance en acte. C'est une puissance en acte, c'est un acte de puissance. Par là même, c'est ça qu'on appelle vertu. Donc, pas de problème, on ne peut pas le reprendre sur ce premier point. Hein. Donc, l'action de frapper, en tant qu'elle est considérée physiquement et que nous considérons le seul fait qu'un homme lève le bras, serre le poing et meut son bras tout entier, avec force de haut en bas, est une vertu qui se conçoit par la structure du corps humain. D'accord, rien à dire. Il enchaîne. Si donc un homme, poussé par la colère ou par la haine, voilà le cas, je vais faire cette action, poussé par la colère ou par la haine, c'est-à-dire par une passion. Je fais ça sur la tête de ma mère. Hein? Il n'y a pas de quoi rire. Si donc un homme poussé par la colère ou par la haine est déterminé par la passion, c'est une, voyez le mot, là il emploie le mot détermination, déterminé. Je me dis, bon, ça on le met de côté parce que c'est donc peut-être ça, la troisième dimension de l'action. C'est pas la même chose, ni que l'action, ni que l'intention. Outre l'action et l'intention, il y aurait la détermination. Bon. En tout cas, si donc un homme poussé par la colère ou par la haine est déterminé à serrer le poing ou à mouvoir le bras, cela vient, comme nous l'avons montré dans la seconde partie, cela vient de ce qu'une seule et même action peut être associée à n'importe quelle image de chose. Là, il est en train de dire quelque chose qui paraît très très bizarre. Il est en train de nous dire, j'appelle détermination de l'action, l'association, le lien qui unit l'image de l'action à une image de chose. C'est ça la détermination de l'action. La détermination de l'action, c'est l'image de chose à laquelle l'image de l'acte est liée. C'est vraiment un rapport qu'il présente lui-même comme association. Un rapport d'association. Une seule et même action peut être associée à n'importe quelle image de chose. Point et virgule. Et par conséquent, nous pouvons être déterminés à une même et unique action,
aussi bien par les images des choses que nous concevons confusément, nous pouvons être déterminés à une seule et même unique action, aussi bien par les images des choses que nous concevons confusément que par les images de choses que nous concevons clairement et distinctement. Aussi est-il clair, il estime avoir fini, aussi est-il clair que tout désir qui naît d'un sentiment qui est une passion ne serait d'aucun usage si les hommes pouvaient être conduits par la raison. C'est-à-dire toutes les actions que nous faisons déterminées par des passions, nous pourrions les faire aussi bien déterminées par la raison pure. Vous voyez ce qu'il a voulu dire là? Et qu'est-ce que c'est que cette introduction du confus et du distinct? Il dit, voilà, exactement ce que je retiens de la lettre du texte, et c'est à la lettre dans le texte. Il dit, une image d'action peut être associée à des images de choses très différentes. Dès lors, une même action, d'après son image, peut être associée aussi bien à des images de choses confuses qu'à des images de choses claires et distinctes. Bien. C'est curieux. Moi, je dis, ce texte, il est... Si on le comprend bien, on doit toucher quelque chose de concret dans la manière dont Spinoza vit l'action, vit les problèmes de l'action. Et comment se débrouiller? On se dit, bon, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Alors, il faut reprendre l'exemple pour le pousser, je ne sais pas, moi. Là, on a un texte qui exige d'être prolongé littéralement, quoi. On ne peut pas se contenter de lire ça et puis de passer à la proposition suivante. Je reprends, j'en suis là. Bien, je fais ça. Et j'abats mon poing sur la tête de ma mère. Voilà un cas. Je fais le même geste. Et avec la même violence, j'abats mon poing sur la membrane d'une grosse caisse. J'abuse de votre patience en vous demandant de considérer cet exemple, c'est pas ma faute. Il y aurait une objection tout de suite. C'est pas le même geste. C'est pas le même geste. Bon. Cette objection, Spinoza l'a supprimée. Il a répondu d'avance. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il a posé le problème dans des conditions telles que cette objection ne peut pas valoir. En effet, il nous demande de consentir à une analyse de l'action très paradoxale, qui est celle-ci, à savoir entre l'action et l'objet sur lequel elle porte, il y a un rapport qui est un rapport d'association. En effet, si entre l'action et l'objet sur lequel elle porte, le rapport est associatif, si c'est un rapport d'association, évidemment, Spinoza a raison. À savoir, c'est bien la même action, quelles que soient les variantes. Une action comporte toujours des variantes, mais c'est bien la même action qui, dans un cas, est associée à la tête de ma mère, dans l'autre cas, est associée à la grosse caisse. Donc, objection supprimée. Bon, alors, essayons de pousser. Quelle différence il y a? Quelle différence il y a entre les deux cas? Entre ces deux cas? Au point où on en est, on en perçoit une, c'est-à-dire on voit très bien ce qu'il veut dire. Enfin, on sent ce qu'il veut dire déjà, Spinoza.
et que c'est pas rien ce qu'il veut dire. Oui, quelqu'un vient de partir. Il ne saura pas. C'est embêtant pour lui, pour sa vie, ce qu'il va faire. Et ben voilà. Je dis comme ça. Revenons là aux critères, on va voir ensuite comment rattraper la lettre du texte, mais revenons aux critères dont on est sûr, nous, au point où on en est notre analyse. Qu'est-ce qu'il y a de mal ou qu'est-ce qu'il y a de mauvais, pour parler comme Spinoza? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais lorsque je fais ça, qui est une effectuation de puissance de mon corps et qui en sens est bon? Et ça, c'est toujours bon. Hein? Je fais ça, simplement, je donne un coup sur la tête. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est que je décompose un rapport. Je décompose un rapport. À savoir, la tête de ma mère. Vous vous rappelez un très beau texte de Beckett, peut-être? Texte de Beckett, où la créature de Beckett, n'est-ce pas, pour parler avec sa mère qui est sourde, aveugle, je ne sais pas quoi, qui n'existe plus qu'à l'état de reste indéterminé, il doit donner des coups sur la tête de sa mère, comme ça. Alors il tape sur la tête, et alors si c'est 2 coups, ça veut dire je ne sais plus quoi, si c'est 1 coup, si c'est 3 coups, tout ça, la pauvre, elle en fait lui à la fin. Non, mais il la tue pas dans ce cas. Mais il y a bien ce geste. Hein. Bon, mais enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? La tête de la mer ne supporte pas, c'est-à-dire, la tête de la mer, c'est un rapport de mouvement et de repos entre particules, comme tout. Et là, en tapant comme ça sur la tête de la mer, je détruis le rapport constituant de la tête. Ce qu'on peut exprimer simplement, par exemple, ma mère s'évanouit sous le coup, ou bien elle meurt. Donc, je dirais en termes spinozistes que dans ce cas, j'associe mon action à l'image d'une chose dont le rapport est directement décomposé par cette action. Dont le rapport constituant, je l'associe, là, je suis en train de commenter à la lettre, il me semble, le texte. J'associe l'image de l'acte à l'image de quelque chose dont le rapport constituant est décomposé par cet acte. Déjà, vous avez tout compris. Quand je fais ça et que j'abats mon poing sur un gong ou sur une grosse caisse, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, la membrane se définit comment? La membrane ou le gong se définit comment? Je dis n'importe quoi. D'après la tension de la membrane, elle sera définie aussi par un certain ensemble de rapports. Une membrane aura quelle puissance? S'il fait partie de ma puissance faire ça, la membrane elle aussi, et la tête de ma mère aussi, tout ça, ça a une puissance. Il se trouve que dans le cas de la tête, encore une fois, je décomposais le rapport constituant correspondant à la puissance de la tête. Dans le cas d'une membrane, sa puissance, c'est quoi? C'est, mettons, des harmoniques. Bam! Le gong. Là, j'ai associé mon action
à l'image de quelque chose dont le rapport se composait directement avec cette action. À savoir, j'ai tiré de la membrane des harmoniques. Voilà. Ça, il faut que vous compreniez, parce que sinon vous allez être perdu pour tout le reste. Hein. Quelle est la différence? Énorme. Énorme. Il faut que vous compreniez bien ça. Dans un cas, j'ai associé mon action. Encore une fois, l'image d'une chose dont le rapport se compose directement avec mon acte, avec le rapport de mon acte. Dans l'autre cas, j'ai associé mon acte à l'image d'une chose dont le rapport est immédiatement, directement décomposé par mon acte. Vous tenez le critère de l'éthique pour Spinoza, qui est un critère très très modeste, là aussi. Oh ben, il ne s'agit pas de... Il s'agit de se débrouiller comme on peut. Et là, il nous donne une règle. Il nous donne une règle, vous allez voir que ça fait un type de vie assez particulier. La manière de sûrement dont Spinoza vivait. Il aimait bien les décompositions de rapports. Hein. Ses biographes, il y a 2-3 biographies de son temps où on raconte un peu sa vie et on raconte qu'il adorait les combats d'araignées. Il les faisait se battre. Hein. Il laissait les toiles d'araignée chez lui, il était pourtant très propre, il laissait les toiles d'araignée, puis il attrapait des mouches et les mettait sur les toiles là, pour voir ce qui allait se passer. Ou bien alors il faisait se battre des araignées entre elles. Ça, il aimait bien, ça le faisait rire. Hein. Ça le faisait rire. C'était... Oui. Le problème qui se pose là, c'est à savoir, est-ce que tu peux introduire le bon et le mauvais sous la forme de la continuation d'un rapport, de la composition d'un rapport, de la décomposition d'un rapport, sans inclure immédiatement une hiérarchie alors que tout ce que tu disais jusqu'à maintenant semblait l'exclure. Or, dans le cas d'Oreste, que tu fais comme deuxième exemple, c'est est-ce qu'on peut décomposer un rapport pour la continuation et la composition d'un rapport de la continuation. Ah ben, tu me devances. Hein, tu vas trop vite, toi. Il faut déjà avoir tout compris pour dire ça, c'est bien. Hiérarchie, pour le moment, je n'introduis pas de hiérarchie, je dis, là, le fait est là. Imaginez vos actions quotidiennes. Hein. Ben, il y en a un certain nombre, vous allez voir, il y en a un certain nombre qui ont comme caractère de se composer directement, ou plutôt de s'associer avec une image de chose ou d'être qui se compose directement avec l'action, et d'autres, je ne dis pas que l'un vaille mieux, ce sera par conséquence qu'on va dire. Et vous entreprenez aussi un type d'action associé à des images de choses dont le rapport est décomposé par l'action. Alors, par convention, on va appeler bon les actions de composition directe, on va appeler mauvais les actions de décomposition directe. Bon. Mais là, on en est encore à patauger dans beaucoup de problèmes. Premier problème, en quoi est-ce que ce texte de l'éthique peut nous apporter une lueur sur le texte de la lettre? La différence entre Oreste et Néron. Puisque dans le texte de l'éthique, il n'est pas question d'Oreste et Néron. Or, dans le cas Oreste-Néron, c'est pas comme, moi j'ai pris un exemple privilégié, le poing, le bras levé, qui s'abat soit sur la tête, soit sur un gong. Mais dans la lettre, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de deux actions qui sont également des crimes. Donc, pourquoi est-ce que Néron a fait quelque chose de mauvais, alors que selon Spinoza, on ne peut même pas dire que Oreste, en tuant sa mère, ait fait quelque chose de mauvais.
Là, quand même, au point où on en est, on a là aussi une petite lueur. Comment on peut dire une chose pareille? On peut dire une chose pareille en fonction de ce qui suit. À savoir, on a maintenant la méthode spinoziste d'analyse de l'action. L'action sera décomposée suivant deux images. Toute action sera décomposée suivant deux images, sera analysée suivant deux dimensions. L'image de l'acte comme puissance du corps, ce que peut le corps, et l'image de la chose associée, c'est-à-dire de l'objet sur lequel l'acte porte. Entre les deux, il y a un rapport d'association. C'est une logique de l'action. Elle n'est pas coutumière, elle n'est pas... Mais peut-être que c'est comme ça, c'est une manière de vivre. Revenons à Néron, Oreste. Néron, il tue sa mère. Peut-être qu'elle était désagréable, peut-être qu'elle était embêtante, peut-être qu'elle avait tué d'autres gens elle-même. Bon, malgré tout, Néron, en tuant sa mère, malgré tout, je dis c'est très nuancé comme jugement, elle a pu être criminelle elle-même, elle a pu faire tout ce que vous voulez, toutes sortes de très vilaines choses, se conduire très mal. Ça n'empêche pas, comme on dit, que c'était sa mère. Ça n'empêche pas que c'était sa mère, c'est-à-dire Néron a associé son acte directement à l'image d'un être dont le rapport serait décomposé par cet acte. Il a tué sa mère, un point c'est tout. Donc le rapport d'association primaire, direct, est entre l'acte, lever le bras, et une image de chose dont le rapport est décomposé par cet acte. Oreste, lui, il tue sa mère parce qu'elle a tué Agamemnon. C'est-à-dire parce qu'elle a tué son mari, parce qu'elle a tué le père d'Oreste. En tuant sa mère, Oreste poursuit une sacrée vengeance. Qu'est-ce que ça veut dire, une vengeance? Spinoza dirait pas une vengeance. Selon Spinoza, Oreste associe son acte, non pas à l'image de Clytemnestre, dont le rapport va être décomposé par cet acte, mais il l'associe au rapport d'Agamemnon, qui a été décomposé par Clytemnestre. En tuant sa mère, Oreste recompose son rapport avec le rapport d'Agamemnon. Faisons un pas de plus. En quoi c'est une réponse à la question, à la seconde objection? Finalement, c'est une réponse très forte en tout cas. Parce que Spinoza est en train de nous dire, oui, d'accord, au niveau d'un point de vue particulier, vous ou moi, au niveau d'un point de vue particulier, c'était le niveau de la seconde objection, il y a toujours à la fois composition et décomposition de rapports. Ça c'est vrai, oui, il y a toujours à la fois composition et décomposition de rapports. Est-ce que ça veut dire que le bon et le mauvais se mélangent et deviennent indiscernables? Non, dit Spinoza. Parce qu'au niveau d'une logique du point de vue particulier, il y aura toujours un primat. Parfois primat très compliqué, primat très immense. Tantôt,
la composition de rapport sera directe et la décomposition indirecte. Tantôt au contraire. La décomposition sera directe et la composition indirecte. Non, ou l'index, je ne sais plus, je suis embrouillé. Vous corrigez vous-même. Et Spinoza nous dit, j'appelle bonne, une action qui opère une composition directe des rapports, même si elle opère une décomposition indirecte. Et j'appelle mauvaise une action qui opère une décomposition directe, même si elle opère une composition indirecte. En d'autres termes, il y a deux types d'actions. Les actions où la décomposition vient comme par conséquence, et non pas en principe, parce que le principe est une composition. Ça ne vaut que pour mon point de vue. Du point de vue de la nature, tout est composition. C'est par là que, de toute manière, Dieu, il ne connaît pas le mal. Ni même le mauvais. Il ne sait même pas ce que ça veut dire, le mauvais. Mais, moi, oui, de mon point de vue, il y a du bon et du mauvais. Et ça ne veut pas dire, alors, vous voyez, il y a du bon et du mauvais, dit Spinoza. Là-dessus, objection. Il n'y a pas de bon et de mauvais, puisqu'il y a toujours à la fois composition et décomposition. Réponse de Spinoza, oui, mais de mon point de vue. Il y a tantôt des actions qui se composent directement et qui n'entraînent qu'indirectement des décompositions, et inversement, il y a des actions qui directement décomposent et n'impliquent de composition qu'indirectement. C'est là le critère du bon et du mauvais, c'est avec ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec ça qu'il faut vivre. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est un modèle de physique absolue que j'ai découvert. C'est-à-dire un mouvement physique absolu qui permet d'annuler complètement la dimension symbolique et sans passer. Mais est-ce que vous abordez vraiment à fond le problème du matriciel dans cette perspective? Je ne sais pas quelle est la perspective de Spinoza quand il évoque le problème du matriciel, mais tel que vous le décrivez, on a l'impression que la puissance symbolique du matriciel est complètement annihilée, elle n'existe pas. Mais est-ce que c'est exact? La question peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que c'est exact en soi ou est-ce que c'est exact par rapport à Spinoza? Est-ce que c'est vrai en soi tout ce que je dis? C'est à vous d'en juger, je ne veux pas brutaliser vos consciences. La seule question que je puisse retenir, c'est est-ce que c'est exact par rapport à Spinoza? Tel que vous venez de poser la question, la réponse m'apparaît ne faire aucune difficulté, à savoir Spinoza est un auteur qui, chaque fois qu'il a rencontré le problème d'une dimension symbolique, n'a cessé de l'expurger, de la chasser et de tenter de montrer que c'était une idée confuse de l'imagination et de la pire imagination. Mais pourtant, dans l'exemple d'Oreste, si le matricide d'Oreste est différent du matricide de Néron, il reste malgré tout que lorsque Oreste tue sa mère, d'après l'interprétation de Spinoza, le crime d'Oreste, c'est tout simplement l'affirmation de la filiation décomposée par la mère. Donc on ne peut pas réduire tout à une question simplement physique. C'est tout simplement l'affirmation d'une filiation décomposée. De même... Filiation, là tu dis beaucoup trop. Filiation, qu'est-ce que c'est? C'est une composition de rapport, la filiation. Peut-être pas. Alors là, ça devient plus important. Ma question est ceci. En quoi, chez Spinoza, pour Spinoza, puisqu'on ne pense qu'à lui, n'est-ce pas? En quoi, pour Spinoza, la filiation est-elle autre chose qu'une composition de rapport? Justement, c'est un mystère.
Il ne connaît pas le mystère, Spinoza, tu le sais autant que moi. Il n'y a pas de mystère chez Spinoza. Le fait qu'ils disent que c'est un crime différent, il ne peut dire que le crime est différent que pour autant qu'il affirme une bonne filiation qui a été décomposée justement par la mère. Qu'est-ce que c'est par exemple? Ça renvoie par exemple à des textes dans le traité théologico-politique où Spinoza, curieusement, insiste sur le rapport du père et du fils. Comment c'est-il qu'il insiste tant sur ce rapport privilégié? Est-ce que ça relève simplement de la physique, ça? C'est une question. Et dans l'exemple que tu donnais même, par exemple, dans les lettres à Guillaume de Lienberg, l'exemple justement de la pomme, l'affaire, l'histoire de la pomme. Finalement, l'histoire de la pomme, c'est une façon comme une autre de nous dire qu'il y a un bon père, celui qui donne un bon conseil, et qu'il y a vraiment un imbécile qui ne suit pas le bon conseil du père. Donc, chez Spinoza, il y a tout, à travers tous ces textes, il y a un rapport très curieux de filiation, qui est peut-être un rapport de filiation, qui est peut-être un rapport, mais est-ce que l'on peut dire qu'un rapport de filiation est physique? C'est un problème, ça. Et écoute, Moi, je dirais bien quelque chose. ton cœur complexe souffre autant que le mien lorsque tu es en train pratiquement de traiter la substance de Spinoza comme un père. Lorsque Dieu fait une révélation à Adam, dire que c'est bien la preuve qu'il y a un rapport de filiation du type père-fils, enfin, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu sens bien que tu quittes largement le domaine du spinozisme. Chez Spinoza, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Alors, ce que je maintiens, c'est que si l'on introduit d'une manière ou d'une autre une dimension symbolique, ou d'après laquelle, si je comprends bien, la substance agirait paternellement par rapport au mode, c'est pas un meurtre de tout le spinozisme, tu le sais tellement. Enfin, c'est pour me taquiner que tu dis tout ça. Il lui arrive. En effet, à ce moment-là, il faut prendre, comme tu les invoques toi-même, les textes du traité théologico-politique. Chaque fois qu'il tombe sur l'idée d'une dimension symbolique, il exprime que c'est le truc des prophètes, les hommes de la dimension symbolique, et qui interprètent le rapport Dieu-mode comme un rapport du père-fils, en effet, et qui réclament des signes. C'est même par là qu'il définit très profondément le prophétisme. Le prophétisme, c'est l'acte par lequel je reçois un signe, ou je crois que je reçois un signe, et par lequel j'émets des signes. Et toute la théorie, il y a bien une théorie du signe chez Spinoza. Ça consiste à rapporter le signe à l'entendement et à l'imagination la plus confuse du monde. Et dans le monde tel qu'il est, suivant Spinoza, l'idée même de signe n'existe pas. Il y a des expressions, il n'y a jamais de signe. Si bien que lorsque Dieu, là, je m'oppose très fort à l'interprétation que tu suggères du texte de la pomme, lorsque Dieu révèle à Adam que la pomme agira comme un poison, il lui révèle une composition de rapports, il lui révèle une vérité physique, il ne lui envoie pas du tout un signe, il ne traite pas du tout Adam comme si c'était un prophète, pour la simple raison qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de prophète. Il n'y a aucun prophète, puisque le prophétisme, c'est dans la mesure où l'on n'est pas spinoziste, selon Spinoza, c'est dans la mesure où l'on ne comprend rien au rapport substance-mode, que l'on invoque des signes, et que l'on dit « Dieu m'a fait un signe ». Mais Spinoza dit 1000 fois, Dieu ne fait jamais aucun signe, il donne des expressions. Et qu'est-ce que ça veut dire, des expressions précisément univoques? Il ne donne pas un signe qui renverrait à une signification ou à un signifiant, il n'agit pas comme un signifiant quelconque, toute notion dit pour Spinoza serait vraiment démente, quoi. Il s'exprime, c'est-à-dire il révèle des rapports. Et révéler, ça ne veut pas dire du tout quelque chose, un acte mystique ou un acte symbolique. Révéler, c'est donner à comprendre.
Il donne à comprendre des rapports dans l'entendement de Dieu. Il ne les donne pas à la manière d'un père qui donne un conseil, absolument pas. Il le donne à la manière de la nature quand elle me présente une loi. À savoir, par exemple, la pomme tombe. Et bien ça, c'est une révélation de Dieu, la pomme tombe. C'est une composition de rapport, oui, ça. Mais si vous voulez introduire dans Spinoza quoi que ce soit qui déborde cette composition de rapport, vous avez peut-être raison de votre point de vue à vous. Permettez-moi de vous maudire du point de vue de Spinoza, parce qu'à ce moment-là, ce qui est très légitime, vous êtes dans une atmosphère et vous êtes dans une problématique qui n'a rien à voir de près ou de loin avec celle de Spinoza. Oui, pardon. Est-ce que je peux dire, enfin, je pense que oui, que toute composition de rapport direct est forcément nécessaire, dans le sens où, enfin, implique une nécessité absolue, dans le sens où, si elle n'est pas effectuée, la puissance de l'acte n'est pas effectuée. Ah, ça c'est plus compliqué. Reste n'avait compliqué. pas le choix, et j'exclus même toute dimension politique. Parce que je dirais quand même. Oreste n'avait pas le choix, mais si, puisque Néron, lui, a fait une décomposition directe. Et si Oreste ne tuait pas sa mère, il n'effectuait pas un rapport nécessaire à la continuation de l'ensemble des rapports dans lesquels il est impliqué. On a un schéma d'implication et d'obligation nécessaire, entre guillemets pour l'instant, par rapport à la nécessité de l'effectuation Du point de vue de la composition. Oui, complètement. Mais c'est pas nécessaire que des compositions directes se fassent. Non, mais quand telle composition directe est suggérée, par exemple par un ensemble de modalités entre divers rapports, si cette composition n'est pas faite, si cette composition directe n'est pas effectuée, c'est-à-dire si on dénie par exemple sa nécessité, on entraîne une décomposition encore plus grande. À savoir si, dans le cas d'Oreste très précisément, Oh, il se serait retiré, non, je crois là, tu es trop, du coup, là, toi, tu es un spinoziste trop rigoureux. non, mais c'est assez... On pourrait aller jusque-là, mais je crois pas. Il se retire des affaires du père, il se retire de la vie sociale et mondaine, il se retire... Reprenons les cas de figure très très simples, à savoir, il y a un rapport direct qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Alors, tu évoquais deux cas, soit il n'est pas nécessaire de tuer sa mère, donc dans le cas d'Oreste, ça a des conséquences encore plus graves que le fait de... plus grave pas qu'au niveau d'Oreste, ça a des conséquences extrêmement graves au niveau de devenir d'Athènes. C'est énorme. Oui, ah bah oui, parce que les rapports se composent, il y a un enchaînement des rapports. Tu ne peux pas sortir les harmoniques que ta puissance de composer, alors là au sens propre, en tant que musicien, ta puissance d'exécuter, alors ta force physique en tant que virtuose du tambour. Je vais te donner par exemple, la pièce de musique, c'est Eh oui. Et il lui restera sa vérité éternelle non effectuée. Oui. Ah oui, est-ce que tu veux dire, est-ce que tous les rapports doivent être effectués? Oui, alors là, je rejoindrai Comtesse. S'il y a un ordre des filiations chez Spinoza, cet ordre évidemment n'a rien de symbolique. C'est un ordre qui, de proche en proche, fait que la nature, comme pour Spinoza, la nature elle-même est un individu qui englobe tous les individus, il y a un ordre de composition des rapports. Et il faut bien que tous les rapports soient effectués. Mais ça, on peut dire nécessairement la nécessité de la nature, c'est qu'il n'y aura pas de rapport non effectué. En effet, tout le possible est nécessaire. Tout ce qui est possible est nécessaire, ce qui signifie que tous les rapports ont été, sont ou seront effectués. Ça. Il y a un exemple. Sans aucun symbolisme, ça va. Il y a un exemple assez curieux chez Clastre, enfin dans la chronique des Indiens Guayaki, quand à un moment il décrit une femme dont l'enfant est tué, et le père apprend quelle est la personne qui a tué l'enfant, et il va à ce moment-là se venger sur quelqu'un d'autre de la famille de cette personne. Et c'est très curieux parce que ça continue comme ça, disons à peu près 3 ou 4 fois,
Ouais. Et on ne sait pas comment ça se passe, mais il y a un moment où ça s'arrête. Ouais, C'est-à-dire que ça pourrait très bien continuer. Et, bon, dans une tribu, Non, on non, pourrait très bien penser t'as que raison. Ouais, ouais, c'est c'est vraiment comme très si on frappant, était cette arrivé chose-là, au oui. bout Un équilibre d'une des... composition des rapports. Là, bon, là, ça tombe, ça va reprendre Ouais. après. Oui, c'est très juste, ça. Et c'est toujours comme ça dans les rapports d'association. Vous procédez de proche en proche, et puis il y a un moment où le rapport ne passe plus. C'est fini, là. Il s'est détendu. À force de servir, de se déplacer, il s'est détendu. Connais Spinoza, il est très... Quoi? Ben, si. Si, parce que les rapports eux-mêmes, c'est les rapports eux-mêmes qui ont leurs limites d'application, de déplacement. Alors, ça se distingue, ils n'ont plus à être effectués. Le même rapport, il ne ferait pas de l'éternel retour, Spinoza. Le même rapport ne sera pas effectué 2 fois. Il y a une infinité de rapports. La nature entière, c'est la totalité des effectuations de tous les rapports possibles, donc nécessaires. Ça, c'est l'identité chez Spinoza, l'identité absolue du possible et du nécessaire. Bon, vous comprenez, j'ai fait une allusion à cette histoire de prophétisme parce que j'y étais poussé. Spinoza, il dit une chose très simple à cet égard, qui sera reprise d'ailleurs par Nietzsche, par tous ces auteurs dont on peut dire qu'en effet, ils sont en ce sens des auteurs qui ont poussé le positivisme le plus loin possible. Et là, je ne reculerai pas à propos de Spinoza devant même un mot comme physicalisme. Ils ont été très loin dans ce sens, parce que voilà, en gros, l'idée qu'ils se font. Ils disent, d'accord, il y a des lois. Ces lois, c'est des lois de la nature. Donc, quand on parle de révélation divine, il n'y a absolument rien de mystérieux ni de religieux. Là-dedans, la révélation divine, c'est simplement l'exposition des lois. Il y a une exposition des lois. Or, vous voyez ce que Spinoza appelle une loi. Une loi, c'est une composition de rapports. Dans une loi, vous avez toujours une composition de rapports. Et c'est ça que vous appelez une loi. Et c'est ça qu'on appellera loi de la nature. Maintenant, Spinoza dit, les gens, ils sont bornés. Alors, quand on est très borné, et ça, il le dit en toutes lettres dans le traité théologico-politique, quand on est très borné, on ne comprend pas les lois comme des lois. Alors, comment on les comprend? On me dit, prenez un petit enfant à l'école. La maîtresse lui révèle 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4, c'est typiquement une composition de rapport. Vous avez le rapport 2 plus 2, vous avez le rapport 4, et vous avez rapport d'identité entre le rapport 2 plus 2 et le rapport 4. Alors, bon, petit enfant, il comprend rien. Quand vous comprenez rien, comment vous entendez une loi? Vous l'entendez comme un ordre. Vous l'entendez comme un commandement. Le petit enfant, il se dit, oulala, il ne faut pas que j'oublie ça, 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 égale 4, il a rien compris. Il comprend la loi de nature comme une loi morale. Il faut que... Et si tu dis autre chose, tu seras puni. Alors vous me direz, mais c'est vrai, ça procède comme ça. Oui, ça procède comme ça, en fonction de notre entendement borné. Si nous saisissions les lois pour ce qu'elles sont, pour des compositions de rapports, et des compositions physiques de rapports, des compositions de corps, si nous saisissions les lois comme des compositions de rapports entre les corps, des notions aussi étranges que commandement, obéissance, mais nous resteraient complètement inconnus. C'est dans la mesure où nous percevons une loi que nous ne comprenons pas, que nous l'appréhendons comme un ordre. Tu feras ceci. Dieu n'a strictement rien interdit, explique Spinoza à Adam. Il lui a révélé une loi, à savoir
que la pomme se composait avec un rapport qui excluait mon rapport constituant. Donc, c'est une loi de la nature, exactement comme l'arsenic induit les parties du sang à prendre un autre rapport. Elle se compose avec cet autre rapport qui exclut le mien, qui exclut celui de mon sang. Adam ne comprend rien à rien. Et au lieu de saisir ça comme une loi, il saisit ça comme un interdit de Dieu. Alors quand je saisis les choses sous la forme de commandement-obéissance, au lieu de saisir des compositions de rapports, à ce moment-là, oui, je mets à dire, ah, c'est le Père. Ah, Dieu est comme un Père. Et évidemment, je transmets, à la fois je réclame un signe, c'est là que l'analyse du prophétisme chez Spinoza. Le prophète, je vous disais, pour Spinoza, c'est essentiellement quelqu'un qui, ne saisissant pas les lois de nature, va juste dire tout le temps, où est le signe qui me garantit que l'ordre est juste? En effet, si je ne comprends pas que 2 plus 2 égale 4, ça détermine une composition de rapport, je comprends ça comme un ordre. Interdit de dire 2 plus 2 égale 5. Comme je ne comprends rien à la loi, je réclame en revanche un signe pour être sûr que ce qu'on m'ordonne de faire, eh ben, c'est bien ce qu'on m'ordonne de faire. Donc le prophète, il est interpellé par Dieu, nous raconte l'Ancien Testament. Il ne comprend rien. Sa première réaction, c'est « Dieu, donne-moi un signe, que c'est bien toi qui me parles. » Et ensuite, quand le prophète a le signe, il va lui-même émettre des signes. Ça va être un langage du signe. Et le langage du signe, en quoi ça se relie? Vous allez mieux comprendre peut-être ce que veut dire Spinoza. Il oppose réellement, je crois que c'est même un des points les plus forts, qui serait un des points les plus modernes de Spinoza. En quel sens c'est un positiviste? Aujourd'hui, on dirait que c'est une forme de positivisme logique très, très curieuse, et physique, physico-logique. Il oppose l'expression et le signe. Pourquoi? Il dit tout le temps, Dieu s'exprime, les attributs expriment, les modes expriment. Mais justement, il oppose ça aussi. C'est que le signe est toujours, on dira en langage logique savant, le signe est toujours équivoque. Il y a une équivocité du signe. C'est-à-dire, le signe signifie, mais il signifie en plusieurs sens. L'expression, par opposition, là, l'expression, elle est uniquement et complètement univoque. C'est le sens, il n'y a qu'un seul sens de l'expression, c'est le sens suivant lequel les rapports se composent. Si bien que Spinoza, si je voulais résumer à la lettre une des thèses du traité théologico-politique, je dirais Dieu s'exprime. Selon Spinoza, Dieu procède par expression et jamais par signe. Il y aurait comme 2 langages. Un faux langage qui est le langage des signes, un vrai langage qui est le langage de l'expression. Le langage de l'expression, c'est la composition des rapports à l'infini. Alors, tout ce que consentirait Spinoza, c'est que, précisément parce que nous ne sommes pas philosophes, parce que notre entendement est borné, etc., etc., on a toujours besoin de certains signes. Il y a une nécessité vitale des signes, parce qu'on comprend très peu de choses dans le monde. Alors, il y a une nécessité vitale des signes.
C'est comme ça que Spinoza justifie la société. La société, c'est l'instauration du minimum de signes indispensables à la vie. Donc, il y a bien des rapports d'obéissance et de commandement. Ah ben oui. Si on avait la connaissance, il n'y aurait pas besoin d'obéir ni de commander. Mais il se trouve qu'on a une connaissance très limitée. Donc, tout ce qu'on peut demander à ceux qui commandent et qui obéissent, c'est de ne pas se mêler de la connaissance. Si bien que toute obéissance et commandement portant sur la connaissance est nul et non avenu. Ce que Spinoza exprime dans une très belle page du traité théologico-politique, à savoir, il n'y a qu'une liberté absolument inaliénable, c'est la liberté de penser. Et là, dans un texte quand même, qui pour l'époque est très fort. Comme, si vous voulez, les deux domaines. S'il y a un domaine symbolique, c'est celui de l'ordre, du commandement et de l'obéissance. Ça, c'est le domaine du symbolique. Le domaine des expressions, c'est le domaine des signes. Le domaine de la connaissance, c'est un autre domaine. C'est le domaine des rapports, c'est-à-dire des expressions univoques. Pourquoi faut-il malgré tout un minimum de symbolisme? Il faut un minimum de symbolisme parce que votre connaissance est étrangement finie, limitée. Et que bien plus, il faut vivre avant que vous l'ayez perfectionné. Mais voie de conséquence immédiate, tout ordre, tout commandement, toute obéissance dans le domaine de la connaissance est nulle et non avenu. Pour le reste, obéir quant à la pratique, aux actions, oui, oh oui. Et après tous les signes d'une société, alors le problème social, il se posera comment? Le problème politique. Quel est le régime politique où les signes sont les moins nocifs? C'est-à-dire empiète le moins sur la puissance de pensée et nous font faire le moins de bêtises possible. C'est-à-dire laisse toutes ses chances à l'homme libre. Et sa réponse finale, c'est que c'est finalement la démocratie, ce régime le plus satisfaisant. Bon, mais ça ne dépasse pas ça. Alors, oui, en ce sens, oui, je corrige un peu ce que je viens de dire. Je maintiens que pour Spinoza, dans le domaine de la connaissance, tout rapport symbolique est absolument exclu, chassé, éliminé. Que la seule dimension permanente du symbolisme, c'est les signes prophétiques ou sociaux. Et les signes prophétiques ou sociaux, eh bien oui, il en faut, plutôt pas prophétique, le moins prophétique possible. Hein. Il en faut parce que nous ne sommes pas menés par la raison. Si on était menés par la raison, c'est-à-dire par la puissance de penser ou de connaître, il n'y aurait aucun besoin de signes d'aucune sorte. Alors en ce sens, il va jusqu'à dire, ah ben oui, le Christ c'est bien, c'est-à-dire en tant que juif, excommunié de la synagogue et non chrétien, il présente du Christ une image alors qui est assez proche de celle de Nietzsche plus tard. Vous savez, c'est l'opération qui consiste à imaginer, à essayer de séparer une espèce de personnalité du Christ, la personne du Christ indépendamment des églises. Il dit oui, que le Christ, bah oui, finalement, c'est un des hommes les plus doux et les plus sages qui ait jamais eu lieu sur cette terre. Les églises en ont fait quelque chose d'abominable, de très terrible, selon Spinoza, mais il parle tout le temps du Christ ou non pas tout le temps, quelquefois il parle du Christ ou de l'entendement divin. Le Christ c'est l'entendement divin, alors en deux sens, parce que lui, c'est par le Christ que passe la révélation des rapports, ça il le dirait très volontiers, mais d'autre part le Christ il est à cheval sur deux choses. C'est le Christ qui a fait une économie des signes les plus raisonnables, finalement, qui nous permettent le mieux de vivre. Donc il a un bizarre christianisme personnel, Spinoza. Enfin, c'est compliqué tout ça. Bon, voilà, mais on n'a pas fini. Quelle heure il est? Midi. Vous êtes fatigué? Du repos? Non. Non, j'arrête très vite aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que la substance infiniment infinie est l'exprimé des expressions univoques?
Non, parce que ça la rendrait, je ne sais pas toi ce que tu dirais, mais ça la rendrait, à mon avis, ça la rendrait, si je prends ta formule même, la substance serait l'exprimé des expressions. Alors les expressions seraient donc, si je comprends bien, les modes. Et en effet, les modes sont des expressions. Les modes, c'est des expressions de la substance. Et ça aurait un danger, je crois. Le danger, ce serait de faire de la substance quelque chose d'impassible et de presque passif. Alors, cette formule, la substance, c'est l'exprimer des expressions, à mon avis, elle ne pourrait être présentée, elle ne pourrait être tenue que si tu t'engages en même temps dans une analyse de ce que tu appelles l'exprimer, ou ce serait finalement l'exprimer qui serait véritablement actif dans les expressions. Alors ça me paraît dangereux parce qu'il faut à ce moment-là changer beaucoup le sens spontané de exprimer. En t'écoutant, on a l'impression c'est l'exprimer des expressions, ça veut dire ça résulte des expressions. Or la substance ne résulte pas des modes. C'est elle qui produit les modes, donc là c'est un exprimé qui finalement constituerait les expressions. Ouais. En sens, ça peut se dire. Oui. Donc la substance soit l'inexprimable des signes. Non. Parce que là, alors, à nouveau, si tu me permets, je dirais c'est un contresens. Ce serait là, contrairement à la formule précédente, ce serait un contresens absolu sur Spinoza, puisque pour Spinoza, il n'y a pas d'inexprimable en droit. Il y a un inexprimable en fait qui vient uniquement de notre entendement limité, mais il n'y a pas d'inexprimable en droit. Dieu ne réserve absolument rien en lui d'inexprimable. C'est le contraire d'une théologie négative. Dans ce qu'on a vu au tout début de l'année, la théologie négative nous dit très bien, ça de Böhm à Schelling, la théologie négative, vous la reconnaissez en ceci, qu'on nous dit, en Dieu, il y a un fond qui en tant que fond, ou bien mieux qu'un fond, un sans fond, suivant l'expression de Jacob Böhm, il y a un sans fond qui, comme tel, est inexprimable. Et Dieu, pour s'exprimer, doit sortir de ce sans fond qui continue à le travailler dans le fond. Il y a toute une dialectique négative de la théologie négative qui est très belle, mais qui est l'antispinozisme à l'état pur. Il n'y a absolument rien. Pour la théologie négative, il y a au sein même du plus profond de Dieu, il y a quelque chose d'inexprimable qui va animer toute la mystique, tout ça. Pour Spinoza, en droit, c'est-à-dire si je ne tiens pas compte des limites de fait de tel ou tel entendement, en droit, Dieu s'exprime et son expression est absolument adéquate à son être. Il n'y a absolument rien d'inexprimable en Dieu. C'est ce que Spinoza veut dire en disant la connaissance est adéquate. La connaissance est adéquate au connu, c'est-à-dire il n'y a rien dans le connu qui excède la connaissance. Oui. Oui, alors, ce que je sais pas, c'est pas un discours très... Je connais pas ce Personne. je trouve que c'est un positivisme effrayant, ennuyeux et critère, en fait. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça n'a rien de libérateur. D'abord, je trouve que ce modèle de physique pris dans ce sens absolu, c'est une utopie, je fais ça, c'est-à-dire que ça n'existe que nulle part. Ça n'existe nulle part dans la nature. Ces rapports qui obéissent uniquement à des propositions, c'est l'utopie savante, c'est le monde neutre du laboratoire dans lequel on s'imagine que les grenouilles ou les hommes, n'importe quoi, réagissent dans des sports de perception, tout ça. Enfin, c'est la théorie atomiste comme ça qui permet de se débarrasser de toutes les dimensions, soit arbitraires, soit subjectives, soit en fait énigmatiques, dans le langage et dans la poésie, par exemple. Et quand vous rapprochez Nietzsche de Spinoza, dans un sens positiviste, là je crois que là il y a pourtant de la Bible, c'est-à-dire que chez Nietzsche, même il prend le risque de laisser, d'abandonner lui aussi le monde physique dans lequel cette proposition et cette évolution est assurée au profit d'une expérience purement énigmatique dans laquelle il n'est pas possible de formuler autrement que politiquement les rapports de l'être dans le monde. C'est-à-dire
Moi, ce côté positivisme savant que vous décrivez, ça ressemble. Moi, c'est drôle, ça me semble très matériel. L'excitation qu'il y a autour de la biologie, par exemple, donc le rêve du discours neutre qui permettrait de se débarrasser de la véritable dimension, de la véritable dimension humaine, qui est l'énigme. Vous parliez en fait, le problème avec le symbolique, c'est que le symbolique est tout de même autre chose que le rapport de l'obéissance, du commandement, de l'ordre de l'obéissance. Je parle pour lui, hein, pas pour lui. Enfin, je ne sais pas, non. Je suis navré, pas pour lui. Si on réduit le symbolique à la dimension d'obéissance, c'est une restriction, c'est le symbolique. Ah oui, C'est tout autre chose. c'est une restriction même voulue. C'est une restriction très volontaire. Dans le monde des animaux, par exemple, dans le monde des animaux, c'est le symbolique, le physique, tout ça n'existe pas, n'est pas exprimé, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de choses comme ça. Mais tout de même, quand deux animaux, deux loups, par exemple, se battent, ils ne se battent pas jusqu'au matricide. Pourquoi deux animaux se contentent au terme d'une bataille d'une expression de soumission symbolique? Voilà. Écoutez-moi bien. Puisqu'ils ne vivent pas dans la dimension symbolique. C'est qu'il y a tout de même il y a un intérêt. Le problème, c'est qu'il y a un intérêt peut-être. Là, Nietzsche, le problème, c'est qu'il y a peut-être un intérêt supérieur de l'espèce qui ne s'exprime pas, que la physique est incapable de. Comment la physique, tout modèle physique est incapable de rendre compte. Je vais vous dire. Attendez. Ce que vous dites m'intéresse énormément parce que c'est presque une épreuve de l'utilité là de ce qu'on fait ici. Alors ça m'intéresse énormément tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais écoutez-moi bien, là, je voudrais à votre tour, parce que je vous parle très sincèrement. Vous dites, je ne connais pas Spinoza. Ça me convient. Parce que mon rêve, ce serait que cette étude, ce cours, serve presque à deux sortes de personnes à la fois. Celles qui connaissent Spinoza et celles qui ne le connaissent pas du tout. Alors ça, c'est très bien. Je souhaite qu'il y ait ici beaucoup de gens qui n'ont même jamais lu Spinoza. Je voudrais qu'ils se mettent à lire, mais seulement si ça leur plaît. Et puis, mais il m'en faut aussi qu'ils le connaissent. Sinon, c'est ça qui m'empêche de dire des choses qui... voilà. Là-dessus, vous me dites que vous, personnellement, ne connaissant pas Spinoza, en m'entendant, vous me faites confiance, donc vous vous dites, ah ben oui, s'il le dit, c'est que Spinoza a bien dû dire ce genre de choses. Et vous me dites, eh ben mon impression, c'est que vous avez dit deux choses successivement, c'est que ça n'est absolument pas libérateur. Non, vous avez dit trois choses. Ça n'est absolument pas libérateur. Deuxièmement, c'est utopique à la manière d'une utopie scientiste. Et troisièmement, ça tue finalement toute la dimension vraiment symbolique, qui n'est pas celle de l'ordre et du commandement, mais qui est celle du poétique. Voilà, il me semble, en gros, vos trois réactions. Alors là, ne voyez de ma part aucune insolence à ce que je vais vous dire. Parmi ceux qui suivent ce cours, c'est très normal que, encore une fois, il y en ait qui n'aient jamais lu Spinoza. Si au bout de quand même beaucoup d'heures, c'est pas la première fois que vous venez. Ah, c'est la première fois, alors bon. Mais si vous étiez venu depuis plusieurs fois, je vous dirais, c'est presque les conventions qu'on a passées tous ensemble. Vous venez à un cours, si ce dont il est question dans ce cours vous paraît non libérateur et plutôt abstrait et sans grand intérêt, surtout, ça va de soi qu'il ne faut pas revenir, quitte à ce que vous reveniez m'entendre quand je vais changer de sujet, pour voir si ça vous convient. Donc, je ne peux absolument rien objecter à votre réaction si vous me dites, moi, ce que vous me dites de Spinoza, ça me fait un effet non libérateur. En revanche, moi, je vais vous dire, c'est là où il y a un problème, c'est que moi, tout ce que je raconte, ça me paraît à moi extraordinairement libérateur, extraordinairement concret. Oui, très concret. Alors, je me dis, pour moi, c'est non utopique et libérateur au plus haut point. Alors, je me dis, ça devient de plus en plus intéressant, puisque vous et moi, bon, on est fait pareil,
en apparence, et vous, ça vous paraît étouffant et abstrait. Moi, ça me paraît très gai, très concret, très libérateur. Je prends le dernier point. Manque de poésie, vous dites. Des poésies, il y en a tant. Pour moi, Spinoza est vraiment, dans la philosophie, un des plus grands poètes qui ait jamais existé. Alors ça me trouble encore plus, puisque votre réaction sincère à vous, c'est vraiment pas positif. Et vous invoquez l'exemple des animaux. Alors je me dis, bah oui, il y a quelque chose qui est, à la fois dans ce cas, dans notre rapport, vous, moi, actuellement, quelque chose j'ai raté, j'ai pas su vous faire sentir, vous faire passer à vous, cette espèce de souffle étonnant de poésie. Parce que voilà ce que je voudrais dire à cet égard. Vous avez pris vous-même l'exemple de certains animaux, en disant quand même chez les animaux, il y a une dimension symbolique du comportement. Et ça ne se ramène pas à des compositions de rapports. Parce que les compositions de rapports, ça écrase toute poésie. Je voudrais juste vous faire sentir, pas du tout pour vous persuader, parce que, mais presque pour les autres. Moi, je dis au contraire, pour moi, ça me paraît cette vision, la composition de rapports, qu'à travers les choses, ce sont des rapports qui se composent, ou non, ou qui se décomposent. Ça me paraît extraordinairement poétique. Puisque vous aimez les dimensions symboliques de l'animal, je prends un exemple typique de la dimension symbolique. Des animaux se menacent, et c'est une menace qu'on appelle symbolique. Bon, c'est-à-dire retroussement de babines. Hein. Chez les loups, il y a des dimensions symboliques comme ça. Dans tous les rapports hiérarchiques. Vous savez, tout le monde sait ça, les rapports de hiérarchie. Alors, ils ne se battent pas vraiment. Il y a là, et, il y a le mâle, le vieux mâle qui retrousse les babines, le poil se hérisse. Bon. Tout ça, c'est un certain type de langage qui semble être un langage de signes. Bon. Et puis, il y a un moment où une bataille dont on ne sait pas très bien si elle est symbolique ou si elle est déjà passée à un stade réel, s'ébauche. Et puis, il y a un des deux qui se couche et qui présente son ventre ou qui présente son cou. Et à ce moment-là, le mâle gagnant s'en va. Et comme disent tous les éthologues, c'est typiquement une présentation symbolique. L'animal pose sa défaite, avoue sa défaite, en tendant la veine jugulaire. Là. Et à ce moment-là, il n'est pas attaqué. Le mâle qui a gagné s'en va. Ça paraît éminemment symbolique. Ben oui. Mais je ne dis pas que Spinoza a raison. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il néglige de pareils phénomènes, au contraire, puisque toute sa conception des rapports est faite pour rendre compte de ça. Qu'est-ce que fait le petit loup quand il se couche, étend son cou? Il révèle au loup mâle, dirait Spinoza, il révèle tout son corps sous un nouveau rapport, un certain rapport. Tout à l'heure, le petit loup, il courait auprès des louves. Le gros loup, il n'aime pas ça. Bon, il y avait quoi là? Si j'essaie de traduire en termes spinozistes, je dirais que l'affrontement des deux corps se faisait sous des rapports non composables. Supposons un cas, une horde de loups, il n'y a qu'un mâle, chef, bon, qui a toutes les femelles. Le petit loup, il court derrière les femelles, ça ne va pas. Il y a comme des rapports là qui vont se heurter. Les rapports qui vont se heurter, ils se heurteront vraiment quand les deux corps sont en contact. Tant que l'arsenic est à 10 mètres de moi, il ne me décompose pas. Si je l'avale, il me décompose. Le petit loup, bon, il est là. Les deux corps, le corps du vieux mâle et du petit loup, vont se heurter. Bon. C'est du point de vue d'une logique des rapports que s'établit ce qui nous paraît un langage de signes. Les babines qui se retroussent, le poil qui se hérisse, etc. À savoir, c'est exactement du type j'arrive sur quelqu'un et je fais ça. C'est symbolique.
C'est symbolique. Qu'est-ce que c'est? Je présente mon corps sous un certain rapport. C'est ça que Spinoza, il ne me dit pas que c'est pas comme ça. J'essaie de faire sentir, même aux besoins d'autres que vous, ce qu'il y a de profondément poétique dans cette vision. Lorsque le petit loup, qui s'estime pas le plus fort, se couche étend sa veine jugulaire, admirez ce qui, à mon avis, est très très poétique, qui s'est fait. Il présente d'un coup tout son corps, sous un tout autre rapport. Il y a eu une espèce de changement. Le petit loup se dérobe devant la confrontation des deux rapports opposés. Il recule devant cette opposition de rapports, il se couche, il tend sa veine, il présente son corps sous un rapport éminemment composable. Et c'est précisément pour ça que le grand loup, c'est pas du tout pour des raisons, dirait Spinoza, c'est pas du tout pour des raisons symboliques. C'est parce que le petit loup présente alors son corps sous un rapport éminemment composable avec celui du grand loup, que le grand loup ne le mord pas. C'est donc une composition qu'on pourra appeler tout ce que vous voulez, poétique, lyrique. Les rapports qui se composent forment une nature, mais la nature la plus lyrique du monde. Lorsque vous n'en retenez que l'aspect scientiste, c'est que vous coupez ces compositions de rapports de ceci, que les rapports se composent physiquement suivant des lois, mais que l'effectuation des rapports se fait dans des corps concrets, et que ces corps concrets ont toutes sortes de démarches, d'allures. Qu'est-ce que j'appellerais l'allure d'un corps? Notion éminemment poétique. L'allure d'un corps, c'est très typiquement la facette sous laquelle un corps se tend, c'est-à-dire pour présenter tel rapport plutôt qu'un autre. Prenez une scène d'amour, prenez une scène de séduction. Une jeune fille séduit un jeune homme, ou inversement. Vous me suivez? Quoi de plus poétique? Or, si vous considérez les corps, si vous considérez le langage des signes qui a lieu, bien sûr, il y a des signes qui viennent de notre entendement borné. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. C'est les signes les plus grossiers, c'est pas ceux-là qui sont intéressants. C'est pas ces signes, c'est pas les clins d'yeux, c'est pas ça. Ce qui est intéressant dans les scènes de séduction, quand elles sont sincères et vécues, c'est toutes ces facettes du corps, toute une espèce de danse involontaire. C'est jamais ce qui est volontaire qui est intéressant. C'est un tremblement de voix, un regard involontaire, tandis que s'il s'agit de, comme on dit si vulgairement, faire de l'œil, c'est pas intéressant. Ça fait pas partie d'une scène de séduction. Mais c'est à chaque moment le corps qui change de facette. Car comme les rapports sont nécessairement effectués dans des corps, ils ne s'effectuent pas tout seuls, ça on l'a vu. Ils s'effectuent fondamentalement dans des corps. J'appellerais, c'est pas un terme spinoziste, mais il aurait pu le faire, parce que, oui, vous êtes mon Blienberg. C'est la facette d'un corps, c'est l'aspect sous lequel le corps présente tel rapport plutôt que tel autre. Et ça peut être un mouvement minuscule de hanche, ça peut être... Voyez, prenez la manière dont les gens disent bonjour. C'est très intéressant la manière dont les gens disent bonjour. Ils disent, il n'y a pas deux personnes qui disent bonjour de la même manière. Hein. Dire bonjour à quelqu'un, c'est un bon cas. Dire bonjour à quelqu'un, c'est exactement, en termes spinozistes, c'est quoi dire bonjour à quelqu'un? C'est deux corps s'approchent l'un de l'autre, oulala. Comment ils vont se recevoir l'un l'autre? Comment ils vont atténuer le choc? Alors, il y a des gens qui disent bonjour à distance. Ça, c'est le bonjour schizo. Le bonjour schizophrène, c'est tu franchis pas cette limite. Hein. Et au besoin, si vous êtes bien, le schizo, il vous donne la main comme ça. Parce qu'il ne faut pas franchir la limite. Hein. Ce serait au-delà de cette limite de corps, les rapports se composent. Les rapports vont se décomposer. Donc c'est très variable toutes ces histoires. Il y a au contraire ceux, comment dirais-je, les toucheurs. Allez, l'accolade, hein, le bonjour à l'accolade.
Qu'est-ce que ça peut être? Les maniaques, au fond. T'existes, t'es bien là, ou bien non, ça serait le bonjour hystérique. Ça. Le bonjour hystérique, c'est la pure présence. Tu seras jamais assez présent, tout comme je suis présent. Tu vois, je suis là. Tu m'as vu, je suis là. Oui, tu m'as bien vu. C'est vrai, tu m'as vu. Mais c'est moi, hein, et c'est toi. Voilà, ça c'est le bonjour hystérique. Vous voyez on n'en peut plus. Alors, choisissez vous-même. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce problème de distance entre les corps. Il y a des problèmes de présentation de façon. Je me rappelle un monsieur qui disait toujours bonjour, ça me fascinait, j'ai jamais pu trouver. Il disait bonjour, c'est très curieux. Il collait sa main sur sa hanche. Là. Elle sortait de sa hanche. Et il pivotait sur sa hanche. Et il fallait aller chercher la main sur la hanche. Il faisait comme ça. Les gens qui tendent deux doigts. Oui, ça c'est bien connu. Vous avez, il y a des pages de Proust admirables sur le salut du prince de Guermantes. Hein. Le prince de Guermantes qui a un salut tellement sec et admirable là, que on se recule parce qu'on a peur de recevoir sa tête en plein dans l'estomac quand il nous salue, avec une espèce de grande politesse exagérée. Il y a ceux qui font des démonstrations de joie telles qu'on n'y croit pas. On se dit, mais c'est pas croyable, ils ne peuvent pas être tellement contents de me voir. Il ne faut pas exagérer. Tout ça. Dans le thème du bonjour, qu'est-ce que vous auriez dans une analyse spinoziste, vous auriez plusieurs points. Il faudrait tenir compte d'une première variable. Alors, si vous me dites que c'est pas poétique, je vais m'expliquer en dernier sur ce point, pas poétique ou pas. Mais je dis, il y aurait au moins trois variables dans le bonjour, dans une théorie spinoziste du bonjour. Vous auriez l'approche des corps. C'est pour ça qu'il peut dire qu'il n'y a pas d'idée abstraite. Tout est question du cas particulier, les rapports qui se composent. Ouais. Vous avez l'approche des corps. Comment deux corps s'approchent-ils, c'est-à-dire s'évaluent-ils du point de vue des petites perceptions dont je parlais la dernière fois? Est-ce qu'ils s'évaluent comme dangereux? C'est évident que dans l'univers schizophrénique, toute approche d'un autre corps est dangereuse. Bon, donc, maintien à distance. Vous avez ce thème, donc, quelle est la bonne distance de deux corps? Ça, c'est une première variable. Elle peut varier d'après les corps, d'après toutes sortes de choses. C'est un peu comme si je disais, il y a une bonne distance pour voir. Mais ce n'est pas la même bonne distance pour vous voir, vous, ou voir un tableau. Ce n'est pas la même. Il y a des variations de distance suivant la nature des corps en rapport. Donc ça, ce serait un premier type de variable. La distance entre les deux corps. Deuxième type de variable, les facettes sous lesquelles se font la rencontre des deux corps. Par quel bout ils se prennent. Et là, j'appelle facette, encore une fois, la manière dont un corps se présente et se présentant, le profil sous lequel il se présente et se présentant présente tel ou tel rapport. Il est évident que le petit loup qui gronde et le petit loup qui découvre sa veine jugulaire ne présentent pas son corps sous le même rapport. Le rapport a changé. Et je plaide pour l'extraordinaire mobilité du corps humain, mais également du corps animal, pour présenter des facettes à une vitesse. Là, le thème de la vitesse, le thème spinoziste de la vitesse ressurgirait à une vitesse multipliée. La manière dont un corps peut tout d'un coup changer de vitesse, en passant d'une facette où il présente un rapport de soumission. C'est un rapport, la soumission. C'est toujours soumission à quelque chose, à quelqu'un. Hein, il présente un rapport de soumission, il passe à une autre facette où il passe à un rapport au contraire, de provocation. Là aussi, c'est une question. C'est en rapport avec la distance des corps. Par exemple, un type m'arrive dessus et dit « Qu'est-ce que t'as dit, toi? Tu veux mon poing sur la gueule ?» Je dis « Oh, non. » Et puis, il s'en va. Alors, je fais le malin. Je dis « pauvre type, mais je ne le dis pas trop fort. Pauvre type, hein, t'as eu peur. Hein. » Alors il revient, je dis, oulala, oh, bon. Vous voyez, perpétuellement, en même temps que les distances changent, les facettes du corps changent.
Et enfin, troisième variable, quel rapport se compose avec quel autre? C'est très variable, ça. Il n'y a pas deux cas semblables. Tantôt c'est telle zone, quelle région de rapport, quel rapport se compose plutôt qu'un autre, tout ça. Rien que dans la rencontre de deux corps. Alors j'ajoute pour en finir avec cette question, poétique ou pas? Libérateur, à mon avis, tellement libérateur, puisque c'est une manière de vivre. Et il n'y a pas de manière de vivre qui soit libératrice. Si je comprends bien vous, lorsque vous dites c'est pas libérateur, vous voulez dire j'ai rien à en faire pour ma vie. Il n'y a pas de mal à rien avoir à faire de Spinoza pour sa vie. C'est que vous aurez affaire avec quelqu'un d'autre. Vous aurez affaire avec d'autres. Mais je dis poétique ou pas. Ben, à mon avis, là aussi, on pourrait dire il y a deux sortes de poésie. Tout comme je disais au début, il y a l'ontologie et puis il y a la théologie négative. Il y a une poésie qui est vraiment la poésie de la lumière. Et puis il y a une poésie qui est la poésie de l'ombre. Bon. Mais on peut trouver d'autres types de poésie. Il va de soi que si Spinoza a une poésie, c'est une poésie de la lumière crue. Il y a aussi des peintres de la lumière et des peintres de l'ombre. Rembrandt, c'est un grand peintre de la lumière. Et comme dit Claudel dans le texte que je citais, ce qu'il y a de prodigieux chez Rembrandt, c'est que c'est la lumière qui sépare. Ça ne veut pas dire que tout va bien, au contraire. C'est la lumière qui sépare. Bon, c'est la lumière peut-être aussi qui réunit, mais il se trouve que la lumière, c'est elle qui désagrège, dit Claudel à propos de Rembrandt. On pourrait dire ça de Spinoza aussi. C'est la lumière qui décompose chez lui. Tout se fait en pleine lumière. C'est une poésie de la lumière crue. Il n'y a jamais une ombre chez Spinoza. Alors si pour vous la poésie est fondamentalement rattachée à une dimension symbolique, c'est-à-dire ombreuse, c'est-à-dire à une dimension finalement où il y a toujours un excès de l'inexprimable sur l'expression, où il y a toujours un plus ou un moins, c'est pareil. Un signifiant en plus ou un signifiant en moins, c'est pareil. Je dis qu'actuellement, simplement, beaucoup, parce que certains d'entre vous peuvent y penser, beaucoup de théories du signifiant et de la dimension symbolique sont des théories qui interprètent toutes sortes de phénomènes dans les termes de la plus pure théologie négative. Je ne dis pas que ce soit mal, c'est comme ça. Alors, à coup sûr, là, il y a une espèce est-ce qu'on peut aimer les deux? Oui, sûrement, si au nom d'un troisième, alors. Au nom d'un troisième point de vue, vous pouvez aimer les deux. Mais, à un certain niveau, c'est évident que Spinoza, c'est le contraire de cette poésie de la théologie négative, de cette poésie de l'ombre, etc. Dire qu'il n'y a pas de poésie, là, ça me paraîtrait... Pour moi, il y en a une immense. Une immense... Alors, je dirais, au prenant il ne faut pas s'en faire. Personne, ni vous ni moi, nous n'avons raison. Vous me dites, eh ben, ça me fait un effet. Et là, au niveau des effets, que dire? Je ne peux pas vous contrarier, je ne peux pas vous dire que vous avez tort. Vous me dites, moi, ça me fait un effet plutôt lourd, enfermant, asphyxiant, utopique et non poétique. Ah. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Midi et demi. avec beaucoup d'acharnement, c'est dit, mais d'une manière probablement confuse. J'ai déformé, moi, c'était pas mon intention. Non, mais pardonnez-moi, parce que ça, je tiens énormément à ça. À aucun moment, même si j'ai déformé, je ne me suis moqué. Ah, d'accord, ça c'est bien. Le débat, c'est sur l'objectivation. Est-ce qu'il faut ce que j'appelle pas libérateur, c'est un peu dans le sens là, vous avez opposé votre démarche à la théologie négative. Effectivement, on a actuellement, il y a deux plans philosophiques. Cette théologie négative, tout est bon, l'autorité, tout ça, bon, je vois ça. Ça, pas non plus sur le démarche. Au fond, vous avez une racine typique. Je vais dire presque une racine de savant, c'est-à-dire que le savant, dès qu'il voit monter une espèce d'aura irrationnelle mystérieuse, il dit attention, il y a de la religion matérielle. C'est à moi ou à Spinoza que vous dites ça? Ce qui m'a été dit, ça venait sûrement d'un point de vue religieux, dont, je ne vous ai pas prêté cette idée. Non, c'est un peu ça. Je crois pas. Je ne vous ai pas prêté cette idée, mais ça fait rien. En fait, ça ne vient pas là. Ce qui me gêne, ce qui me gêne, c'est que finalement, le point de vue
point de vue philosophique, le point de vue existentiel de Spinoza, c'est le point de vue de l'observateur. C'est le point de vue savant typique, c'est-à-dire pour lequel les rapports existentiels peuvent s'exprimer en toute neutralité. La lumière crue dont vous parliez, qui est la lumière de laboratoire. C'est le grand midi. Il y a un mot que vous n'avez pas relevé, justement, et justement celui-là, vous auriez eu du mal à le relever, parce que sur celui-là, on est souvent dans la confusion, c'est l'énigme, c'est le problème de l'énigme. Quand Nietzsche parle du grand midi, il ne s'agit pas de la lumière crue du laboratoire, cette lumière crue dans laquelle on a l'impression que les rapports atomiques ou physiques des corps peuvent se décomposer d'une manière rationnelle. Je vois très bien en fait comment vous poétisez la philosophie de Spinoza, c'est-à-dire comment vous essayez de la marginaliser par rapport à elle-même, alors qu'en fait vous partez avec Spinoza, dont je n'ai pas lu en détail, mais je ne sais pas pourquoi, c'est que bon, vous faites comme si on pouvait se débarrasser de ce carcan mathématique monstrueux qui était le caractère typique de la philosophie à cette époque. Bon, vous essayez de poétiser en insistant sur des observations marginales du travail de Spinoza. Tout à l'heure, vous avez décrit, par exemple, vous avez repris le truc du combat des animaux, vous avez décrit des rapports de séduction, les bonjours, les machins. Bon, c'est des observations marginales par rapport au problème central. Le problème central, c'est que si dans une philosophie, celle de Spinoza en particulier, il y a un tel carcan mathématique dans la présentation du discours, s'il y a une telle rhétorique mathématique, c'est tout de même pas, vous pouvez tout de même pas oublier de quel point ça se situe. Le savant fait de la poésie dans son laboratoire, seulement il n'en sortira jamais de son laboratoire. C'est-à-dire son regard ne cessera jamais d'être objectif, de viser à une neutralité parfaite. Autrement dit, le projet, c'est un désengagement total de l'acte existentiel. C'est en là que Nietzsche ne se désengage pas de cette... Il plonge dans l'abîme de l'existence, et là, dans cet abîme, il y a une ignorance, de toute façon. Et dans ce que vous décrivez, il n'y a pas une ignorance. Toute votre description, c'est entièrement selon les canons d'un certain savoir, c'est-à-dire d'un savoir qui peut s'objectiver à tout moment. Je ne peux vous dire que très rapidement deux choses avant qu'on en finisse aujourd'hui. C'est d'une part, que s'il s'agit de nous dire que Spinoza et Nietzsche, c'est pas la même chose, d'accord, c'est pas la même chose. Dire qu'il y a des différences énormes entre Spinoza et Nietzsche, oui, mais vous pouvez pas me reprocher de parler de Spinoza plutôt que de Nietzsche, parce que c'est... ce contre quoi je proteste, en tout cas, enfin je proteste comme ça, c'est l'idée qu'il y ait la moindre atmosphère de laboratoire chez Spinoza. En quoi, et je me défends surtout de ce que vous dites, il l'a pas écrit, l'histoire d'araignée. Il l'a pas écrit, c'était sa récréation. Il faut bien qu'il s'amuse, écoutez. Je dis juste que Spinoza, quant à la question, est-ce qu'en effet, là c'est un reproche qui me touche davantage. Est-ce que je prends certains textes de Spinoza qui sont malgré tout des textes marginaux, et que je leur donne une importance disproportionnée? À ça, je répondrai pour tout le monde qu'il me semble que quel que soit l'appareil géométrique, vous semblez avoir du coup bien évalué pourquoi il employait une méthode géométrique. Moi, ça me paraît à la fois évident qu'il emploie une méthode forte géométrique, mais ça me paraît très complexe de voir pourquoi. C'est un peu comme si vous me disiez, alors je reviens à mes peintres abstraits, ces peintres abstraits qui font des ronds, des carrés, des triangles, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de vie. Or, il se trouve que quand même tout le monde sait qu'en effet, ce sont de très grands peintres, c'est-à-dire qu'il faut croire que leurs carrés ne sont pas simplement des carrés au sens géométrique brut, mais qu'en faisant des carrés géométriques, ils font passer quelque chose de très bizarre, par quoi c'est de la peinture et pas de la géométrie. Eh bien, je dirais la même chose de Spinoza. Que sa méthode géométrique, il l'applique à un livre où il nous parle de quoi d'un bout à l'autre. À mon avis, on peut dire autre chose, mais à mon avis, l'éthique est un livre qui ne parle d'un bout à l'autre que de la vie et de la mort. Et non pas la vie et la mort en laboratoire, mais la vie et la mort telle qu'elle nous arrive et telle qu'elle peut nous arriver. En ce sens, tous les textes que je peux tirer de Spinoza
à condition de les citer. Tous les textes que je peux tirer sur ce problème, qu'est-ce que c'est que les manières de vivre, pas du tout en laboratoire, mais dans la vie et dans la société telle qu'elle est, à l'air libre, c'est-à-dire dans la lumière, qui n'est pas du tout la lumière du laboratoire, qui est la lumière des Pays-Bas au XVIIe siècle, qui est aussi bien notre lumière que la lumière. Quelle manière de vivre, quelle manière de mourir, etc. Ça me paraît le contraire du problème marginal chez Spinoza. Alors, lorsque je fais le clown, en effet, sur des trucs comme bonjour, c'est parce que c'est pas plus une clownerie que ce que Spinoza vient de nous expliquer sur lever le bras. C'est exactement ça. L'histoire de lever le bras, elle comporte autant de variables que celle que j'ai essayé de faire pour bonjour, et elle a un avantage, c'est montrer que la composition des rapports n'est pas un truc qui se fait dans le cerveau d'un savant. C'est les rapports, ils ne nous attendent pas pour se composer ou se décomposer. C'est ce qui se fait dans la lumière de la vie. Et la vie ne cesse pas. Et la vie, c'est précisément ce processus de la composition et de la décomposition des rapports. Alors, il se peut que Spinoza ait tort, mais ça me paraîtrait injuste d'en faire une espèce de savant qui contemple les gens comme des insectes. S'il joue avec les araignées, c'est parce qu'il faut bien se reposer. On a tellement de rapports sur le dos que c'est plutôt gai de regarder un peu les rapports des autres. Ça oui, mais c'est pas lui qui écrit sur les araignées. C'était un plaisir qu'il... Et d'autre part, dernier point, peut-être que c'était faux. Peut-être que c'était faux, peut-être que c'est pas vrai, puisqu'on ne sait ça que par un tiers hautement suspect d'ailleurs, et qui n'aimait pas Spinoza. Donc, qui veut peut-être le discréditer. Alors j'ai eu le temps de raconter l'histoire, parce que... ça commence. Voilà. Fin de séance. Oui, ça, la vie Nietzsche, oui, les araignées qui se payaient, ouais. Quant aux réponses de Spinoza aux questions posées par Blienberg. Première question. Est-ce qu'il y a du bien et du mal du point de vue de la nature? Réponse très simple, on a vu non. Pas de bien ni de mal du point de vue de la nature, pour une raison très simple, c'est que dans la nature, il n'y a que des compositions de rapports. La nature, c'est précisément l'ensemble infini de toutes les compositions de rapports. Seconde question. Mais d'un point de vue déterminé, c'est-à-dire du point de vue de tel rapport. Puisque nous avons vu que, n'étant pas des substances, finalement, nous sommes des paquets de rapports. Donc, du point de vue de tel paquet de rapports, vous ou moi, est-ce qu'il y a du bien et du mal? Non. Mais il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est lorsque mon rapport se compose avec des rapports qui conviennent, qui lui conviennent, c'est-à-dire qui se composent directement avec lui. Le mauvais, c'est quand un de mes rapports, ou totalité de mes rapports, est décomposé. J'insiste toujours, puisque c'est ça notre but, arriver à ce lien éthique, et que l'individu ne peut pas être défini substantiellement. C'est vraiment un ensemble de rapports. Bon, il y a du bon et du mauvais. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il y a un critère de distinction du vice et de la vertu? Remarquez que du point de vue de la nature, il n'y a ni vice ni vertu du point de vue de la nature. Encore une fois, il y a des rapports qui se composent. Mais de mon point de vue particulier, il y a bien un critère de distinction du vice et de la vertu, et c'est ça que Spinoza répond à Blienberg, un critère de distinction qui ne se ramène pas à mon simple goût. Je n'appellerai pas vertu ce que j'aime bien, et j'appellerai pas vice ce que j'aime pas.
il y a un critère de distinction qui me fait dire, ah oui, ça c'est bon au sens de vertu, ça c'est mauvais au sens de vice. Quel est ce critère de distinction? C'est lorsque vous agissez. Il se trouve, et c'est ça qui est nouveau, il me semble, chez Spinoza, c'est cette analyse, ce mode d'analyse de l'action. Lorsque vous agissez, il se trouve que votre action est associée à l'image d'une chose. Or, de deux choses l'une, l'image de chose associée à votre action est telle que, ou bien, votre action décompose le rapport de cette chose, décompose directement le rapport de cette chose, ou bien se compose directement avec le rapport de cette chose. Vous faites une action. Là, vous avez un critère très solide et il me semble très très nouveau. Précisément parce que ce n'est pas un critère substantiel. C'est un critère de relation. C'est un critère de rapport. Vous faites une action, et vous ne chercherez pas dans l'action même si elle est bonne ou mauvaise. En un sens, même toute action est bonne dans la mesure où elle exprime une puissance, la puissance de votre corps. Quelle qu'elle soit, elle est bonne en ce sens. À moins que vous vous lanciez dans une action qui supprime, en effet, qui détruit le rapport de votre corps, c'est-à-dire une action suicidaire. Mais dans la mesure où elle exprime une puissance de votre corps, elle est bonne. Pourtant, ça peut être une action perverse, vicieuse, comme le meurtre de Néron, comme Néron tuant sa mère. Bon, en quoi est-ce qu'elle est mauvaise? C'est que cette action est associée à une image de chose ou d'être, d'être, telle que cette action décompose directement le rapport de la chose. Donc le critère, et là je résume juste, puisqu'on l'a vu en détail la dernière fois, le critère, comprenez, c'est un critère de, bien entendu, toute action à la fois compose et décompose des rapports. Mais ce qu'il nous dit, c'est un critère pratique qui me semble très curieux. À savoir, ça n'empêche pas qu'il y a une différence. De votre point de vue, vous n'avez qu'une chose à vous demander. Est-ce que l'image de chose à laquelle votre action est associée est telle que directement, cette chose est décomposée par votre action, ou bien telle qu'elle se compose, telle que son rapport se compose avec celui de votre action? Dans un cas, ce sera vice, dans un autre cas, ce sera vertu. Voyez, en sens, il y a un critère vraiment objectif du bon et du mauvais. Ce n'est pas une question de goût. Et je reprends mon exemple, là, le bras levé, etc. En effet, c'est un vice si vous vous en servez pour l'associer, en associant cette action à l'image d'une chose dont le rapport sera décomposé, par exemple quelqu'un sur la tête de qui vous tapez. Et si le même geste ou le geste supposé le même, vous l'associez à l'image de chose, par exemple d'une membrane qui résonne sous le coup, c'est une vertu. Ça, il faudrait que ce soit relativement, je veux dire, il ne faut pas que ce soit abstrait. Si ça reste abstrait, c'est que vous n'êtes pas spinoziste, c'est pas... mais c'est concret, il faut lire, imaginer quelqu'un qui vit comme ça. Il s'agit bien d'un mode de vie. Seulement, je suppose que ceci est clair, que vous avez bien compris, les difficultés, on n'a pas fini. On n'a pas fini, de nouvelles difficultés vont évidemment surgir. À savoir, il y a du bon et du mauvais, donc, en ce sens. Les compositions ou les décompositions directes, il n'y a pas de bien ni de mal, il y a du bon et du mauvais de mon point de vue. Ce bon et ce mauvais peuvent être définis objectivement, ne sont pas simplement livrés au goût de chacun. Bien. Mais alors, en quoi est-ce que c'est pas du bien et du mal, ça? Pourquoi c'est pas du bien et du mal? Comprenez, il me semble encore une fois que... Non, je m'arrête un court instant parce que là, je ne fais que résumer ce qu'on a vu la dernière fois.
Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est très clair tout ça? C'est très clair, parfait. Alors, comprenez. Essayons alors de progresser dans la terminologie même de Spinoza. Il faudrait que là vous sentiez en quel sens, par exemple, un philosophe éprouve le besoin de fixer à certains moments, quand il a des critères d'analyse un peu nouveaux de quelque chose. Il faut vraiment qu'il fixe terminologiquement comme des repères pour un lecteur, je ne sais pas quoi. Ce rapport, donc ce qui va qualifier une action comme vertueuse ou vicieuse, c'est son rapport d'association avec une image de chose. L'image de chose, en tant qu'elle s'associe à l'action, en tant qu'elle est associée à l'action, il faut donc un mot. Une image de chose, en tant qu'associée à une action, on l'appellera une affection. L'image de chose en tant qu'affection, en tant qu'associée à une action, c'est une affection de quoi? Pas de l'action, mais de ma puissance. C'est une affection, en latin, je le dis le mot latin parce que ça va être très important, vous verrez plus tard pourquoi, c'est ce que Spinoza appelle affectio, et que l'on traduit et qu'il faut traduire par affection. Donc, l'affection, c'est exactement l'image de chose associée à une action, ou ce qui revient au même, la détermination de ma puissance sous telle ou telle action. Alors, en quel sens n'y a-t-il ni bien ni mal? En ce sens, nous dit Spinoza que je suis toujours aussi parfait que je peux l'être. Je suis toujours aussi parfait que je peux l'être en fonction de l'affection, en fonction des affections qui déterminent ma puissance. Je suis toujours aussi parfait que je peux l'être en fonction des affections qui déterminent ma puissance. On reprend, vous avez bien à l'esprit l'exemple, parce que ça me paraît un exemple relativement clair. Donc, voilà mon action, lever le bras et je tape. Là-dessus, deux cas. Je trouve que je tape sur la tête de quelqu'un et je l'assomme. Donc, je décompose directement son rapport. Je tape sur une membrane qui résonne. Là, je compose directement des rapports. C'est donc deux affections différentes, en appelant affection l'image de chose à laquelle l'action est liée. Cette image de chose, elle vient d'où, elle? Là, Spinoza est à la fois très vague et très précis. Pour lui, c'est du déterminisme. Qu'à tel moment, mon action soit associée à telle image de chose plutôt qu'à telle autre, ça engage tout le jeu des causes et des effets, qui fait que je suis une partie de la nature. Donc, il y a tout un déterminisme externe qui explique dans chaque cas que ce soit telle image plutôt que telle autre. Or, voilà qu'il nous dit de toute manière, quelle que soit l'image de chose à laquelle vous associez votre action, c'est-à-dire sous-entendu à laquelle vous êtes déterminé à associer votre action, ben vous êtes toujours aussi parfait que vous pouvez l'être en fonction de l'affection que vous avez. Voyez. Ça veut dire quoi ça? Seulement, il faut vous devez sentir qu'il y a quelque chose là, qu'on tourne autour de quelque chose de très bizarre.
Je suis toujours aussi parfait que je peux l'être en fonction de l'affection que j'ai. Ça veut dire quoi? Exemple de Spinoza même dans les lettres à Wienerberg. Je suis mené par un appétit bassement sensuel. Ah, vous voyez, je suis mené par un appétit bassement sensuel, ça veut dire quoi? Ou bien, autre cas, j'éprouve un véritable amour. J'éprouve un véritable amour. Qu'est-ce que c'est que ça, ces deux cas? Il faut essayer de les comprendre en fonction des critères que Spinoza vient de nous donner. Un appétit bassement sensuel, rien que l'expression, on sent que c'est pas bien, c'est mauvais, ça. Or, c'est mauvais en quel sens? Lorsque je suis mené par un appétit bassement sensuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là-dedans, il y a une action ou une tendance à l'action. Par exemple, le désir. Qu'est-ce qui se passe pour le désir lorsque je suis mené par un appétit bassement sensuel? J'ai le désir de... Bon. Qu'est-ce que c'est ce désir? Il ne peut être qualifié que par son association à une image de chose. Par exemple, je désire une mauvaise femme. Ou pire encore, plusieurs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu un peu quand il suggérait la différence entre l'adultère, tout ça. L'adultère, bon. Eh ben, c'est que il essaiera de montrer, lui, oubliez le grotesque des exemples, mais ils ne sont pas grotesques, c'est des exemples, quoi. Il essaiera de montrer que dans ce cas, ce qu'il appelle désir bassement sensuel, appétit bassement sensuel, c'est le bassement sensuel consiste en ceci, que l'action de toute manière, par exemple même faire l'amour, l'action, c'est une vertu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que mon corps peut. N'oubliez pas toujours le thème de la puissance. C'est dans la puissance de mon corps. Donc c'est une vertu. En sens, c'est l'expression d'une puissance. Et si j'en restais là, j'aurais aucun moyen de distinguer l'appétit bassement sensuel du plus beau des amours. Mais voilà, quand il y a appétit bassement sensuel, c'est pourquoi? C'est parce que, en fait, j'associe mon action, ou l'image de mon action, à l'image d'une chose dont le rapport est décomposé par cette action. De plusieurs manières différentes. De toute manière, par exemple, si je suis marié, dans l'exemple même que prenait Spinoza, je décompose un rapport, le rapport du couple. Ou si la personne est mariée, je décompose le rapport du couple. Mais bien plus, dans un appétit bassement sensuel, précisément, je décompose toutes sortes de rapports. Appétit bassement sensuel, avec son goût de destruction. Bon, on reprendrait là tout sur les décompositions de rapports, une espèce de fascination de la décomposition de rapports, de la destruction de rapports. Au contraire, dans le plus beau des amours, même là, remarquez que j'invoque pas du tout l'esprit, ce serait pas spinoziste en fonction du parallélisme. J'invoque un amour, dans le cas du plus beau des amours, un amour qui n'est pas moins corporel que l'amour le plus bassement sensuel. Simplement, la différence, c'est que dans le plus beau des amours, mon action, la même, exactement la même, mon action physique, mon action corporelle, est associée à une image de chose dont le rapport se combine directement, se compose directement avec le rapport de mon action. C'est en ce sens que les deux individus s'unissant amoureusement forment un individu qui les a tous les deux comme partie. C'est Spinoza. Au contraire, dans l'amour bassement sensuel, l'un détruit l'autre, l'autre détruit l'un. C'est-à-dire, il y a tout un processus de décomposition de rapports. Bref, ils font l'amour comme s'ils se tapaient dessus. Très
très concret tout ça. Donc ça marche. Seulement, on se heurte toujours à ceci. Spinoza nous dit, vous choisissez pas finalement l'image de chose à laquelle votre action est associée. Ça engage tout un jeu de cause et effet qui vous échappe. En effet, qu'est-ce qui fait que tout d'un que vous êtes pris par exemple, cet amour bassement sensuel? Il suffit pas, vous pouvez pas vous dire, ah ben je pourrais faire autrement. Spinoza, il n'est pas de ceux qui croient une volonté. Non, c'est tout un déterminisme qui associe les images de choses aux actions. Alors, d'autant plus inquiétant, la formule « je suis aussi parfait que je peux l'être en fonction des affections que j'ai ». C'est-à-dire, si je suis dominé par un appétit bassement sensuel, ben je suis aussi parfait que je peux l'être, aussi parfait qu'il est possible, aussi parfait qu'il est en mon pouvoir. Et est-ce que je pourrais dire « je manque d'un état meilleur ». Spinoza semble très ferme. Dans les lettres à Blienberg, il dit « je ne peux pas ». Je ne peux pas dire que je manque d'un état meilleur. Je ne peux même pas dire ça. Parce que ça n'a aucun sens. Dire au moment où j'éprouve un appétit bassement sensuel, encore une fois, vous verrez dans le texte, si vous ne l'avez pas déjà vu, cet exemple qui revient. Parce que Blienberg s'y accroche à cet exemple. En effet, il est très simple, il est très clair. Eh bien, lorsque je dis au moment où j'éprouve un appétit bassement sensuel, je dis « ah ». Je manque du véritable amour. Si je dis ça, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je manque de quelque chose. À la lettre, ça veut rien dire. Ça veut rien, absolument rien dire, dit Spinoza. Mais rien. Ça veut dire uniquement que mon esprit compare un état que j'ai à un état que je n'ai pas. En d'autres termes, ce n'est pas une relation réelle, c'est une comparaison de l'esprit. Une pure comparaison de l'esprit. Et Spinoza va si loin qu'il dit, autant dire à ce moment-là que la pierre manque de la vue. Autant dire que la pierre manque de la vue. En effet, pourquoi est-ce que je ne comparerais pas la pierre à un organisme humain, et au nom d'une même comparaison de l'esprit, je dirais la pierre ne voit pas, donc elle manque de la vue. Et Spinoza dit formellement, je cherche même pas les textes parce que vous n'avez qu'à vous les lirez, j'espère. Spinoza répond formellement à Blienberg, il est aussi stupide de parler de la pierre en disant d'elle qu'elle manque de la vue, qu'il serait stupide, au moment où j'éprouve un appétit bassement sensuel, de dire que je manque d'un amour meilleur. Alors à ce niveau, vous comprenez, c'est très... On a l'impression, on écoute Spinoza et on se dit, mais quoi, quand même. Quelque chose qui ne va pas, parce que dans sa comparaison, je prends les deux jugements. Je dis de la pierre, elle ne voit pas. Elle manque de la vue. Et je dis de quelqu'un qui éprouve un appétit bassement sensuel, il manque de vertu. Est-ce que mes deux propositions sont, comme prétend Spinoza, du même type? Il est tellement évident même qu'elles ne sont pas du même type qu'on peut faire confiance à Spinoza. S'il nous dit qu'elles sont du même type, c'est qu'il veut faire de la provocation. Il veut nous dire, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de me dire la différence entre les deux propositions. Mais la différence, on la sent. On la sent. Alors la provocation de Spinoza va nous permettre de
peut-être la trouver. Est-ce que dans les deux cas, pour les deux propositions, la pierre manque de la vue, ou bien Pierre, le prénom cette fois-ci, manque de vertu? Est-ce que la comparaison de l'esprit entre deux états, un état que j'ai et un état que je n'ai pas, est-ce que la comparaison de l'esprit est du même type? Évidemment non. Pourquoi? Dire que la pierre manque de vue, c'est en gros dire que rien en elle ne contient la possibilité de voir. Tandis que lorsque je dis « il manque du véritable amour », ce n'est pas une comparaison du même type, puisque cette fois-ci, je n'exclus pas qu'à d'autres moments, cet être-là ait éprouvé quelque chose qui ressemblait au véritable amour. En d'autres termes, est-ce qu'une comparaison, voilà, la question se précise, je vais très lentement, même si vous avez l'impression que ça va de soi tout ça. Est-ce qu'une comparaison à l'intérieur du même être est analogue à une comparaison entre deux êtres? Spinoza nous dit, Spinoza là il recule pas devant le problème, il prend le cas de l'aveugle et il nous dit tranquillement, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il a dans la tête pour être en train de nous dire des choses comme ça, qui sont si manifestement, comment dirais-je, inexactes. Il nous dit, ben, vous savez, l'aveugle ne manque de rien. Pourquoi? Il est aussi parfait qu'il peut être en fonction des affections qu'il a. Il est privé d'images visuelles. Bon, être aveugle, c'est être privé d'images visuelles. Et voilà. Ça veut dire qu'il ne voit pas, mais la pierre non plus, elle ne voit pas. Et il dit il n'y a aucune différence entre l'aveugle et la pierre de ce point de vue, à savoir l'un comme l'autre n'a pas d'image visuelle. Donc il est aussi stupide, dit Spinoza, il est aussi stupide que l'aveugle. Il est aussi stupide de dire que l'aveugle manque de la vue que de dire la pierre manque de la vue. Et l'aveugle, alors, ben, il est aussi parfait qu'il peut être. En fonction de quoi? Vous voyez, quand même, Spinoza ne nous dit pas en fonction de sa puissance. Il nous dit l'aveugle est aussi parfait qu'il peut être en fonction des affections de sa puissance. C'est-à-dire en fonction des images dont il est capable. En fonction des images de choses dont il est capable, qui sont les véritables affections de sa puissance. Donc ce serait tout à fait la même chose de dire la pierre n'a pas de vue et de dire l'aveugle n'a pas de vue. Blienberg là commence à comprendre quelque chose. Il commence à comprendre que quand même Spinoza, et pourquoi il fait cette espèce de provocation, Spinoza? Et Blienberg, encore une fois, là ça me paraît un exemple typique de à quel point les commentateurs se trompent, il me semble, en disant que Blienberg est idiot, parce que Blienberg, là, il rate pas Spinoza. Blienberg répond tout de suite à Spinoza en lui disant c'est très joli tout ça, mais vous ne pouvez vous en tirer que si vous soutenez, il ne le dit pas sous cette forme, mais vous verrez le texte, ça revient au même, que si vous soutenez une espèce de instantanéité pure de l'essence. Ah, c'est intéressant comme objection, ça c'est une bonne objection. Blienberg riposte, vous ne pouvez assimiler. L'aveugle ne voit pas et la pierre ne voit pas. Vous ne pouvez faire une telle assimilation que si, en même temps, vous posez une espèce d'instantanéité pure de l'essence, à savoir, n'appartient à une essence que l'affection présente, instantanée,
qu'elle éprouve en tant qu'elle l'éprouve. L'objection, elle est très très forte. Si en effet je dis, n'appartient à mon naissance que l'affection que j'éprouve ici et maintenant, alors en effet, je ne manque de rien. Si je suis aveugle, je ne manque pas de la vue. Si je suis dominé par un appétit bassement sensuel, je ne manque pas du meilleur amour. Je manque de rien. N'appartient à mon essence, en effet, que l'affection que j'éprouve ici et maintenant. Et Spinoza répond tranquillement, oui, c'est comme ça. C'est curieux, ça. Qu'est-ce qui est curieux? C'est que c'est le même homme qui ne cesse pas de nous dire l'essence est éternelle. Les essences singulières, c'est-à-dire la vôtre, la mienne, tout ça, toutes les essences sont éternelles. C'est une manière de dire que l'essence ne dure pas, remarquez. Or, au nom de ce... Mais justement, il y a deux manières de ne pas durer. À première vue, la manière éternité ou la manière instantanéité. Or, c'est très curieux comment, en douce, il passe de l'un à l'autre. Il commençait à nous dire les essences sont éternelles, et voilà qu'il nous dit les essences sont instantanées. N'appartient à mon essence, ou si vous voulez, ça devient une position très bizarre. À la lettre du texte, les essences sont éternelles, mais les appartenances de l'essence sont instantanées. N'appartient à mon essence que ce que j'éprouve actuellement, en tant que je l'éprouve actuellement. Et en effet, la formule, comprenez, la formule, je suis aussi parfait que je peux être, en fonction de l'affection qui détermine mon essence, implique ce strict instantanéisme. Et là, c'est contre ça. Ça, c'est presque le sommet de la correspondance, parce qu'il va se passer une chose très curieuse. Spinoza là, répond ça très violemment, parce qu'il s'impatiente de plus en plus de cette correspondance. Blienberg la proteste. Il dit, mais enfin, vous pouvez pas définir l'essence par l'instantanéité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est une pure instantanéité. Tantôt, vous avez un appétit bassement sensuel, tantôt un amour meilleur, et vous direz chaque fois, vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être, là, comme dans une série, là, vraiment de flash. Et il dit non. En d'autres termes, Blienberg dit, vous ne pouvez pas expulser le phénomène de la durée. Il y a une durée. Et c'est précisément en fonction de cette durée que vous pouvez devenir meilleur. Il y a un devenir. C'est en fonction de cette durée que vous pouvez devenir meilleur ou pire. Quand vous éprouvez un appétit bassement sensuel, ce n'est pas une instantanéité pure qui vous tombe dessus. Il faut le prendre en termes de durée, à savoir, vous devenez pire que vous n'étiez avant. Et lorsque se forme en vous un amour meilleur, vous devenez meilleur. Il y a une irréductibilité de la durée, en d'autres termes, l'essence ne peut pas être mesurée à ses états instantanés. Or, c'est curieux, parce que Spinoza arrête la correspondance. Il répond pas. Sur ce point, aucune réponse de Spinoza. Et comme en même temps, là, Blienberg fait une imprudence, c'est-à-dire sentant qu'il pose à Spinoza une question importante, il se met à poser toutes sortes de questions, il pense coincer Spinoza. Spinoza l'envoie chier, quoi, lui dit, allez, lâche-moi un peu, laisse-moi tranquille. Et il coupe la correspondance, il arrête, il ne répondra plus.
Si bien que alors on peut, c'est tout ça est très dramatique, parce qu'on peut se dire, ah bon, ben, il n'avait rien à répondre. Eh bien, si, il avait à répondre. Parce que la réponse que Spinoza aurait pu faire, on est bien forcé de conclure qu'il aurait pu la faire, donc s'il ne l'a pas faite, c'est parce qu'il n'en avait aucune envie. La réponse, elle est toute dans l'éthique. Donc autant sur certains points, la correspondance avec Bienberg va plus loin que l'éthique, autant sur d'autres points, et pour une raison simple, je crois, c'est que Spinoza ne veut surtout pas donner à Bienberg, là pour des raisons qui sont les siennes, il ne veut pas donner à Bienberg l'idée de ce que c'est que ce livre dont tout le monde parle à l'époque, ce livre que Spinoza éprouve le besoin de cacher parce qu'il estime qu'il a trop à redouter. Il ne veut pas donner à Bienberg, dont il sent que c'est un ennemi, une idée sur ce que c'est que l'éthique. Donc il va arrêter. Il arrête la correspondance. Donc on peut considérer à cet égard qu'il a une réponse qu'il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner parce qu'il se dit je vais encore avoir des ennuis. Mais nous, alors c'est à nous d'essayer de reconstituer cette réponse. Voilà. Spinoza sait bien qu'il y a de la durée. Vous voyez qu'on est en train de jouer maintenant avec trois termes, éternité, instantanéité, durée. Qu'est-ce que c'est l'instantanéité? L'éternité, mettons, on ne sait pas encore du tout ce que c'est chez Spinoza, mais l'éternité, je dis, c'est la modalité de l'essence. C'est la modalité propre de l'essence. Supposons l'essence est éternelle. C'est-à-dire, elle n'est pas soumise au temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. Qu'est-ce que c'est que l'instantanéité? L'instantanéité, c'est la modalité de l'affection de l'essence. Formule, je suis toujours aussi parfait que je peux l'être en fonction de l'affection que j'ai ici et maintenant. Donc, l'affection, c'est véritablement une coupe instantanée. Et en effet, c'est l'espèce de relation horizontale entre une action et une image de choses. Comme si ça peut opérer des coupes. Mais ça n'empêche pas, troisième dimension. Et c'est comme si on était en train de constituer trois dimensions de ce qu'on pourrait appeler la sphère. Là, je prends un mot qui n'est pas du tout spinoziste, mais c'est un mot là qui nous permettrait de grouper ça. Un mot de Husserl, la sphère d'appartenance de l'essence. L'essence est ce qui lui appartient. Je crois que Spinoza dirait, cette sphère d'appartenance de l'essence, elle a comme trois dimensions. Il y a l'essence elle-même, éternelle. Il y a les affections de l'essence, ici et maintenant, qui sont comme autant d'instants, à savoir ce qui m'affecte en ce moment. Et puis, il y a quoi? Il se trouve que, et là, la terminologie est d'autant plus importante. Spinoza distingue avec beaucoup de rigueur affectio et affectus.
Compliqué parce qu'il y a beaucoup de traducteurs qui traduisent affectus, affectio par affection. Ça, là, plus tous les traducteurs traduisent affectio par affection, ça va. Mais beaucoup traduisent affectus par sentiment. D'une part, ça ne parle pas beaucoup en français, la différence affection-sentiment. Et d'autre part, c'est dommage, puisqu'il vaut mieux même un mot un peu plus barbare, mais il vaut mieux, il me semble, traduire affectus par affect, puisque le mot existe en français. Ça garde au moins la même racine commune à affectio et à affect. Vous rappelez, l'affection, c'est l'effet à la lettre, je dirais, oui, si je voulais en donner une définition absolument rigoureuse, c'est l'effet instantané d'une image de chose sur moi. Par exemple, les perceptions sont des affections. L'image de chose associée à mon action est une affection. L'affection enveloppe, implique. Tout ça, c'est des mots que Spinoza emploie constamment. Envelopper, il faut les prendre vraiment comme métaphore matérielle. C'est-à-dire, au sein de l'affection, il y a un affect. Qu'est-ce que c'est? Et pourtant, il y a une différence de nature entre l'affect et l'affection. L'affect, ce n'est pas une dépendance de l'affection. C'est enveloppé par l'affection. Mais c'est autre chose. Il y a une différence de nature entre les affects et les affections. Qu'est-ce que mon affection, c'est-à-dire l'image de chose et l'effet de cette image sur moi, qu'est-ce qu'elle enveloppe? Elle enveloppe quoi? Un passage. Elle enveloppe un passage ou une transition. Seulement, il faut prendre passage, transition d'un sens très fort. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça veut dire, c'est autre chose qu'une comparaison de l'esprit. Là, on n'est plus du tout dans le domaine de la comparaison de l'esprit. Ce n'est pas une comparaison de l'esprit entre deux états. C'est un passage ou une transition enveloppée par l'affection, par toute affection. Toute affection instantanée enveloppe un passage ou transition. Transition quoi? Passage quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, ce passage, cette transition? Encore une fois, pas du tout une comparaison de l'esprit, je dois ajouter, pour aller très lentement, un passage donc vécu, une transition vécue. Ce qui ne veut pas dire forcément consciente. Tout état implique un passage ou transition vécue. Passage de quoi à quoi, entre quoi et quoi? Eh bien, précisément, si rapprocher que soient les deux moments du temps, les deux instants que je considère, instant A, instant A', il y a un passage de l'état antérieur à l'état actuel. Le passage de l'état antérieur à l'état actuel diffère en nature avec l'état antérieur et l'état actuel. Il y a une spécificité de la transition. C'est précisément cela que l'on appellera durée, et que Spinoza appelle durée. C'est la transition vécue, c'est le passage vécu. Qu'est-ce que la durée? Jamais une chose, mais le passage d'une chose à une autre. Il suffit d'ajouter en tant que vécu. Quand, des siècles après, Bergson fera de la durée un concept philosophique, ce sera évidemment sous de toute autre influence, ce sera en fonction de lui-même avant tout, mais ce ne sera pas sous l'influence de Spinoza. Et pourtant, je remarque juste que l'emploi bergsonien du mot durée coïncide strictement. Lorsque Bergson essaie de nous faire comprendre ce qu'il appelle durée, il dit
Vous pouvez considérer des états psychiques aussi proches que vous voulez dans le temps. C'est-à-dire, vous pouvez considérer l'état A et l'état A' séparés par 1 minute, mais aussi bien par 1 seconde, aussi bien par 1 millième de seconde. C'est-à-dire, vous pouvez faire des coupes de plus en plus serrées, de plus en plus proches les unes des autres. Bon. Vous aurez beau aller jusqu'à l'infini, dit Bergson, dans votre décomposition du temps, en établissant des coupes de plus en plus rapides, vous n'atteindrez jamais que des états. Et il ajoute, lui, et les états, c'est toujours de l'espace. Les coupes, c'est toujours spatial. Et vous aurez beau rapprocher vos coupes, vous laisserez forcément échapper quelque chose, c'est le passage d'une coupe à une autre, si petit qu'il soit. Or, qu'est-ce qu'il appelle durée au plus simple? C'est le passage d'une coupe à une autre. C'est le passage d'un état à un autre. Le passage d'un état à un autre n'est pas un état. Au mieux, tout ça, c'est pas fort, mais c'est d'une extraordinaire, je crois. C'est un statut du vécu extrêmement profond. Parce que dès lors, comment parler du passage? Comment parler du passage d'un état à un autre sans en faire un état? Ça va poser des problèmes d'expression, de style, de mouvement, ça va poser toutes sortes de problèmes. Or, la durée, c'est ça. C'est le passage vécu d'un état à un autre en tant qu'irréductible à un état et comme à l'autre. En tant qu'irréductible à tout état. C'est ce qui se passe entre deux coupes. En un sens, la durée, c'est toujours derrière notre dos, quoi. C'est dans notre dos qu'elle se passe. C'est entre deux clins d'yeux. Si vous voulez une approximation de la durée, je regarde quelqu'un. Bon. La durée, elle est ni là, ni là. La durée, elle est, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et j'aurais beau aller aussi vite que je voudrais, ma durée, elle va encore plus vite. Par définition. Comme si elle était affectée d'un coefficient de vitesse variable. Ou si vite que j'aille, ma durée ira plus vite. Puisque si vite que je passe d'un état à un autre, le passage se sera fait plus vite que moi. Donc il y a un passage vécu d'un état à un autre qui est irréductible aux deux états. C'est ça que toute affection enveloppe. Je dirais, toute affection enveloppe le passage par lequel on arrive à elle. Et le passage par lequel on arrive à elle, ou aussi bien, toute affection enveloppe le passage par lequel on arrive à elle et par lequel on sort d'elle, vers une autre affection. Si proches soient les deux affections considérées. Donc, pour avoir ma ligne complète, il faudrait que je fasse une ligne à 3 temps. A', A seconde. A, c'est l'affection instantanée du moment présent. A', c'est celle de tout à l'heure. A seconde, c'est celle de après, qui va venir. Bon, j'ai beau les rapprocher au maximum. Il y a toujours quelque chose qui les sépare, à savoir le phénomène du passage. Bon, ce phénomène du passage, en tant que phénomène vécu, c'est la durée. C'est ça la troisième appartenance de l'essence. Donc, je dirais, j'ai une définition un peu plus stricte de l'affect. L'affect, ce que l'affection enveloppe, ce que toute affection enveloppe, et qui pourtant est d'une autre nature, c'est le passage. C'est la transition vécue de l'état précédent à l'état actuel ou de l'état actuel à l'état suivant. Bon. Alors, si vous comprenez tout ça, pour le moment,
On fait une espèce de décomposition donc des trois dimensions de l'essence, des trois appartenances de l'essence. L'essence s'appartient à elle-même sous la forme de l'éternité. L'affection appartient à l'essence sous la forme de l'instantanéité. L'affect appartient à l'essence sous la forme de la durée. Or, le passage, c'est quoi? Qu'est-ce que peut être un passage? Il faut sortir de l'idée trop spatiale de passage. Tout passage, et ça va être la base de sa théorie de l'affectus, sa base de la théorie de l'affect, tout passage est, là, il ne dit pas d'implique, il ne dira pas implique. Comprenez qu'à ce niveau, les mots sont très très importants. Il nous dira de l'affection qu'elle implique un affect. Toute affection implique enveloppe. Mais justement, l'enveloppé et l'enveloppant n'ont pas la même nature. Toute affection, c'est-à-dire tout état déterminable, à un moment, enveloppe un affect, un passage. Mais le passage, lui, je ne me demande pas qu'est-ce qu'il enveloppe. Lui, il est l'enveloppé. Je me demande en quoi il consiste, qu'est-ce qu'il est. Et la réponse de Spinoza, c'est évident. Qu'est-ce qu'il est? Il est augmentation ou diminution de ma puissance. Il est augmentation ou diminution de ma puissance. Même infinitésimale. Je prends deux cas. Voilà, je suis dans une pièce noire. Je développe tout ça, c'est peut-être inutile, je ne sais pas, mais c'est pour vous persuader que quand vous lisez un texte philosophique, il faut que vous ayez dans la tête, vous, les situations les plus ordinaires, les plus quotidiennes. Vous êtes dans une pièce toute noire. Vous êtes aussi parfait, Spinoza dira, jugeons du point de vue des affections. Vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être en fonction des affections que vous avez. Bon, vous ne voyez rien, vous n'avez pas d'affection visuelle, c'est tout, voilà, c'est tout. Mais vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être. Tout d'un coup, quelqu'un entre là brusquement et puis allume sans me prévenir et je suis complètement ébloui. Parce que j'ai pris le pire exemple pour moi. Non, alors, je le change, parce que j'ai eu tort. Je suis dans le noir, hein, et quelqu'un arrive doucement, tout ça, et allume une lumière. C'est très compliqué cet exemple. Bien, vous avez vos deux états, qui peuvent être très rapprochés dans le temps. L'état que je peux appeler état noir, état lumineux. Petit b, état lumineux, peuvent être très rapprochés. Je dis, il y a un passage de l'un à l'autre, si rapide que ce soit, même inconscient, tout ça. Au point que tout votre corps, en termes spinozistes, tout ça c'est des exemples du corps, tout votre corps a une espèce de mobilisation de soi pour s'adapter à ce nouvel état. L'affect, c'est quoi? C'est le passage. L'affection, c'est l'état noir et l'état lumineux. Deux affections successives. En coupe. Le passage, c'est la transition vécue de l'un à l'autre. Remarquez, dans ce cas-là, il n'y a pas de transition physique. Il y a une transition biologique. C'est votre corps qui fait la transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passage, c'est nécessairement une augmentation de puissance ou une diminution de puissance. Il faut déjà comprendre, et c'est pour ça que c'est tellement concret tout ça, c'est pas joué d'avance. Supposez que dans le noir, vous étiez profondément en état de méditer. Tout votre corps était tendu vers cette
méditation extrême, vous teniez quelque chose. L'autre brute arrive et éclaire. Au besoin même, vous êtes en train de perdre une idée que vous alliez avoir. Vous retournez, vous êtes furieux. Tiens, on retient ça parce que le même exemple nous servira. Vous le haïssez, même pas longtemps, quoi. Vous lui dites, oh, vous le haïssez. Dans ce cas-là, le passage à l'état lumineux vous aura apporté quoi? Une diminution de puissance. Évidemment, si vous cherchiez vos lunettes dans le noir, là, ça vous apporte une augmentation de puissance. Le type qui a allumé. Là, vous lui dites merci beaucoup, je t'aime. Bon. Donc, on se dit déjà, peut-être que cette histoire d'augmentation et de diminution de puissance, ça va jouer dans des conditions, dans des contextes très variables. Mais en gros, il y a des directions. Si on vous colle, on peut dire en général, sans tenir compte du contexte, si on augmente les affections dont vous êtes capable, il y a une augmentation de puissance. Si on diminue les affections dont vous êtes capable, il y a une diminution de puissance. Bon, ça, on peut dire ça en très gros, même en sachant que ce n'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce que je veux dire donc? Je veux dire une chose très simple. C'est que toute affection instantanée, Spinoza, vous voyez là où il est quand même très très curieux, il dira en vertu de sa rigueur, à lui, il dira, ben oui, toute affection est instantanée. Et c'est ça qui répondait à Blienberg. Il ne voulait pas en dire plus. Et ça, on ne peut pas dire qu'il déformait sa pensée. Il n'en donnait qu'une moitié. Il n'en donnait qu'une sphère, qu'un bout. Toute affection est instantanée, il dira ça toujours, et il dira toujours, et je suis aussi parfait que je peux l'être en fonction des affections que j'ai dans l'instant. C'est la sphère d'appartenance de l'essence instantanéité. En sens, il n'y a ni bien ni mal. Mais en revanche, l'état instantané enveloppe toujours une augmentation, une diminution de puissance. En ce sens, il y a du bon et du mauvais. Si bien que, non pas du point de vue de son état, mais du point de vue du passage, du point de vue de sa durée, il y a bien quelque chose de mauvais dans devenir aveugle. Il y a quelque chose de bon dans devenir voyant, puisque c'est ou bien diminution de puissance ou bien augmentation de puissance. Et là, ce n'est plus le domaine d'une comparaison de l'esprit entre deux états. C'est le domaine du passage vécu d'un état à un autre, passage vécu dans l'affect. Si bien qu'il me semble qu'on ne peut rien comprendre à l'éthique, c'est-à-dire à la théorie des affects, si l'on n'a pas très présent à l'esprit l'opposition que Spinoza a établie entre les comparaisons de l'esprit entre deux états et les passages vécus d'un état à un autre, passages vécus qui ne peuvent être vécus que dans des affects. D'où là, alors, il nous reste assez peu de choses à comprendre. Je ne dirais pas que les affects signalent des diminutions ou des augmentations de puissance, je dirais les affects sont les diminutions et les augmentations de puissance vécues. Pas forcément conscientes, encore une fois. C'est, je crois, une théorie une conception très très profonde de l'affect. Alors, donnons-leur des noms pour mieux nous repérer.
Les affects qui sont des augmentations de puissance, on les appellera des joies. Les affects qui sont des diminutions de puissance, on les appellera des tristesses. Et les affects sont ou bien à base de joie, ou bien à base de tristesse. D'où les définitions très rigoureuses de Spinoza. La tristesse, c'est l'affect qui correspond à une diminution de puissance, de ma puissance. La joie, c'est l'affect qui correspond à une augmentation de ma puissance. Alors, bon, pourquoi? Si on comprend ce pourquoi, je crois que c'est presque tout ce qu'il y a à comprendre. Vous aurez tous les éléments pour précisément voir ce dont il est question dans l'éthique du point de vue des affects. Une fois dit que c'est ça qui intéresse Spinoza, c'est les affects. Pourquoi est-ce que la tristesse, c'est forcément une diminution de puissance? Et vous voyez dès lors ce qu'il va y avoir de tellement nouveau dans l'éthique de Spinoza, contrairement à toute morale, c'est que le cri perpétuel de l'éthique, ce sera non. Il n'y a pas de tristesse bonne. Il n'y a pas de tristesse bonne. Et toute la critique spinoziste de la religion, ce sera précisément que selon lui, la mystification de la religion, c'est nous faire croire qu'il y a de bonnes tristesses. En termes de puissance, il ne peut pas y avoir de tristesse bonne parce que toute tristesse est diminution de puissance. Mais pourquoi la tristesse est diminution de puissance? Encore un effort, et encore une fois, si vous comprenez ça, tout va bien. La tristesse, c'est un affect enveloppé par une affection. L'affection, c'est quoi? C'est l'image de choses qui me causent de la tristesse, qui me donnent de la tristesse. Vous voyez, là, tout se retrouve, cette terminologie est très rigoureuse. Je répète, je ne sais plus ce que je disais. L'affect de tristesse est enveloppé par une affection. L'affection, c'est quoi? C'est l'image de choses qui me donnent de la tristesse. Cette image peut être très vague, très confuse, hein, peu importe. Pourquoi est-ce que, voilà ma question, pourquoi est-ce que l'image de choses qui me donne de la tristesse, pourquoi cette image de choses enveloppe-t-elle une diminution de la puissance d'agir? Qu'est-ce que c'est que la chose qui me donne de la tristesse? On a tous les éléments, au moins, pour répondre à ça. Maintenant, tout se regroupe. Si vous m'avez suivi, tout devrait se regrouper harmonieusement, très harmonieusement, très harmonieusement. La chose qui me donne de la tristesse, c'est la chose dont les rapports ne conviennent pas avec les miens. Ça, c'est l'affection. Toute chose dont les rapports tendent à décomposer un de mes rapports ou totalité de mes rapports m'affecte de tristesse. En termes d'affection, vous avez là une stricte correspondance. En termes d'affection, je dirais la chose a des rapports qui ne se composent pas avec le mien et qui tendent à décomposer les miens. Là, je parle en termes d'affection. En termes d'affect, je dirais, cette chose m'affecte de tristesse, donc par la même, en la même, diminue ma puissance. Vous voyez, j'ai le double langage des affections instantanées et des affects passages. D'où je reviens toujours à ma question, pourquoi? Mais pourquoi? Si on comprenait pourquoi il dit ça, peut-être qu'on comprendrait tout.
Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il prend tristesse en un sens, c'est les deux grandes tonalités affectives. Hein. C'est pas deux cas particuliers, tristesse et joie, c'est les grandes tonalités affectives, c'est-à-dire affectives au sens de affectus, l'affect. Alors, on va avoir comme deux lignées, la lignée à base de tristesse, la lignée à base de joie. Ça va parcourir la théorie des affects. Pourquoi la chose dont les rapports ne conviennent pas avec le mien, pourquoi est-ce qu'elle m'affecte de tristesse, c'est-à-dire diminue ma puissance d'agir? Et on a une double impression, à la fois qu'on a compris d'avance et puis qu'il nous manque quelque chose pour comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelque chose se présente ayant des rapports qui ne se composent pas avec le moi, avec le mien, ça peut être un courant d'air, je reviens, je suis dans le noir dans ma pièce, là je suis tranquille, on me fout la paix. Hein. Quelqu'un entre et me fait sursauter, hein. Il tape contre la porte, là il me fait sursauter. Bon, je perds une idée. Oh. Il entre et puis il se met à parler, oh, j'ai de moins en moins d'idées. Aïe, aïe, aïe. Je suis affecté de tristesse. Oui, j'ai une tristesse. Hein. C'est-à-dire on me dérange, quoi. Spinoza dira, alors la lignée de la tristesse, c'est quoi? Là-dessus, je le hais. Je le hais. Je lui dis, oh, écoute, hein, ça va. Hein. Ça peut être pas très grave, ça peut être une petite haine, hein, une bagasse, quoi. Oh. Je peux pas avoir la paix, bon, tout ça, je le hais. Qu'est-ce que ça veut dire la haine? Vous voyez la tristesse, bon, il nous a dit, bon, votre puissance d'agir est diminuée, alors vous éprouvez de la tristesse en tant qu'elle est diminuée, votre puissance d'agir. D'accord. Je le hais, ça veut dire que la chose dont les rapports ne se composent pas avec le vôtre, vous tendez, ne serait-ce qu'en esprit, ne serait-ce que vous tendez à sa destruction. Haïr, c'est vouloir détruire ce qui risque de vous détruire. C'est ça que je dis haïr. C'est-à-dire vouloir entre guillemets, décomposer ce qui risque de vous décomposer. Donc la tristesse engendre la haine. Remarquez qu'elle engendre des joies aussi. La haine engendre des joies, donc les deux lignées, d'une part la tristesse, d'autre part la joie, vont pas être des lignées pures. Qu'est-ce que c'est que les joies de la haine? Les joies de la haine, comme dit Spinoza, si vous imaginez malheureux l'être que vous haïssez, votre cœur éprouve une étrange joie. On peut même faire un engendrement des passions. Et Spinoza le fait à merveille. Il y a des joies de la haine. D'accord, il y a des joies de la haine. Ah, mais est-ce que c'est des joies? Bon, la moindre des choses, c'est que on peut dire déjà, et ça va nous avancer beaucoup pour plus tard, c'est des joies étrangement compensatoires, c'est-à-dire indirectes. Ce qui est premier dans la haine, quand vous avez des sentiments de haine, cherchez toujours la tristesse de base. C'est-à-dire, votre puissance d'agir a été empêchée, a été diminuée. Et vous aurez beau, si vous avez un cœur diabolique, vous aurez beau croire que ce cœur s'épanouit dans les joies de la haine. Eh bien, ces joies de la haine, si immenses qu'elles soient, n'ôteront jamais la sale petite tristesse dont vous êtes parti. Vos joies, c'est des joies de compensation. L'homme de la haine, l'homme du ressentiment, l'homme, etc., pour Spinoza, c'est celui dont toutes les joies sont empoisonnées par la tristesse de départ, parce que la tristesse est dans ses joies même. Finalement, il ne peut tirer de joie que de la tristesse. Tristesse qu'il éprouve lui-même en vertu de l'existence de l'autre,
tristesse qu'il imagine infliger à l'autre pour lui faire plaisir à lui, tout ça c'est des joies minables, dit Spinoza. C'est des joies indirectes, on retrouve notre critère du direct et de l'indirect. Et tout se retrouve à ce niveau. Si bien que je reviens à ma question, mais enfin, oui, alors quoi, il faut le dire quand même. En quoi est-ce qu'une affection, c'est-à-dire l'image de quelque chose qui ne convient pas à mes propres rapports, en quoi est-ce que cela diminue ma puissance d'agir? À la fois c'est évident et ça l'est pas. Voilà ce que veut dire Spinoza. Supposez que vous ayez une puissance, bon, mettons en gros la même. Et voilà, premier cas, vous rencontrez, vous vous heurtez à quelque chose dont les rapports ne se composent pas avec les vôtres. Deuxième cas, au contraire, vous rencontrez quelque chose dont les rapports se composent avec les vôtres. Spinoza, dans l'éthique, emploie le terme latin occursus. Occursus, c'est exactement ce cas, la rencontre. Je rencontre des corps. Mon corps ne cesse pas de rencontrer des corps. Et bien, les corps qu'il rencontre, tantôt ils ont des rapports qui se composent, tantôt des rapports qui ne se composent pas avec le sien. Qu'est-ce qui se passe lorsque je rencontre un corps dont le rapport ne se compose pas avec le mien? Et ben voilà. Je dirais, et vous verrez que dans le livre 4 de l'éthique, cette doctrine est très forte, je ne peux pas dire qu'elle soit absolument affirmée, mais elle est tellement suggérée. Il se passe un phénomène qui est comme une espèce de, je dirais, de fixation. Qu'est-ce que ça veut dire une fixation? C'est-à-dire une partie de ma puissance est tout entière consacrée à investir et à localiser la trace sur moi de l'objet qui ne me convient pas. C'est comme si je tendais mes muscles. Hein. Reprenez l'exemple. Quelqu'un que je ne souhaite pas voir entre dans la pièce. Là, je dis, oh là là. Et en moi, se fait comme une espèce d'investissement. Toute une partie de ma puissance est là pour conjurer l'effet sur moi de l'objet disconvenant. J'investis la trace de la chose sur moi. J'investis l'effet de la chose sur moi. En d'autres termes, j'essaie au maximum d'en circonscrire l'effet, de le localiser. En d'autres termes, je consacre une partie de ma puissance à investir la trace de la chose. Pourquoi? Ben, évidemment pour la soustraire, pour la mettre à distance, pour la conjurer. Eh bien, comprenez, ça va de soi. Cette quantité de puissance que j'ai consacrée à investir la trace de la chose non convenante, c'est autant de ma puissance qui est diminuée, qui m'est ôtée, qui est comme immobilisée. Voilà ce que veut dire ma puissance diminue. C'est pas que j'ai moins de puissance, c'est qu'une partie de ma puissance est soustraite, en ce sens qu'elle est nécessairement affectée à conjurer l'action de la chose. Tout se passe comme si toute une partie de ma puissance, je n'en disposais plus. C'est ça la tonalité affective tristesse. Une partie de ma puissance sert à cette besogne vraiment indigne, quoi, qui consiste à conjurer la chose, conjurer l'action de la chose. Autant de puissance immobilisée.
conjurer la chose, c'est-à-dire empêcher qu'elle détruise mes rapports. Donc je durcis mes rapports, là. Ça peut être un effort formidable. Spinoza dit, comme c'est du temps perdu, comme il aurait mieux valu éviter cette situation. De toute manière, une partie de ma puissance est fixée, c'est ça que je veux dire. Ma puissance diminue. En effet, une partie de ma puissance m'est soustraite. Elle n'est plus en ma possession. Elle a investi là. C'est comme une espèce d'induration. Une induration de puissance. Ah, au point que ça fait presque mal, là, quoi. Que de temps perdu. Au contraire, dans la joie, eh ben, c'est très curieux. L'expérience de la joie telle que Spinoza nous la présente, par exemple, je rencontre quelque chose qui convient. Qui convient avec mes rapports. Par exemple, prenons un exemple, par exemple, de musique. Il y a des sons blessants. Il y a des sons blessants qui m'inspirent une immense tristesse. Ce qui complique tout, c'est qu'il y a toujours des gens pour trouver ces sons blessants, au contraire délicieux et harmonieux. Mais c'est ça qui fait la joie de la vie, c'est-à-dire les rapports d'amour et de haine. Parce que ma haine contre le son blessant, elle va s'étendre à tous ceux qui aiment, eux, ce sont blessants. Alors je rentre chez moi, j'entends des sons blessants, qui me paraissent des défis à tout... Bon, qui vraiment décomposent mes rapports. Ils m'entrent dans la tête, ils m'entrent dans le ventre, tout ça. Bon, ma puissance, toute une partie de ma puissance, là, s'indure pour tenir à distance ces sons qui me pénètrent. J'obtiens le silence et je mets la musique que j'aime. Ah là, tout change. La musique que j'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire des rapports sonores qui se composent avec mes rapports. Et supposez qu'à ce moment-là, ma machine casse. Elle casse. J'éprouve de la haine. Une objection. Enfin, j'éprouve une tristesse. Une grande tristesse. Bon, je mets la musique que j'aime là. Tout mon corps et mon âme, ça va de soi, composent ces rapports avec les rapports sonores. C'est ça que signifie la musique que j'aime. Ma puissance est augmentée. Donc pour Spinoza, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que dans l'expérience de la joie, il n'y a jamais la même chose que dans la tristesse. Il n'y a pas du tout un investissement, et on va voir pourquoi. Il n'y a pas un investissement d'une partie indurée, qui ferait que une certaine quantité de puissance est soustraite à mon pouvoir. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque les rapports se composent, les deux choses dont les rapports se composent forment un individu supérieur, un troisième individu, qui englobe et qui prend comme partie. En d'autres termes, par rapport à la musique que j'aime, tout se passe comme si la composition des rapports directs, vous voyez qu'on est toujours dans le critère du direct. Là, se fait une composition directe des rapports de telle manière que se constitue un troisième individu dont moi et la musique ne sommes plus qu'une partie. Je dirais dès lors que ma puissance est en expansion ou qu'elle augmente. Voyez à quel point, si je prends ces exemples, c'est pour vous persuader quand même que lorsque, et ça vaut aussi pour Nietzsche, que lorsque des auteurs parlent de la puissance, Spinoza de l'augmentation et de la diminution de puissance, Nietzsche de la volonté de puissance, qu'elle aussi procède, ce que Nietzsche appelle affect, c'est exactement la même chose que ce que Spinoza appelle affect, c'est sur ce point que Nietzsche est spinoziste. Ça, c'est les diminutions et les augmentations, ou les augmentations de puissance. Ben, ils ont en tête quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la conquête d'un pouvoir quelconque. Sans doute, ils diront que le seul pouvoir, c'est finalement la puissance.
À savoir, augmenter sa puissance, c'est précisément composer des rapports tels que la chose et moi, qui composons les rapports, ne sommes plus que deux sous-individualités d'un nouvel individu formidable. Alors je reviens, qu'est-ce qui distingue mon appétit bassement sensuel de mon amour le meilleur, le plus beau? C'est exactement pareil. L'appétit bassement sensuel. Vous savez, c'est toutes les phrases là, alors on peut tout convier, tout ça c'est pour rire, mais enfin ça ne vous fait pas, c'est pour rire, donc on peut dire n'importe quoi. La tristesse. La tristesse. Après l'amour, l'animal est triste. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tristesse, de quoi il nous parle? Spinoza, il dirait jamais ça. Ou alors, alors ça vaut pas la peine, il n'y a pas de raison, si je vois la tristesse, bon. Mais il y a des gens qui cultivent la tristesse, santé, à quoi on en arrive. Cette dénonciation qui va parcourir l'éthique, à savoir, il y a des gens qui sont tellement impuissants que c'est ceux-là qui sont dangereux, c'est ceux-là qui prennent le pouvoir. Et ils ne peuvent prendre le pouvoir tellement les notions de puissance et de pouvoir sont lointaines. Les gens du pouvoir, c'est des impuissants qui ne peuvent construire leur pouvoir que sur la tristesse des autres. Ils ont besoin de la tristesse. Ils ont besoin de la tristesse, en effet. Ils ne peuvent régner que sur des esclaves, et l'esclave, c'est précisément le régime de la diminution de puissance. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ne peuvent régner, qui n'acquièrent de pouvoir que par la tristesse, et en instaurant un régime de la tristesse, du type « repentez-vous », du type haïssez quelqu'un, et si vous n'avez personne à haïr, haïssez-vous vous-même, etc. Tout ce que Spinoza diagnostique comme une espèce d'immense culture de la tristesse. La valorisation de la tristesse. Tous ceux qui vous disent « Ah, mais si vous ne passez pas par la tristesse, vous ne fructifierez pas. » Or, pour Spinoza, c'est l'abomination, ça. Et s'il écrit une éthique, c'est pour dire non, ça, tout ce que vous voulez, mais pas ça. Alors, oui, en effet, bon égale joie, mauvais égale tristesse. Mais je dis, je disais, j'avais un problème que j'ai perdu. Je disais, il faut voir. Distinction, quoi? Ah oui, l'appétit bassement sensuel, voilà. L'appétit bassement sensuel, vous voyez maintenant. Et le plus beau des amours. Le plus beau des amours, c'est pas du tout un truc spirituel, mais pas du tout. C'est lorsqu'une rencontre marche, comme on dit, lorsque ça fonctionne bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du fonctionnalisme, mais un très beau fonctionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que, idéalement, c'est jamais comme ça complètement, parce qu'il y a toujours des tristesses locales. Spinoza ignore pas ça. Il y a toujours ça, bien sûr, il y a toujours des tristesses. La question, c'est pas s'il y en a ou s'il y en a pas. La question, c'est la valeur que vous leur donnez, c'est-à-dire la complaisance que vous leur accordez. Plus vous leur accorderez de complaisance, c'est-à-dire plus vous investirez de votre puissance pour investir la trace de la chose, plus vous perdrez de puissance. Alors, dans un amour heureux, dans un amour de joie, qu'est-ce qui se passe? Vous composez un maximum de rapports avec un maximum de rapports de l'autre. Corporel, perceptif, toutes sortes de natures, bien sûr corporel, oui, pourquoi pas, mais perceptif aussi. Ah bon, on va écouter de la musique, bien, on va écouter de la musique. D'une certaine manière, on ne cesse d'inventer. Comprenez, lorsque je parlais du troisième individu dont les deux autres ne sont plus que des parties, ça ne voulait pas dire du tout que ce troisième individu préexistait. C'est toujours en composant mes rapports avec d'autres rapports, et sous tel profil, sous tel aspect, que j'invente ce troisième individu dont l'autre et moi-même ne seront plus que des parties, que des sous-individus. Bon, et bien c'est ça.
chaque fois que vous procédez par composition de rapports et composition de rapports composés, vous augmentez votre puissance. Au contraire, l'appétit bassement sensuel, c'est pas parce qu'il est sensuel qu'il est mal. Parce que fondamentalement, il ne cesse pas de jouer sur les décompositions de rapports. C'est vraiment du type fais-moi mal, attriste-moi que je t'attriste. La scène de ménage, etc. Ah, comme on est bien avec la scène de ménage. Ah, oh, comme c'est bien après, c'est-à-dire les petites joies de compensation. C'est dégoûtant tout ça, mais c'est infect, quoi. C'est la vie la plus minable du monde. Je te fais allez, on va faire notre scène. Hein. Alors, une séance, ben oui, parce qu'il faut bien se haïr. Après, on s'aime encore plus. Spinoza, il vomit quand ça le fait. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fous-là? S'ils faisaient ça encore pour leur compte, mais c'est des contagieux, c'est des propagateurs. Ils vous lâcheront pas tant qu'ils vous auront pas inoculé leur tristesse. Bien plus, ils vous traitent de cons si vous dites que vous comprenez pas, que c'est pas votre vie. Ils vous disent que c'est ça la vraie vie. Et plus qu'ils se font leur bauge là, à base de scènes de ménage, de conneries d'angoisse et tout ça, plus qu'ils vous tiennent, ils vous inoculent, s'ils peuvent vous tenir là, alors ils vous la passent. Là. La composition des rapports. Bon, j'ai tout dit sur la composition des rapports. Parce que, comprenez, oui, surtout, j'ai pas tellement de choses à dire, parce que c'est vraiment, ça consiste pas le contresens, ce serait de croire, cherchons un troisième individu dont nous ne serions que les parties. Et non, ça préexiste pas. Ni la manière dont les rapports ne sont décomposés, ça préexiste dans la nature, puisque la nature c'est le tout. Mais de votre point de vue, c'est très compliqué. Là, on va voir quel problème ça pose pour Spinoza, parce que c'est très concret quand même tout ça. Sur les manières de vivre, comment vivre. Vous ne savez pas d'avance quelles sont les... On y va à tâtons, on y va en aveugle. Ça marche pas, etc. Et comment expliquer qu'il y a des gens qui précisément ne se lancent que dans des choses là où ils se disent que ça ne va pas marcher? C'est ceux-là les gens de la tristesse. C'est ceux-là les cultivateurs de la tristesse. Hein, parce qu'ils pensent que c'est ça le fond de l'existence. Sinon, le long apprentissage par lequel, en fonction d'un pressentiment de mes rapports constituants, j'appréhende vaguement d'abord ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et vous me direz, si c'est pour aboutir à ça, c'est pas fort. Rien que la formule, faites surtout pas ce qui vous convient. Vous me direz, c'est pas Spinoza qui l'a dit le premier d'abord. Mais la proposition, elle veut rien dire, faites ce qui vous convient pas si vous la coupez de tout contexte. Si vous l'amenez en conclusion de cette conception que moi je trouve très grandiose, des rapports qui se composent, etc. Comment est-ce que quelqu'un de concret va mener son existence de telle manière qu'il va acquérir une espèce d'affection, d'affect ou de pressentiment, des rapports qui lui conviennent, des rapports qui ne lui conviennent pas, les situations dont il doit se retirer, les situations où il doit s'engager, etc. C'est plus du tout il faut faire ceci, c'est pas du tout le domaine de la morale. Il faut rien faire du tout, quoi. Il faut rien faire du tout. Il faut trouver. Il faut trouver son truc, c'est-à-dire pas du tout se retirer. Il faut inventer les individualités supérieures dans lesquelles je peux entrer à titre de partie, car ces individualités ne préexistent pas. Alors, tout ce que je voulais dire, voyez en quel sens prend, je crois, une signification concrète, prennent une signification concrète les deux expressions.
augmentation de puissance, diminution de puissance. Ce sont les deux affects de base. Donc, si je regroupe l'ensemble avant de vous demander ce que vous pensez de tout ça, si je regroupe l'ensemble de la doctrine spinoziste que l'on peut appeler éthique, je dirais, bon, là, quitte à employer encore une fois un terme trop compliqué, mais ça me permet de regrouper, il y a une sphère d'appartenance de l'essence. Cette sphère d'appartenance comporte, pour le moment, on verra que ça va encore plus se compliquer, comporte pour le moment 3 dimensions. L'essence est éternelle. L'essence éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Votre essence est éternelle, votre essence singulière, c'est-à-dire votre essence à vous en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le moment, on ne peut lui donner qu'un sens à cette formule, à savoir, vous êtes un degré de puissance. Vous êtes un degré de puissance. C'est ça que Spinoza veut dire lorsqu'il dit, textuellement, « Je suis une pars, je suis une partie de la puissance de Dieu. Je suis une partie de la puissance de Dieu, je dirais à la lettre, je suis un degré de puissance. » Tout de suite, objection, je suis un degré de puissance. Bon, mais enfin... moi, bébé, tout petit, adulte, vieillard, c'est pas le même degré de puissance, il varie donc mon degré de puissance. D'accord, on laisse ça sur le côté. Comment, pourquoi est-ce que ce degré de puissance a, on dira, une latitude. Il a une latitude. D'accord, mais je dis en gros, je suis un degré de puissance et c'est en ce sens que je suis éternel. Personne n'a le même degré de puissance qu'un autre. Bon, vous voyez, ça on en aura besoin pour plus tard, c'est une conception à la limite quantitative de l'individuation. Mais c'est une quantité spéciale puisque c'est une quantité de puissance. Une quantité de puissance, on a toujours appelé ça une intensité. Bon. C'est à cela et à cela uniquement que Spinoza affecte le terme éternité. Je suis un degré de la puissance de Dieu, ça veut dire je suis éternel. Deuxième sphère d'appartenance. J'ai des affections instantanées. Ça, c'est la dimension, la vue de l'instantanéité. Suivant cette dimension, les rapports se composent ou ne se composent pas. C'est la dimension de l'affectio. Composition ou décomposition entre les choses. Troisième sphère de l'appartenance, troisième dimension de l'appartenance. Les affects. À savoir, chaque fois qu'une affection effectue ma puissance, et elle l'effectue aussi parfaitement qu'elle le peut, aussi parfaitement que c'est possible. L'affection, en effet, c'est-à-dire l'appartenance d'eux, effectue ma puissance, elle réalise ma puissance. Et elle réalise ma puissance aussi parfaitement qu'elle le peut en fonction des circonstances, en fonction du ici-maintenant. Elle effectue ma puissance ici-maintenant, en rapport avec les choses. Et bien, la troisième dimension, c'est que chaque fois qu'une affection effectue ma puissance,
Elle ne l'effectue pas sans que ma puissance augmente ou diminue. C'est la sphère de l'affect. Donc, ma puissance est un degré éternel, ça n'empêche pas qu'elle ne cesse pas dans la durée d'augmenter et de diminuer. Cette même puissance qui est éternelle en soi ne cesse d'augmenter, de diminuer, c'est-à-dire de varier dans la durée. Comment comprendre ça enfin? Eh bien, comprendre ça enfin, c'est pas difficile, c'est que si vous réfléchissez, je viens de dire, l'essence c'est un degré de puissance. C'est-à-dire, si c'est une quantité intensive. Mais une quantité intensive, c'est pas du tout comme une quantité extensive. Une quantité intensive, c'est inséparable d'un seuil. C'est-à-dire, une quantité intensive, c'est fondamentalement en elle-même, c'est déjà une différence. La quantité intensive est faite de différences. Est-ce que Spinoza va jusqu'à dire une chose comme ça? Là, je fais une parenthèse uniquement de pseudo-érudition, parce que c'est important, puisque je peux dire que Spinoza, premièrement, dit explicitement pars potentiae, partie de puissance. Il dit que notre essence est une partie de la puissance divine. Je dis, là, il n'est pas question de forcer les textes en disant partie de puissance, ce n'est pas une partie extensive. C'est forcément une partie intensive. Je remarque toujours dans le domaine alors d'une érudition, mais là j'en ai besoin pour justifier tout ce que je dis, que dans la scolastique au Moyen-Âge est absolument courant l'égalité de deux termes, gradus ou pars, partie ou degré. Or, les degrés, c'est des parties très spéciales, c'est des parties intensives. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je signale que dans la lettre 12 à Meyer, un monsieur qui s'appelle Meyer, il y a un texte que nous verrons sûrement la prochaine fois, parce qu'il nous permettra de tirer des conclusions sur l'individualité. Je signale dès maintenant, et je voudrais que pour la prochaine fois, ceux qui ont la correspondance de Spinoza aient lu la lettre à Meyer, qui est une lettre célèbre qui porte sur l'infini. Eh bien, dans cette lettre, Spinoza développe un exemple géométrique très bizarre, très curieux. Et cet exemple géométrique, il a fait l'objet de toutes sortes de commentaires, et il paraît très bizarre. Et Leibniz, qui lui était un grand mathématicien, qui a eu connaissance de la lettre à Meyer, déclare qu'il admire particulièrement Spinoza pour cet exemple géométrique, qui montre que Spinoza comprenait des choses que même ses contemporains ne comprenaient pas. Donc le texte est d'autant plus intéressant avec la bénédiction de Leibniz. Voilà la figure que Spinoza propose à notre réflexion. Deux cercles dont l'un est intérieur à l'autre, mais surtout qui ne sont pas concentriques. Vous voyez, hein, il faudrait que je me traîne jusqu'au tableau, je ne sais pas. S'il y avait quelqu'un dans le fond qui fait sur les deux cercles, oh, épatant, les deux cercles non concentriques, hein, dont l'un est intérieur à l'autre, voilà, parfait. Vous voyez. Et alors tu marques, tu veux bien juste marquer la plus grande distance et la plus petite. D'un cercle à l'autre. Voilà, et la plus petite. Parfait. Vous voyez, vous comprenez la figure? Voilà ce que nous dit Spinoza.
Spinoza nous dit une chose très intéressante, il me semble. Il nous dit, vous ne pouvez pas dire que dans le cas de cette double figure, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de limite ou de seuil. Vous avez un seuil, vous avez une limite. Vous avez même deux limites. Le cercle extérieur, le cercle intérieur. Ou ce qui revient au même, la plus grande distance d'un cercle à l'autre et la plus petite distance. Vous avez un maximum et un minimum. Et il dit, considérez la somme, alors là le texte latin est très important, considérez la somme des inégalités de distance. Voyez, vous tracez toutes les lignes, tous les segments qui vont d'un cercle à l'autre. Vous en avez évidemment une infinité. Spinoza nous dit considérez la somme des inégalités de distance. Comprenez à la lettre. Il ne nous dit pas considérer la somme des distances inégales. Il ne nous dit pas considérer la somme des distances inégales, c'est-à-dire des segments qui vont d'un cercle à un autre. Il nous dit la somme des inégalités de distance, c'est-à-dire la somme des différences. Et il dit c'est très curieux cet infini-là, on verra ce qu'il veut dire, mais je cite pour le moment ce texte parce que j'ai une idée précise. Il nous dit, c'est très curieux, c'est une somme infinie. La somme des inégalités de distance est infinie. Il aurait pu le dire aussi des distances inégales. C'est une somme infinie. Et pourtant, il y a une limite. Il y a bien une limite, puisque vous avez la limite du grand cercle et du petit cercle. Donc, il y a de l'infini et pourtant, ce n'est pas de l'illimité. Et il dit, ça, c'est un drôle d'infini. C'est un infini géométrique très particulier. C'est un infini que vous pouvez dire infini, bien qu'il ne soit pas illimité. En effet, l'espace compris entre les deux cercles n'est pas illimité. L'espace compris entre les deux cercles est parfaitement limité. Bon. Je retiens juste l'expression de la lettre à Meyer. Somme des inégalités de distance, alors qu'il aurait pu faire exactement le même raisonnement en s'en tenant au cas plus simple, somme des distances inégales. Pourquoi est-ce qu'il veut mettre en sommation des différences? Pour moi, là, c'est un texte vraiment qui est important parce que ça confirme qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'il ne dit pas. Il en a besoin en vertu de son problème des essences. Les essences sont des degrés de puissance, mais qu'est-ce que c'est un degré de puissance? Un degré de puissance est une différence entre un maximum et un minimum. C'est par là que c'est une quantité intensive. Un degré de puissance, c'est une différence en elle-même. Et à quel point on s'éloigne d'une vision substantialiste des êtres. Les êtres, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. À tout égard, là, ce texte qui semble renvoyer à tout à fait autre chose, renvoie, il me semble, au statut, alors, du mode à un point. Oui, c'est même pas par une simple intégration que... Non, t'as raison. Enfin, à la limite, ce serait en mathématiques par une série d'intégrations dites locales. Il faut... Moi non plus. Ouais. Comprenez donc, en effet, somme d'inégalités de distance. Toute essence est degré de puissance.
Chaque degré de puissance est une différence. Différence entre un minimum et un maximum. Dès lors, tout s'arrange très bien. Vous avez l'essence, degré de puissance, en elle-même comprise entre deux seuils. Et ça va à l'infini. Parce que si vous faites abstraction, si vous abstrayez un seuil, ce seuil lui-même est une différence entre deux autres seuils, etc. à l'infini. Donc c'est très étonnant comme vous n'êtes pas seulement une somme de rapports, vous êtes en fait une somme de différences entre rapports. C'est une conception très bizarre. Ça. Alors, bon. Alors, vous êtes un degré de puissance éternelle. Mais degré de puissance signifie différence. Différence entre un maximum et un minimum. Deuxième appartenance de l'essence. L'affection effectue votre puissance à chaque moment. C'est-à-dire entre les deux limites. Entre le maximum et le minimum. Troisième, et en sens, de quelque manière qu'elle réalise votre puissance ou votre essence, l'affection est aussi parfaite qu'elle peut l'être. Elle effectue votre puissance. De telle manière que vous ne pourrez pas dire il y a quelque chose qui n'est pas effectué. De toute manière, elle l'effectue. Troisième dimension. Oui, mais par la même. L'affection qui effectue votre puissance ne l'effectue pas sans diminuer ou augmenter votre puissance dans le cadre de ce seuil, de ce maximum et de ce minimum. Tantôt en augmentant votre puissance, tantôt en la diminuant. Toutes ces idées qui paraissaient d'abord comme se contredire sont prises dans un système d'une rigueur absolue. Si bien que vous ne cessez pas là d'être une espèce de vibration avec un maximum d'amplitude, un minimum d'amplitude. Et qu'est-ce que c'est les deux moments extrêmes? Qu'est-ce qui correspond alors dans la durée au maximum et au minimum? Le minimum, c'est la mort. Le minimum, c'est la mort. La mort, c'est l'affection qui effectue à l'instant ultime de votre durée, qui effectue votre puissance en la diminuant au maximum. Le contraire de la mort, c'est quoi? Le contraire de la mort, c'est la joie. C'est pas la naissance, puisque la naissance, vous naissez au plus bas. Vous naissez au plus bas de vous-même, forcément. Vous ne pouvez pas être pire, quoi. Alors, la joie, mais une joie spéciale que Spinoza appellera d'un nom particulier béatitude. La béatitude qui sera en même temps l'expérience de l'éternité, selon Spinoza. Là, vous effectuez votre puissance de telle manière que cette puissance augmente au maximum. C'est-à-dire, vous pouvez traduire au maximum, du coup, si je reviens à l'appartenance d'eux, je dirais sous tous les rapports à la fois. Bon. Voilà, mais il faudrait que ce soit très clair. Voulez-vous reposer un peu, hein?
Et puis, vous dites, s'il y a des choses pas claires, moi, je veux bien qu'on... Parce qu'au point où on en est, voilà où j'en suis, c'est bon, mais ça, c'est comme un schéma théorique. Comment on va se débrouiller concrètement? Comment on va faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vie éthique à partir de là? Bon, reposez-vous un court instant. Faut vous taire un peu. On voit qui parle là. Bien, alors. Ouais. Ouais, mais parle fort parce qu'il se taise pas, hein. Oh. Tu as parlé de la béatitude. Ouais. Ou encore, Spinoza appelle, dans le troisième livre, dans le dernier livre de l'Église, la gloire, Ouais. ou la liberté. Or, justement, la béatitude, c'est une limite, d'une certaine façon, de toutes les variations de puissance qui sont déterminées par les affects comme effectuation des affections instantanées. Mais est-ce que l'on peut dire, dans ce cas-là, puisque à la fois les affects et les affections sont affects et affections des modes finis comme affections de la nature, dit Spinoza, est-ce que l'on peut dire que la limite des variations de puissance, c'est-à-dire la béatitude, la gloire ou la liberté, appartient encore au régime des affects? Autrement dit, est-ce que l'on peut dire que la béatitude est littéralement par-delà la joie et la tristesse? Autrement dit, sans affect. Ben, je ne sais pas, moi je vois bien ce que je dirais à cette question et ce que dit, il me semble, Spinoza. Et là, je sens que la réponse n'est pas suffisante au sens où on peut toujours essayer de... À mon avis, Spinoza dirait, et ça j'ai pas encore entamé ce point, Spinoza dirait là-dessus, en fait, il distingue, vous voyez, dans ce système que j'ai essayé de présenter comme un système d'appartenance de l'essence, les choses se ramifient beaucoup. Parce que la dimension de l'affect, on a vu qu'elle a deux pôles. Les affects diminution de puissance, tristesse, les affects augmentation de puissance, joie. Mais en fait, elle n'a pas simplement deux dimensions. La dimension des affects, elle en a trois. Elle en a trois. Et je crois que ça donne une réponse à la question que vient de poser Confesse. Car les affects de diminution ou d'augmentation de puissance, la Spinoza est formelle, ce sont des passions. Ce sont des passions. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire passion, comme dans toute la terminologie du XVIIe siècle, est un terme très simple qui s'oppose à action. Passion, c'est le contraire d'action. Donc, comprenez à la lettre les affects d'augmentation de puissance, c'est-à-dire les joies, ne sont pas moins des passions que les tristesses ou les diminutions. La distinction, à ce niveau, la distinction joie-tristesse est une distinction à l'intérieur de la passion. Il y a des passions joyeuses et il y a des passions tristes. Bon, ce sont les deux sortes d'affect-passion. Pourquoi est-ce que même les joies sont des passions? Spinoza est très ferme, il dit, voilà exactement la lettre du texte de Spinoza, il nous dit, c'est forcé parce que ma puissance d'agir peut augmenter
elle a beau augmenter, je n'en suis pas encore maître. Je ne suis pas encore maître de cette puissance d'agir. Donc, l'augmentation de la puissance d'agir tend vers la possession de la puissance, mais elle ne possède pas encore la puissance. Donc, c'est une passion. Maintenant, il ajoute, et ça va être la troisième dimension de l'affect. Il ajoute en revanche, si vous supposez, et alors comment est-ce qu'on peut supposer? Ça va nous relancer dans un problème. Si vous supposez quelqu'un qui est en possession de sa puissance d'agir, on ne peut plus dire à la lettre, mais qu'est-ce que ça posera toutes sortes de problèmes pour nous. En toute rigueur, on ne peut plus dire que sa puissance d'agir augmente. Il la possède au maximum. De quelqu'un qui possède au maximum sa puissance d'agir, il est sorti du régime de la passion. Il ne pâtit plus. La question de contexte, c'est exactement, est-ce qu'on doit dire qu'il a encore des affects? Spinoza me paraît formel. Oui, il a encore des affects. Mais ces affects ne sont plus des passions. Il a des affects actifs. Qu'est-ce que veut dire affect actif? Ces affects actifs ne peuvent être que des joies. Voilà. Donc, vous voyez, la réponse est complexe. Celui qui est en possession de sa puissance d'agir a des affects. Deuxième proposition, ces affects sont nécessairement des joies, puisqu'elles découlent de la puissance d'agir. Troisième proposition, ces joies ne sont donc pas du même type que les joies augmentation de la puissance d'agir, qui, elles, étaient des passions. Hein? Il y a donc une seule sorte de tristesse, diminution de la puissance d'agir. Mais il y a deux sortes d'affects de joie. Les joies passion et les joies action. Les joies passion sont toutes celles qui se définissent par une augmentation de la puissance d'agir. Les joies action sont toutes celles qui se définissent comme découlant d'une puissance d'agir possédée. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Qu'est-ce que c'est que ces joies actives qui sont des affects? En quoi c'est des affects? Eh bien, ce sont les affects sous lesquels l'essence, c'est-à-dire moi ou vous, je m'affecte moi-même. C'est comme une affection de soi par soi. L'affect est passion ou passif, tant qu'il est provoqué par quelque chose d'autre que moi. Je dirais que alors l'affect est une passion. Lorsque c'est moi qui m'affecte, l'affect est une action. Vous remarquerez que, pour ceux qui connaissent par exemple Kant, ce qui est sans rapport avec Spinoza, dans la terminologie de Kant, vous retrouvez une chose comme ça lorsqu'il définit très bizarrement, il dit l'espace, c'est la forme sous laquelle des objets extérieurs m'affectent. Et c'est comme ça qu'il définit l'espace, c'est très curieux. Il dira l'espace, c'est la forme sous laquelle des objets extérieurs m'affectent. Mais le temps, c'est la forme sous laquelle je m'affecte moi-même. Et Kant développe toute une théorie très curieuse de l'affection de soi par soi. Bon, chez Spinoza, alors, tout autre monde, c'est pas du tout le même problème, il y a aussi des affects passifs et des affects actifs. Les affects passifs, c'est les passions, les affects actifs, c'est les affects par lesquels je m'affecte moi-même. Pourquoi est-ce que dans la béatitude, c'est toujours moi qui m'affecte? C'est qu'à ce moment-là, on verra ça, c'est les choses les plus compliquées sur ce que Spinoza appelle l'immortalité, mais
au niveau de la béatitude, lorsque je possède ma puissance d'agir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai composé tellement mes rapports, j'ai acquis là une telle puissance de composition des rapports, que j'ai composé mes rapports avec le monde entier, avec Dieu lui-même, ce qui est la plus difficile, ça, hein. C'est le stade ultime, hein. Que plus rien ne me vient du dehors. Ce qui me vient du dehors, c'est aussi ce qui me vient du dedans et inversement. Il n'y a plus de différence entre le dehors et le dedans. Alors à ce moment-là, tous les affects sont actifs. Et en effet, le troisième genre de connaissance, qui est l'éternité ou la béatitude, Spinoza le définira comment? Il le définira comme la coexistence, mais la coexistence intérieure de trois idées. L'idée de moi, l'idée du monde et l'idée de Dieu, Dieu, le monde et moi, hein, qu'est-ce que vous voulez de plus, mais tel que lorsque Dieu m'affecte, c'est moi qui m'affecte à travers Dieu. Lorsque j'aime Dieu, et inversement, lorsque j'aime Dieu, c'est Dieu qui s'aime à travers moi, etc., etc., il y a une espèce d'intériorité des trois éléments de la béatitude, Dieu, le monde et moi. Si bien que tous les affects sont actifs. Bon, mais ça, on verra, ça fait partie d'une expérience très particulière. Mais quant à la question posée par Comtesse, moi je répondrai, je m'en tiendrai à la lettre là, de la terminologie spinoziste, à savoir, il y a une seule sorte de tristesse, mais il y a deux sortes de joie très différentes. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? La même chose, non? C'est que la béatitude, ça consiste à s'affecter joyeusement. C'est ça. Mais d'autre part, quoi que ce soit qui m'affecte, c'est moi qui m'affecte. Alors, on risque rien là. Mais justement, ça fait intervenir quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il n'y a plus seulement, on croyait en avoir fini, diminution, augmentation de puissance d'agir, c'était relativement clair, on comprenait. Et voilà qu'il y a encore autre chose, à savoir la puissance pleinement possédée. Qu'est-ce que c'est que ça, cette puissance pleinement possédée? Comment on arrive à ça? De telle manière qu'il y ait des affects actifs. Ça se complique, si bien que ma sphère d'appartenance, vous voyez, elle s'enrichit de plus en plus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres Oui. Quoi? Une idée de quoi? Crise. De crise. De crise de quoi? Je comprends pas. Avec cette figure, vous dites, avec cette figure, tout est pareil. Non, tout n'est pas pareil. J'entends même pas. C'est pas que je comprends pas, c'est que j'entends pas. Alors c'est plus simple encore. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Il pourrait cette figure, qu'est-ce qu'il veut dire cette figure? Ce qui me gêne dans cette figure, je vais vous dire, je ne sais pas si ça répond. Ce qui me gêne dans cette figure, c'est que j'ai l'impression que c'est un exemple qui convient à plusieurs niveaux très différents de la pensée de Spinoza. Elle convient à la fois pour l'ensemble de toutes les essences l'ensemble de toutes les essences, et la même figure convient aussi pour l'analyse de chaque essence. C'est très compliqué, je peux dire ça c'est mon portrait à moi ou à vous, ou je peux dire c'est l'ensemble de tous les portraits d'essence.
Le problème géométrique posé, Anne, il me semble qu'il a plusieurs aspects. Il a un aspect par lequel c'est un infini qui n'est pas infini par la multitude des parties, c'est-à-dire un infini non numérique. C'est le premier paradoxe. Il y a même 3 paradoxes, il me semble, et qui renvoient, il me semble, à 3 thèmes très différents du spinozisme. Or, il les groupe dans cet exemple. C'est un infini qui n'est pas constant, puisqu'il peut être le double ou le triple. Donc, c'est un infini inégal. Deuxièmement, c'est un infini qui comporte des limites, puisqu'il y a un maximum et un minimum. Et troisièmement, c'est un infini non numérique. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Elles ne sont pas finies non plus, les distances. Chaque distance est finie. D'accord, d'accord, d'accord. Or, cet infini a un second caractère. L'espace entre les deux cercles est limité. Bien plus, c'est cette limite qui permet de définir les conditions de cet infini. Bien plus, cet espace limité comporte lui-même une infinité de distances. Donc, c'est un infini qu'on ne peut pas dire illimité. C'est un infini qui renvoie à des conditions de limite. Troisièmement, c'est un infini non numérique, puisqu'il n'est pas infini par la multitude de ses parties. Exactement comme penser, par exemple, là il dit quelque chose de très fort, il tient la géométrie contre l'algèbre. Spinoza, il ne croit pas à l'avenir de l'algèbre, hein, mais il croit très fort à une géométrie. Si vous prenez par exemple une grandeur irrationnelle, c'est le même cas. C'est très analogue, c'est un cas beaucoup plus simple, une grandeur irrationnelle. Là, vous avez des thèmes d'infini propres qu'on appellera des infinis proprement géométriques, parce que l'infinité ne dépend pas d'un nombre. C'est pas parce qu'il y a un nombre de parties même plus grand que tout nombre donné que c'est de l'infini. Ce n'est pas un infini par la multitude des parties. Or, tout ce que je voulais dire, c'est que ces 3 caractères, il me semble, sont complètement cohérents, mais renvoient à 3 situations différentes dans le spinozisme. Oui. Oui, mais justement, c'est une situation de passage. Ouais. Tu crois? Là, il faut le forcer, hein, Spinoza, parce que... Ouais. Ouais. Oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça, c'est juste ça que je voulais dire en disant, c'est pas une intégration globale. Ça peut être qu'une succession d'intégrations locales qui fait... Bon, alors écoutez, hein, écoutez. Voilà où on en est. Je reprendrai ça et puis il faut en finir. Alors, voilà, on est exactement à la situation, bon, tout ça, je suppose que vous l'ayez compris, mais voilà, on se dit, eh ben, j'ai eu beau dire tout le temps, attention, c'est pas de la théorie, ça reste quand même de la théorie. C'est qu'est-ce qu'on fait alors dans la vie? On est, bon, on est.
Mais encore une fois, on n'est pas avec une science des rapports. On n'a aucune science des rapports. Qu'est-ce que Spinoza va même nous dire à cet égard? Il va nous dire quelque chose de très frappant, à savoir que quand vous naissez, mais vous êtes à la merci, heureusement que vous avez des parents qui vous protègent un peu, on est à la merci des rencontres. Qu'est-ce que c'est? Il y a même un état, bien connu, qui peut se définir comme ceci. Chaque être y est à la merci des rencontres. C'est ce qu'on appelle l'état de nature. À l'état de nature, vous êtes à la merci des rencontres. Alors vous pouvez toujours vivre avec l'idée, oh mon Dieu, est-ce que je vais rencontrer quelque chose dont les rapports se composent avec les miens ou pas? Remarquez que déjà, c'est l'angoisse, ça. L'angoisse, c'est oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ça commence mal. Bon, le risque perpétuel, parce que si vous prenez un corps précis, dans la nature immense, un corps précis dans la nature immense, tout seul, tout nu, admirez, ou plutôt non, désolez-vous, car il y a évidemment beaucoup moins de corps dont les rapports se composent avec le sien que de corps dont les rapports ne conviennent pas avec le sien. Donc on n'est pas gagnant dans toute cette histoire de l'éthique. On est, comment dire, comme diraient d'autres auteurs, on est jeté au monde. Mais l'état de nature, ça veut dire précisément être jeté au monde. À savoir, être dans des rapports comme ça, on se dit, on vit à la merci des rencontres. Vous comprenez, je vois quelque chose, je me dis c'est peut-être bon à manger, mais je me dis, oh, c'est peut-être de l'arsenic, tout ça, quoi. Alors, dès le moment où on n'a pas une science des rapports et de leur combinaison, comment on va se débrouiller? C'est là que Spinoza pense que l'éthique, ça veut vraiment dire quelque chose. Il va falloir, et comment va se faire? On peut imaginer alors les problèmes de la vie, des modes d'existence. Je veux dire, de quelle façon? C'est évident, je crois qu'il nous propose un schéma là extrêmement pratique. Vous vous rappelez peut-être que j'avais invoqué Rousseau, précisément, si différent qu'il soit de Spinoza, où je vous disais, oui, il y a un premier aspect, finalement le problème c'est ceci. Spinoza, il fait partie précisément contre beaucoup de penseurs de son temps, il fait partie des philosophes qui ont dit le plus profondément, vous savez, vous ne naissez ni raisonnable, ni libre, ni intelligent. Si vous devenez raisonnable, si vous devenez libre, etc., c'est affaire d'un devenir. Mais il n'y a pas d'auteur qui soit plus indifférent, par exemple, au problème de la liberté comme appartenant à la nature de l'homme. Il pense que rien du tout appartient à la nature de l'homme. Ça, c'est un auteur qui pense tout vraiment en termes de devenir. Et sa question, c'est bon, d'accord, sans doute, qu'est-ce que ça veut dire devenir raisonnable? Qu'est-ce que ça veut dire devenir libre? Une fois dit qu'on ne l'est pas. On ne naît pas libre, on ne naît pas raisonnable. On est complètement à la merci des rencontres, c'est-à-dire on est complètement à la merci des décompositions. Et vous devez comprendre que c'est normal chez Spinoza. Les auteurs qui pensent que nous sommes libres par nature, c'est ceux qui se font de la nature une certaine idée. Je ne crois pas qu'on puisse dire nous sommes libres par nature si l'on ne se conçoit pas comme une substance. Être raisonnable, ça peut se comprendre si je me définis comme animal raisonnable, du point de vue de la substance. C'est la définition aristotélicienne qui implique que je sois une substance. Si je suis un ensemble de rapports, c'est peut-être des rapports rationnels. Dire que c'est raisonnable est strictement dénué de tout sens. Donc, si raisonnable, libre, etc., ont un sens quelconque, ça ne peut être que comme le résultat d'un devis. Déjà, ça, c'est très nouveau.
Eh bien, comment, une fois dit que être jeté au monde, c'est précisément risquer à chaque instant de rencontrer quelque chose qui me décompose. D'où je disais, il y a un premier aspect de la raison. Le premier effort de la raison, je crois, c'est très curieux chez Spinoza, c'est une espèce d'effort extraordinairement tâtonnant. Et là, vous ne pouvez pas dire que c'est insuffisant parce qu'il rencontre des tâtonnements concrets. C'est toute une espèce d'apprentissage pour évaluer ou avoir des signes, je dis bien des signes, organiser ou trouver des signes me disant un peu quels rapports me conviennent, quels rapports ne me conviennent pas. Il faut essayer, il faut expérimenter. Et mon expérience à moi, je ne peux même pas tellement la transmettre parce que ça ne convient peut-être pas à l'autre. Hein. À savoir, c'est comme une espèce de tâtonnement pour que chacun découvre à la fois ce qu'il aime et ce qu'il supporte. Bon, c'est un peu comme ça, si vous voulez, qu'on vit quand on prend des médicaments. Quand on prend des médicaments, il faut trouver ses doses, ces trucs-là. Il faut faire des sélections. Et ce n'est pas l'ordonnance du médecin qui suffira, et elle vous servira. Mais il y a quelque chose qui dépasse une simple science ou une simple application de la science. Il faut trouver votre truc. C'est comme, faire l'apprentissage d'une musique, trouver à la fois ce qui vous convient, ce que vous êtes capable de faire. Tout ça, c'est ça déjà que Spinoza appellera. Et ce sera, je crois, le premier aspect de la raison. Une espèce de double aspect, sélectionner, composer. Sélectionner, sélection, composition. C'est-à-dire arriver à trouver par expérience avec quel rapport les miens se composent. Et en tirer les conséquences, c'est-à-dire à tout prix fuir le plus que je peux. Je ne peux pas tout, je ne peux pas complètement, mais fuir au plus, au maximum. La rencontre avec les rapports qui ne me conviennent pas. Et composer au maximum, me composer au maximum avec les rapports qui me conviennent. Là encore, ça a l'air... C'est ça, je dirais, c'est ça la première détermination de la liberté ou de la raison. Alors le thème de Rousseau, ce qu'il appelait lui-même le matérialisme du sage, vous vous rappelez quand j'en avais parlé un peu de cette idée de Rousseau très curieuse là, une espèce d'art de composer des situations. Cet art de composer des situations qui consiste surtout à se retirer des situations qui ne vous conviennent pas, à entrer dans les situations qui vous conviennent, tout ça. C'est ça le premier effort de la raison. Mais j'insiste là-dessus, à ce niveau, nous n'avons aucune connaissance préalable. On n'a aucune connaissance préexistante, on n'a pas de connaissance scientifique, c'est pas de la science. C'est vraiment de l'expérimentation vivante, c'est de l'apprentissage. Et je ne cesse pas de me tromper, je ne cesse pas de me flanquer dans des situations qui ne me conviennent pas. Je ne cesse pas, etc., etc. Et c'est petit à petit que s'esquisse comme une espèce de début de sagesse, qui revient à quoi? Qui revient à ce que disait Spinoza depuis le début. Mais que chacun sache un peu, et une vague idée de ce dont il est capable. Une fois dit que les gens incapables, ce n'est pas des gens incapables. C'est des gens qui se précipitent sur ce dont ils ne sont pas capables, et puis qui laissent tomber ce dont ils sont capables. Mais qu'est-ce que peut un corps, demande Spinoza, qu'est-ce que peut un corps? Ça ne veut pas dire un corps en général, ça veut dire le tien, le mien. De quoi tu es capable? C'est cette espèce d'expérimentation de la capacité. Essayer d'expérimenter la capacité. Et en même temps la construire en même temps qu'on l'expérimente. C'est très concret. Or, on n'a pas de savoir préalable. Je ne sais pas, il y a des domaines de quoi je suis capable. Qui peut se dire ça, j'en suis pas... Il y a dans les deux sens. Il y a les gens trop modestes qui se disent ça, j'en suis pas capable au sens de j'y arriverai pas. Et puis il y a les gens trop sûrs d'eux qui disent ça, une chose aussi vilaine, j'en suis pas capable, mais il le ferait peut-être, on ne sait pas. Personne ne sait ce dont il est capable.
Je pense que, par exemple, une des choses à la belle époque de l'existentialisme, il y avait, comme c'était quand même très lié à la fin de la guerre, au camp de concentration, etc., il y avait un thème que Jaspers avait lancé, qui était un thème, il me semble, très profond, qui disait, il définissait, il distinguait deux types de situations. Les situations limites, il appelait les situations limites, et les situations simplement quotidiennes. Il disait les situations limites, elles peuvent nous tomber dessus tout le temps. C'est précisément des situations où on ne peut pas dire d'avance. On ne peut pas dire d'avance. Que si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas été torturé, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a aucune idée de s'il tiendra le coup, s'il ne tiendra pas. Au besoin, les types les plus courageux s'effondrent et des types qu'on aurait cru comme ça, des minables, quoi. Ils tiennent le coup, une merveille. On ne sait pas. La situation limite, c'est vraiment la situation telle que là, j'apprends au dernier moment, parfois trop tard, ce dont j'étais capable. Ce dont j'étais capable pour le pire ou pour le mieux. Mais on ne peut pas dire d'avance. C'est trop facile de dire, ah ça, jamais je le ferai, moi. Et inversement, alors on passe notre temps, nous, à faire des trucs comme ça, et puis... mais ce dont on est vraiment capable, on passe à côté. Tant de gens meurent sans savoir et sauront jamais ce dont ils étaient capables. Encore une fois, dans l'atroce comme dans le très bien. Bon, c'est des surprises, il faut se faire des surprises, à soi-même. On se dit, oh tiens, ça, j'aurais jamais cru que j'aurais fait ça. Bon, les gens, ils ont beaucoup d'art, vous savez, ils ont beaucoup d'art. Généralement, on parle toujours de la manière, là, c'est du spinozisme très compliqué, parce que on parle toujours de la manière dont les gens se détruisent eux-mêmes. Mais je crois que finalement, c'est souvent du discours, ça aussi. Il y a des gens qui se détruisent, c'est triste, c'est toujours un spectacle très triste, puis ils sont embêtants, quoi. Ils ont aussi une espèce de prudence, la ruse des gens, c'est marrant les ruses des gens, parce que il y a beaucoup de gens qui se détruisent sur les points précisément où ils n'ont pas besoin d'eux-mêmes. Alors évidemment, ils sont perdants, parce que finalement, vous comprenez, ouais. Je suppose, quelqu'un à la limite qui se rend vraiment impotent, il se rend impotent, mais c'est quelqu'un qui n'a pas tellement envie de marcher. C'est pas son truc. Moi, j'attends que, en d'autres termes, c'est pour lui un rapport très secondaire. Bouger, c'est un rapport très secondaire. Bon, il arrive à se mettre dans des états où il ne peut plus bouger. D'une certaine manière, il a ce qu'il voulait parce qu'il a lâché sur un rapport secondaire. C'est très différent lorsque quelqu'un se détruit dans ce qu'il vit lui-même comme étant ses rapports constituants, principaux. Si ça ne vous intéresse pas beaucoup de courir, vous pouvez toujours beaucoup fumer. Hein. Alors on vous dira, tu te détruis toi-même, mais très bien, moi je me contenterai d'être sur une petite chaise. Hein. Au contraire, ce serait mieux comme ça, j'aurais la paix. Très bien. Alors je me détruis moi-même? Non, pas tellement. Évidemment, je me détruis moi-même, parce que si je ne peux plus du tout bouger, à la fin, je risque d'en crever. Oui, j'aurais des ennuis d'une autre nature que je n'aurais pas prévu. Ah oui, alors là, c'est embêtant. Bon. Mais voyez, même dans les expérimentations, même dans les choses où il y a destruction de soi, il y a des ruses qui impliquent tout un calcul des rapports. On peut très bien se détruire sur un point qui n'est pas essentiel pour la personne même et essayer de garder l'essentiel. Oh, c'est complexe tout ça, c'est complexe, on est sournois, vous ne savez pas à quel point vous êtes sournois, tout le monde, quoi. Alors, bon, voilà, j'appelle raison ou effort de la raison, conatus de la raison, effort de la raison. Cette tendance à sélectionner, à apprendre les rapports, cet apprentissage des rapports qui se composent ou qui ne se composent pas. Or, je dis bien, comme vous n'avez aucune science préalable, vous comprenez ce que veut dire Spinoza? La science, vous allez peut-être y arriver à une science des rapports. Mais qu'est-ce qu'elle sera? Une drôle de science. Ce ne sera pas une science théorique. La théorie en fera peut-être partie. Mais ce sera une science vraiment au sens d'une science vitale. Vous arriverez peut-être à une science des rapports, mais vous ne l'avez absolument pas.
Pour le moment, vous ne pouvez vous guider que sur des signes. Or, le signe, on l'a vu, et ce sera le moment la prochaine fois de revoir ça de plus près, c'est un langage follement ambigu. Le langage des signes, c'est le langage de l'équivoque, de l'équivocité. Un signe a toujours plusieurs sens. Alors, ce qui me disconvient sous un rapport me convient sous un autre rapport. Ça me disconvient par ceci, mais ça me convient par là. C'est le langage. Et c'est là que Spinoza définira toujours le signe, en y englobant toutes sortes de signes par l'équivocité. Le signe, c'est l'expression équivoque. Je me débrouille comme je peux. Et les signes, c'est quoi? C'est les signes du langage qui sont fondamentalement équivoques, selon Spinoza. Et d'une part, les signes du langage. D'autre part, les signes de Dieu, les signes prophétiques. Et d'autre part, les signes de la société. Récompense, punition, etc. Signes prophétiques, signes sociaux, signes linguistiques, c'est les trois grands types de signes. Or, à chaque fois, c'est ça le langage de l'équivocité. Or, nous sommes forcés de partir de là, de passer par là, pour construire notre apprentissage, c'est-à-dire quoi? Pour sélectionner nos joies, éliminer nos tristesses, c'est-à-dire avancer dans une espèce d'appréhension des rapports qui se composent, arriver à une connaissance approximative par signe des rapports qui me conviennent et des rapports qui ne me conviennent pas. Donc, le premier effort de la raison, vous voyez, c'est exactement tout faire ce qui est en mon pouvoir pour augmenter ma puissance d'agir, c'est-à-dire pour éprouver des joies passives, pour éprouver des joies passions. Les joies passions, c'est ce qui augmente ma puissance d'agir en fonction de signes encore équivoques où je ne possède pas cette puissance. Vous voyez? Alors, la question à laquelle j'en suis, c'est, bon, très bien, à supposer que ce soit comme ça, qui est ce moment de long apprentissage. Comment est-ce que je peux passer? Comment cet apprentissage peut me mener à un stade plus sûr, où je suis plus sûr de moi-même, c'est-à-dire où je deviens raisonnable, où je deviens libre? Comment est-ce que ça peut se faire, ça? Bon, on le verra la prochaine fois.